La Shiver, quand on a sorti la Shiver SC et DC, les cartouches étaient une copie conforme de la Shiver 50 qui est utilisée en motocross ou en supermotard par Chambon sur les Husqvarna 510. On n'est jamais arrivé à percer le marché du cross-country, mais par contre, le marché de la DH, on a mis la fessée à tout le monde. Ouais. Un vélo de cross-country maintenant, tu le mets en Coupe du Monde de DH il y a 30 ans, mais tu gagnes. Mais on peut pas mettre un axe de 9 qui était fait pour des V-breaks sur un vélo e-bike avec un moteur et un frein de 200. Et ben, il y en a plein qui le font. L'e-bike, c'est axe traversant. Moi, des racks, chez Marzo, j'en ai coupé 200 la disqueuse. Si on résume la rack, projet exceptionnel, mais à l'époque on l'a sorti, la technologie n'était pas là pour la faire. On est tous capables de fabriquer une fourche qui vaut 4000 € et qui est top. Mais c'est pas ça, tu vas en vendre combien? C'est faire le bon ratio rapport qualité-prix. On nous a reproché, nous, Suntour, qu'on faisait une suspension filaire. On l'a faite sans fil. Le système, il bug. On envoie tellement d'informations, il y a tellement de pick-up d'informations qu'en sans fil, ça ne marche pas, ça bug. On a trop mis de technologie dans le vélo. La seule solution, c'est l'électronique qui va gérer tout ça. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Je suis convaincu que le vélo transforme des vies, c'est pourquoi j'invite à mon micro des invités inspirants, des athlètes, des champions, des entrepreneurs et des ingénieurs d'hier et d'aujourd'hui pour des échanges approfondis afin de faire grandir votre passion du vélo. Avec En roue libre, je travaille à rendre le vélo passionnant pour les pratiquants et avec Line, l'agence conseil spécialisée dans l'industrie du cycle que je dirige, j'aide les entreprises à y lancer des projets et à y prospérer. En faisant ça, mon intention est que le plus de monde possible découvre comment la passion du vélo peut changer des vies pour le meilleur et se mettre au vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. Stéphane Guillaume est responsable de la structure française de la marque de suspension SR Suntour et responsable des structures SAV de la marque en Europe. Avec 30 années passées dans le domaine de la suspension, Stéphane est un véritable passionné comme on n'en voit que trop peu. Et si vous avez eu peur en voyant la longueur de cet épisode, rassurez-vous, ça va passer très vite et vous allez en avoir pour votre argent. Car avant d'arriver chez Suntour, Stéphane a passé 16 ans chez Marzocchi entre 1996 et 2012, autant dire les années fastes de la marque italienne. Il a été au cœur de tout ce qui faisait la grandeur de Marzo, les freeriders, les modèles iconiques comme la Z1, la Monster, la Shiver ou l'incroyable Rack. Et vous allez voir qu'il a quelques beaux souvenirs et qu'il devrait vous en rappeler quelques-uns. Depuis 2012, il relève un challenge de taille, faire gagner au plus haut niveau les suspensions SR Suntour, et si on en juge au résultat de Ton Peacock et de Pauline Ferrand-Prévot, récemment champion olympique aux Jeux de Paris, on peut dire de manière assez sereine qu'il a atteint son objectif. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir comment Marzocchi est devenu la marque emblématique qu'on connaît tous, quelques anecdotes à peine croyables sur le développement des modèles les plus emblématiques de la marque, pourquoi, malgré des parts de marché et des volumes à donner le tournis, Suntour est-elle aussi discrète, comment est-ce qu'elle est parvenue à se hisser au plus haut niveau en remportant l'or olympique aux Jeux de Paris en VTT, comment sont formés les techniciens qui entretiendront demain vos suspensions, quelques conseils d'experts pour comprendre le rôle de la suspension et les clés pour réaliser un bon réglage et un bon entretien, les prédictions fascinantes de Stéphane sur l'avenir de la suspension, et bien plus encore. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Stéphane Guillaume. Stéphane, c'est quoi, selon toi, l'avenir de la suspension ? Bon, c'est très simple, l'avenir de la suspension, elle sera dans l'électronique. Pourquoi ? Tu peux nous dire ? Tout simplement parce que il y a deux choses. Il y a la suspension performance, du monde, cross-country, DH, etc. Et il y a la suspension qui arrive vraiment dans la mobilité, comme on le connaît dans la voiture, où là, on ne cherche plus la performance, on cherche la sécurité et le confort. Et c'est deux objectifs différents dans la suspension. Quand on cherche la performance, on doit dire que la main du technicien ou de l'ingénieur ou du pilote, elle peut intervenir sur des réglages, etc. Mais enfin, on commence à le voir en cross-country et en DH, où la suspension, elle est quand même de plus en plus électronique, dans le sens où l'électronique va permettre des choses dont l'humain en direct ne pourra pas faire. Elle va gérer des paramètres tellement rapides, les pilotes vont de plus en plus vite, etc. Et puis la connaissance de la suspension, le métier de la suspension, moi ça fait 30 ans que je suis dedans, il y a des gens, ils sont perdus dans la suspension, entre les réglages haute vitesse, basse vitesse, compression, détente, etc., le ramping. Donc je pense que
on arrivera à simplifier en mettant de l'électronique qui va gérer par exemple par une application, par un iPhone. Et puis, il y a aussi le côté OEM, c'est-à-dire les constructeurs. Avant tout, on vend des suspensions à des constructeurs de vélos. Et les constructeurs de vélos, quand tu discutes avec eux, ils te le disent. Nous, on utilise telle cinématique, tel système, etc. Mais on aimerait, par exemple, que quand on pose nos enfants derrière ou qu'on met un sac de patates sur le vélo long tail, la suspension, elle se durcit. Tu vas pas demander à la dame qui est allée acheter ses patates de faire des réglages sur la basse vitesse. Donc, je pense que pour répondre à ta question de façon générale, l'avenir de la suspension, il y en aura besoin de partout. Mais pour faciliter l'utilisation, la compréhension, c'est l'électronique qui prendra le relais, comme c'est fait dans l'automobile, en moto GP, enfin dans plein de secteurs où on utilise la suspension. C'est marrant parce que on est quand même en train de parler d'un truc qui, effectivement, aujourd'hui, dans l'automobile et la moto, fait partie intégrante des véhicules, on va dire, grand public. C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, là, il y a peu de temps, j'ai utilisé une voiture, c'était une Scénic. J'avais un réglage sport, confort, exactement. machin, tout ça. C'était un Scénic de mon voisin qui a voilà. 80 ans. Et aujourd'hui, on en est encore dans le vélo à un niveau où, pour le moment, c'est réservé à la compétition, à l'élite. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un changement dont tu nous parles, qui est majeur et auquel on est en train d'assister. Est-ce que tu as vraiment le sentiment que c'est ce moment marquant, ce tournant sur les technologies de suspension qui est en train de s'opérer en ce moment? Oui, tout à fait. D'abord, l'industrie du cycle et de la suspension, c'est jeune par rapport à l'automobile. Donc, ça veut dire que ce qu'a connu l'automobile, avec l'arrivée de l'électronique, etc., ça a mis quand même plus de temps. Sauf que maintenant, quand tu vois maintenant ce qu'on arrive à faire avec un iPhone, avec de l'électronique, faire des photos, écouter de la musique, on fait tout, quoi. On a accès maintenant à des technologies, à de la miniaturisation, à plein de choses qui font que ça avancera plus vite dans le monde du vélo. Ça, c'est une certitude. Et puis, on se rend compte que ça marche. Enfin, nous, on a gagné, on est les première marque de suspension électronique à avoir fait gagner une manche de Coupe du Monde à un pilote, à Pidcock, on est double champion olympique. Donc, on se rend compte que maintenant, la suspension, elle est plus simple à mettre en œuvre. Elle apporte beaucoup plus de choses parce que c'est géré par l'électronique et puis c'est très rapide. Le seul inconvénient, c'est que quand tu pars dans l'électronique, on parle en millions. Tu peux pas produire une suspension électronique. Si, tu peux, mais à un moment donné, quand il va falloir utiliser un business model, il faut en fabriquer des millions. Et avant d'en fabriquer des millions, il faut miniaturiser. Enfin, il y a tout un process industriel où tu passes pas d'une suspension électronique à 1 million de suspensions électroniques comme ça. Il faut du temps, voilà. Et ça vient évidemment toujours par le haut niveau, parce que on développe par le haut niveau. C'est ce qu'a toujours fait beaucoup de marques dans le vélo. Shimano, quand ils ont sorti l'indexation, le SCS ou tous ces trucs-là, c'était l'XT, l'XTR, etc. Puis petit à petit, tac, tac, tac. Et c'est ça, et c'est ce qu'on veut faire, nous. C'est ce qu'on veut faire. Le système TAC, c'est un système qui, pour l'instant... TAC, tu peux préciser le... TAC, c'est tactile. En Ouais. fait, ça se comprend de tout le monde. C'est sensible, c'est tactile, ça marche. C'est réactif, quoi. C'est le système électronique. C'est le système électronique développé par Suntour, qui équipait qui équipe toujours le vélo de Pidcock et de Pauline. Et c'est un système qui est intelligent, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs niveaux dans la suspension. À l'époque où Julie Bresset gagne les JO de Londres, elle a pas une suspension électronique, mais le blocage, il est déjà électronique. On enlevait le câble et on appuie sur un bouton. Alors, on enlève un câble, c'est un moteur qui dit on/off. Mais c'était la première étape. Il y a un bout de temps déjà. Hein. Je ne sais plus en quelle année c'était Londres, mais c'est... 2008 2008, ouais. Non, attends. 2012. 2012, ouais. Voilà. Donc ça a été un premier aspect. Et puis après, on se rend compte qu'on a des contraintes différentes. Maintenant, notre suspension, on l'a rendue intelligente. On n'est pas à ouvrir et fermer un système. Il y a toute une gestion de la balance du vélo, de l'équilibre, des hautes vitesses, des basses vitesses, etc. Enfin, plein de paramètres qui font, par exemple, on nous a reproché, nous, Suntour, qu'on faisait une suspension filaire. On l'a faite sans fil.
Le système, il bug. On envoie tellement d'informations, il y a tellement de pick-up d'informations qu'en sans fil, ça ne marche pas, ça bug. Voilà. Donc, on est resté filaire parce que nous, notre suspension, on la veut intelligente. Et pourquoi on la veut intelligente? C'est pour rappeler le scénic. Tu vas faire sur ton iPhone un réglage, pourquoi pas sport, compétition, etc. Et elle, par rapport à ça, elle va tout gérer. Elle va pas que gérer une ouverture, une fermeture. Elle va un anti-diving, par exemple, sur un vélo cargo, si tu freines et que tu as de la charge, ton vélo, il plonge de l'avant. En moto, ça existe un anti-diving, un anti-plongée. Voilà, on le veut sur un vélo cargo. Donc, en fait, notre suspension TAC, on veut que ça devienne, à l'avenir, alors je ne sais pas, on mettra peut-être 5, 10, 15 ans, je ne serai peut-être plus là pour le voir, mais on veut que ça devienne l'ABS de la voiture. Il y a 40 ans, un ABS, c'est une option que sur les voitures haut de gamme. Maintenant, c'est une obligation. Avant, quand il neigeait, qu'il pleuvait, etc., tu ne freinais pas pareil. Maintenant, tu prends le frein, tu appuies. Voilà. Et c'est ça notre fonction. C'est pas, notre philosophie. Suntour, si tu discutes avec les managers, Tanaka, Tom, etc., ils veulent que Suntour fasse partie des acteurs, pas l'acteur, un des acteurs, ils n'ont pas cette ambition, mais être un des acteurs qui a facilité, qui a aidé la mobilité dans le monde. Le vélo utilitaire. Par exemple, pour moi, on en avait discuté, pour moi, Shimano fait partie de ces gens-là. Au début, quand il n'y avait pas l'indexation, moi j'ai connu le système SIS, avant le système SIS, Shimano Shimano Integrated System ou un truc comme ça. Ouais. Mais avant, quand tu n'avais pas une indexation, quand tu avais les molettes comme... Mais pour passer tes vitesses, tu étais toujours Integrated System. Non, attends, c'est indexation système. Indexation système, peut-être. Mais avant, sans l'indexation, tu passais ta vitesse, tu en passais 2, tu revenais. Pour trouver ton beau pignon, tu étais obligé de monter 2 fois et de descendre parce qu'il n'y avait pas d'indexation. Shimano, ils ont mis une indexation, tout le monde sait passer des vitesses maintenant. Ça, c'est quelque chose de marquant dans la facilité d'utiliser un vélo pour tout le monde. Okay. Et nous, c'est ce qu'on veut, Suntour. Sur la suspension. Sur la suspension, parce que c'est notre domaine. Ouais. Donc, pour répondre directement et plus directement à ta question, pour moi, que ça soit en compétition ou dans la mobilité, un jour ou l'autre, on veut que tous les vélos soient équipés d'un système électronique. Plus ou moins performant, hein. Sur un vélo de gravel, par exemple, ça peut être un blocage, des blocages, c'est tout. Tu as un accéléromètre qui reconnaît si, par exemple, tu pédales et que c'est de la fréquence, parce que nous, notre système reconnaît si, par exemple, tu te mets en danseuse, si c'est une fréquence qui est donnée par le pilote ou si c'est le sol. Alors ça, je te laisse avec Pierre-Jo qui t'expliquera plus en détail que moi. Froid-Plantet. Voilà, je ne suis pas spécialiste de l'électronique. Et c'était d'ailleurs un très bon, et ça a l'air toujours un très bon pilote qui a roulé en Coupe du Monde. Donc, lui, le système reconnaît justement si la suspension doit se bloquer quand tu pédales ou qu'elle doit être active quand c'est des routes, tu fais des racines. Voilà. Mais ça veut dire que tout ça, quand tu le synthétises, peut-être qu'à la fin, sur un vélo cargo, il y aura un anti-diving ou un système quand tu charges ton vélo, la suspension va durcir comme ça existe en moto quand tu prends quelqu'un derrière. Mais tu vois, je reviens toujours à la moto et au vélo et à la voiture parce que ça reste les référents. Ça existe déjà là-bas, ils l'ont déjà fait. Nous, on va avec notre contrainte qu'on a dans le vélo, le poids, une fourche de suspension au vélo, c'est très compliqué à faire. Il y a du titane, du carbone, des hautes vitesses. Il faut que ça reste. Mais ça va apporter vraiment de l'utilité. Voilà. Okay. Je le répète, au freinage, on voit aussi arriver l'ABS, évidemment. Donc voilà, mais parce que l'utilité, le vélo utilitaire, la e-mobility, la community, comme ils appellent, je pense qu'on en aura besoin et on aura forcément plus besoin et plus rapidement que la personne qui roule en Coupe du Monde de DH. En Coupe du Monde de DH ou en cross-country, on cherche la performance. C'est autre chose. Développer des suspensions pour la performance ou la sécurité et le confort, c'est pas la même mayonnaise, comme on dit, quoi. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu là où on est. Tu nous expliques le lieu, que tu nous fasses une rapide présentation. On a fait une petite visite qu'on va mettre dans une autre vidéo que je vais présenter par ailleurs. Mais voilà, explique-nous où on est. Alors, vous êtes à l'office, le SSF, ça s'appelle Suntour Service France. C'est une entité de Suntour Taïwan. Donc on est un office de service, donc c'est nous qui assurons le service, l'entretien, les garanties,
pour tout le marché français. Et j'ai monté à côté une académie, donc l'académie Suntour, qui est vraiment un lieu dédié pour la formation des revendeurs, formation des distributeurs, formation des offices aussi Suntour, parce qu'on n'a pas qu'un seul office en Europe, on a plusieurs offices, on en a en Allemagne, on en a en Angleterre, en Espagne. On a un stock aussi, un stock de pièces détachées, évidemment, parce que quand on est là pour fournir du service. Et puis, dernièrement, depuis janvier 2025, on a monté un B2B et on va s'occuper aussi de la distribution des pièces détachées en France parce que depuis le temps que Suntour met des fourches sur le marché, beaucoup de fourches, il y a besoin de pièces détachées, de joints, de bacs de guidage, d'axes, enfin, etc. Voilà. Donc, c'est un office maintenant qui fait un peu moins de 1000 mètres carrés. On est à 980, etc. On a aussi un deuxième bâtiment qui est pas ici, qui est au-dessus à Vif. On a le camion, le big truck, le camion de Kevin. Alors, j'aime bien le résumer, le big truck, parce que c'est 22 mètres de long, 22 tonnes. C'est facile à retenir. Et ça, maintenant, depuis que je me suis installé ici, il y a maintenant 13 ans, on a attaqué à 2 et maintenant on est 10, tout simplement parce que maintenant il y a un service course dédié avec un remorque, avec Kevin, avec deux techniciens. Quand j'ai attaqué avec Suntour, j'avais le Touran et je faisais les premières assistances avec Rémi Absalon, qui m'a dit quand j'ai switché, en fait, au début c'était l'Office Marzocchi, ça a été l'Office Marzocchi pendant 2 ans. On va en parler. Et voilà, on a enlevé le logo et j'ai attaqué avec Rémi qui m'a suivi dans l'aventure Suntour, en commençant à faire du service pour lui. À l'époque, dans le coffre du Touran. Mais voilà, ça a grossi, comme toute entreprise, on a fait évoluer ça. Et donc maintenant, pour résumer, un office de service, un office de pièces de distribution de pièces détachées par le B2B, une académie pour former des gens de tous les horizons, et puis un gros stock. Voilà, c'est un peu le résumé, le service course. Voilà, avec quelques 6 machines de test. Parce qu'au départ, j'étais embauché chez Suntour par rapport à mon passif en hydraulique pour développer des produits. C'est moi qui ai développé les premiers amortisseurs, la cartouche R2C2, le PCS. Et puis maintenant, je délègue. Voilà, il faut savoir à un moment donné déléguer. C'est aussi très important pour Suntour, je fais une petite aparté. C'est une entreprise familiale, ça reste familial, c'est-à-dire que Kobayashi-san, il est parti, 86 ans, 87 ans. Il a donné les rênes à son gendre. Ça marche comme ça. Voilà, donc ça reste familial. C'est pour ça que nous, on n'est pas du tout dans le doute au niveau du Covid, ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas de capitaux ni rien. C'est l'entreprise qui garde l'argent. Ils nous ont dit, vous avez fait pendant 3 ans le chiffre d'affaires en 1 an de 3 ans. On est tranquille. On va attendre que la crise passe et on sera toujours là. Mais on continue à développer les offices parce qu'ils veulent qu'à un moment donné, quand on a moins de travail, qu'on en profite pour faire autre chose. Voilà un peu le résumé du SSF. Ok. Et pour finir, répondre à ta question, mes fonctions maintenant, je suis en train de faire la même chose à Düsseldorf. Il y a un technicien là qui arrive tout à l'heure pour être formé. Les big boss, quand ils sont venus là, ils ont dit t'as fait un super boulot, on veut que tu fasses partout pareil dans tous les pays. Enfin, dans tous les pays, dans les gros pays vraiment, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, voilà, pour avoir à peu près un espèce de clownage de ça. Donc, je me retire un peu tout doucement d'engineering. J'en fais de moins en moins, je leur dessine encore 2-3 outils, etc. L'OIM, j'avais une grosse partie OIM, des gros clients. Je le donne tout doucement à Arnaud. Le SAV, il gère. Le service course, c'est Kevin. Moi, je peux commencer à prendre du temps et faire du vélo. Enfin. Enfin. Ouais, parce que ça fait un moment que tu es dans le domaine de la suspension. Ouais, ça fait la 13e année que j'attaque pour Suntour et j'ai fait un peu plus de 14 ans et quelques mois, 15 ans chez Marzocchi, ouais. Donc, ça fait une bonne 30aine d'années. J'ai parcouru le monde pour faire des réglages, pour faire des setups pour les OEM. Alors, c'est génial parce que j'ai connu plein de pilotes, enfin, exceptionnels, quoi. Des Nicolas Vouillos, des Barret, des Mikana, enfin, des Rémi Absalon, des Julien Absalon, des Pitcock, enfin, la liste, elle est longue. Ouais. Alors, pour commencer par, pas le commencement, mais c'est quoi, toi, ton premier contact avec le vélo? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au vélo et pas à autre chose? Alors, moi, j'étais parti, j'avais 2 choix.
Mon papa était directeur d'un gros bureau d'études, Alstom. Donc, évidemment, j'ai traîné là-dedans. À partir de 16 ans, il me mettait sur la planche à dessin, là, les grandes planches à dessin. Je grattais des calques. Enfin, j'ai toujours baigné là-dedans. Et j'étais un passionné de montagne. Vraiment, à 16 ans, je suis parti faire de la montagne et j'ai pris mon sac à dos. J'ai traversé les Pyrénées et je trouvais ça génial. Et puis, un été, je voulais vraiment commencer à vraiment en faire mon métier. Petite histoire. Et puis, j'achète un mountain bike, parce que je me rappelle, c'était un Raleigh. Et puis, je trouve ça génial parce qu'en montagne, il fallait quand même avoir un certain entraînement. Mais quand tu faisais de la montagne, c'était chiant la descente, quoi. Tu t'esquintais les genoux. Quand on faisait ce qu'ils appellent maintenant le hiking, je crois, tu montes 1000 mètres. Nous, on le faisait aussi pour s'entraîner, tu vois, pour avoir une bonne condition en terrain varié pour préparer l'aspirant guide. Mais les descentes, on prenait les remontées mécaniques, quoi. On montait à pied, mais ben non, parce qu'autrement tu te ruines quand tu fais ça tous les jours. Tu te dis, mais mes genoux, ils vont. Et quand j'ai acheté le mountain bike, je suis parti à Chamonix, j'ai roulé plaine du Prat, etc. Puis je suis arrivé à Argentière. D'habitude, on faisait ça en course à pied. Et je me dis, mais je suis pas fatigué, quoi. En fait, d'habitude, tu reviens parce que tu dis, je vais jamais rentrer. Et là, je suis monté au Grand Montet avec mon mountain bike. Mais je suis monté avec le vélo sur le dos parce que j'arrivais pas à. Et j'ai fait la descente. Et arrivé en bas, je dis, mais attends, tu es monté au Grand Montet, à l'Oignon, là, tu redescends, tu as encore tout la plaine du Prat à Chamonix à faire, et tu vas arriver, mais c'est génial. Et en fait, je me suis mis à faire du vélo pour avoir une très bonne condition en montagne, avec finalement que le côté bonheur. Puis les descentes, c'était top. Enfin, la descente en course à pied, je vois pas l'intérêt à part te ruiner. Et du coup, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était un sport qui était beaucoup plus. Moi, je suis originaire de Lyon, des Monts du Lyonnais. Si tu veux faire de l'alpinisme dans les Monts du Lyonnais, c'est un peu compliqué, quoi. De la cascade de glace, il n'y en a pas souvent, hein. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je faisais en même temps beaucoup de parapente, mais c'est tous des sports qui sont contraignants. Il faut habiter à un endroit. Et le vélo, c'était un peu comme la course à pied. Tu sors, tu mets tes chaussures, tu vas courir. Là, le vélo. Et en plus, tu as le plaisir de l'ADH. Je me dis, c'est le bonheur. Et donc, du coup, parce qu'il fallait quand même, à notre époque, faire notre service militaire. Donc, j'ai monté un dossier. Je suis parti, je voulais faire un service militaire utile. Je suis parti à l'EMHM, l'école militaire de haute montagne. J'étais instructeur montagne. Et j'ai passé l'aspirant guide là-bas. Et après 1 an et demi de montagne, j'ai dit non, mais en fait, c'est le mountain bike. Et comme j'avais certaines connaissances hydrauliques, etc., parce que j'ai bossé à Sigma Restrock, enfin plein d'entreprises, et Marzocchi, à l'époque, par l'intermédiaire de Right-Away, il y en a peut-être, ça leur parlera, pour ceux qui ont plus de 20 ans, qui était le distributeur GT, Schwinn, ils avaient Tioga à l'époque, je crois, ils avaient Denez, et ils se mettent à vouloir distribuer la marque Marzocchi. Donc ça, c'est vieux, hein, c'est en 94, 95, un truc comme ça. Et j'avais un bon copain qui faisait du vélo, Patrick Chouella, qui bossait déjà à l'époque chez Right-Away, et qui me dit, il cherche quelqu'un, vraiment un responsable de produit, un mec qui est calé en hydraulique, etc., qui a vraiment un bagage technique pour s'occuper de Marzocchi. Donc j'ai travaillé pendant pas longtemps, 1 an, pour Right-Away, et en fait, j'ai été pris directement chez Marzocchi. Ils m'ont dit, on a besoin de toi, quelqu'un, pour aider à développer les produits. À l'époque, Marzocchi était vraiment déjà axé moto. Mais à l'époque de la XC 500, XC 700, DH3, ils étaient dans l'hydraulique. Mais enfin, c'était... C'était léger, quoi. Voilà, c'était léger. Et voilà, je monte à Bologne. Je discute avec des gars qui étaient dans l'hydraulique, mais qui avaient un niveau de malade, des Claudio Caporelletti, enfin des gens qui avaient développé, c'est des metteurs au point des suspensions pour Agostini. Le truc, toi, enfin Agostini, ça parlait quand même avec Ducati, etc. Et moi, je voyais ces gens avec des yeux comme ça, je disais, putain, un jour, j'aimerais bien faire comme eux, faire du développement, être sur le service course, il y avait déjà des machines dans tous les sens. Marzocchi avait vraiment une culture hydraulique de fou, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis, du coup, ils ont voulu vraiment partir dans le vélo, puis ils sont arrivés, et puis, voilà, de fil en aiguille, 14 ans chez Marzo, à aller sur les Coupes du Monde, à développer le programme M-Works, à rencontrer, des Barrel, etc., des Vouillos, enfin, plein de gens comme ça. Et puis, on a fait un chemin commun comme ça, jusqu'en 2012, où, Marzocchi, pour des raisons XY, ça commençait à mal aller, et puis, Suntour m'a démarché. Et puis, j'ai dit, écoute, nouvelle aventure, on y va. Et puis, je suis parti.
Alors j'aimerais qu'on passe quand même un petit peu de temps sur Marzocchi parce Pas de que souci, hein. on est là évidemment chez Sun Tour, Ouais, mais pour bien comprendre là où on a besoin de savoir d'où on vient, c'est n'est-ce pas? ça. Et ton expérience, puisque j'ai eu l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur toi et puis de me replonger également sur ce qu'était Marzocchi Mmh. à cette époque-là, c'était quand même, enfin c'était quand même un truc de fou. Alors, Euh, est-ce que tu peux nous rappeler déjà, toi, quand t'es arrivé chez Marzo, mmh, donc 96, mmh, c'est ça. C'était quoi le milieu de la suspension? Alors, on en a un petit peu parlé avec Olivier Bossard. Il y avait mmh, quand même pas grand-chose. Et ouais, puis, c'était surtout des gens qui venaient la moto. de la moto, Mmh, qui disaient, bon, les gars, vous êtes gentils avec vos fourches mmh. où il y a rien Il dedans. y a rien dedans, ouais. Mais ce serait quand même peut-être bien d'y mettre un petit peu d'hydraulique, un petit peu de débattement, un petit peu de rigidité. Et pardon, c'est un petit peu long, mais encore une fois, pour poser un petit peu de contexte, on venait quand même le VTT venait à l'époque quand même c'est un dérivé de la route slash cyclocross. Enfin, c'était pas euh, c'était pas du motocross Non, tout de suite. mmh, Enfin, mmh, donc c'est aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a évolué vers du débattement où il y avait 3 centimètres de débattement et maintenant on en a 200. mmh. C'est parce qu'à l'époque on venait de vélos de route qui étaient un peu modifiés. Oui, alors, pour répondre au début de ta question, oui, effectivement, comme toute boîte de suspension, comme l'a si bien dit Olivier, il y avait une vraie expérience dans la moto, le motocross et la route. Le Dakar aussi, parce que Oriol était sur BM était avec des suspensions Marzocchi, donc ils avaient une vraie culture quand même dans le tout-terrain, etc. Mais effectivement, le VTT à l'époque, on était sur des débattements peut-être de 30 ou 40, comme le disait Christian, on faisait une Coupe du Monde de DH avec 50 mm de débattement. Parce que c'était comme ça, parce que personne avait, enfin le vélo de DH n'existait pas non plus. Donc c'était quoi à l'époque le vélo? Bah tu prenais ton vélo, tu montais au point A qui était en haut, puis tu redescendais. Enfin ce qu'on appelle le cross-country. On n'avait pas besoin forcément de beaucoup de suspension. Mais finalement, la demande de l'augmentation du débattement, elle est devenue par les pilotes. Christian le dit, à un moment donné, avec 50, on avait marre de voir la vie en diapositive, quoi. Donc, il fallait peut-être à un moment donné mettre. Puis, bah, ça a grossi tout doucement. Mais ça a grossi, on va dire, dans les débattements, mais dans la technologie. On était obligé de avoir des référents et les référents, c'était la moto et le motocross globalement. Quand on va rentrer un peu dans les détails, mais la Shiver, quand on a sorti la Shiver SC et DC, c'était quoi? Les cartouches, c'était une copie conforme de la Shiver 50 qui est utilisée en motocross ou en super motard par Chambon sur les Husqvarna 510. Mais alors, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a commencé avec des fourches qui avaient 30 millimètres de débattement et pas 200 100 ouais, ou par 200 exemple? parce que c'était cross. On n'était pas dans le. Mmh. Enfin, moi, mon premier vélo, ouais, je l'ai acheté en 89 ou 90, il n'y avait même pas de suspension, quoi. On n'imaginait même pas qu'un vélo avait des suspensions. Ou alors on disait, tu roules avec une mobilette. Oui, tu avais le vélo moto bécane C'est ça, ouais. avec le Ouais, voilà, ouais. ouais, ouais. Donc, et puis, ce qu'il faut voir, c'est que le gros de l'activité, les gens qui faisaient du VTT à l'époque, ils faisaient du cross. Enfin, ce qu'on appelle maintenant du cross. Mmh. On va à un point A, je le répète, on se déplace, on revient à ce point B, mais on a monté et descendu. On a finalement autant monté qu'on a descendu. Donc monter avec 200 mm de débattement enfin non, c'était pas concevable. Et puis, petit à petit, eh ben, les gens qui en ont eu marre de pédaler se sont dit, bah tiens, je vais peut-être un peu que descendre. Et puis petit à petit, il y a des disciplines qui se sont créées finalement naturellement. Moi, j'en ai marre de pédaler, je vais faire un peu de DH, je vais faire que de la descente. Mais finalement, la DH, je vais faire de l'enduro. Puis finalement, petit à petit, mais au début, il y avait une seule discipline. Tu montais sur ton vélo, tu pédalais et tu revenais. Et puis voilà quoi. Et puis il y a une chose aussi, c'est que dans le vélo, il y a quand même un facteur prédominant, c'est le poids. Et oui, quand tu pédales. Et moi, quand je suis arrivé chez Marzo, le bureau d'études moto et vélo, c'était le même. Mais le vélo, comme tu l'as si bien dit, on nous prenait pour ah non, mais le vélo, enfin, la moto, oui, mais le vélo, les gars, c'est Toujours voilà, un peu quand voilà. même, Et puis finalement, quand on a commencé à faire des fourches de vélo, mais par exemple dans la DH, on se rendait compte que ouah, il faut quand même qu'on fasse du léger. Enfin, moi, j'ai pas connu, hormis
j'ai vu des Ducati de course, etc. chez Marzo quand ils venaient monter leur Shiver 50, etc. Ok, tu voyais du carbone, du magnésium, du titane. Mais quand on a commencé à dire faut mettre du magnésium, mettre du carbone ou du titane sur des ressorts titane, Triple A qui avait des ressorts titane. Les gars, ils nous regardaient. Des ressorts titane en moto, on n'en a jamais eu. Du magnésium en moto, il n'y en avait pas. Du titane, du carbone, il y en avait sur des fourches, mais sur des motos à, je sais pas, des motos de GP. Et en fait, il y a quand même une chose. Fabriquer une fourche de suspension et concevoir une fourche de suspension vélo, maintenant, c'est plus compliqué que la moto. En moto, on était en bain ouvert. Tu mettais 680 cc d'huile dans la fourche et ça faisait la lubrification, le dumping. De toute façon, tu en avais de chaque côté, hein, donc le poids de la fourche. Mais en moto, un exemple, est-ce que tu as déjà regardé sur une moto de série les leviers de frein d'une moto? C'est dégueulasse. C'est moulé, tu as le plan de joint, tu as tout. Mais ça, tu fais ça en vélo, mais jamais tu le vends. Ben voilà. C'est parce qu'en vélo, il fallait la technicité, faire attention au poids, la performance, vraiment du léger. Et voilà, et tout ça, ben, on ne pouvait pas repartir dans la même structure, la même fabrication qu'une fourche de moto. Fourche de moto, c'est basique, hein, tu as des ressorts, un bas ouvert, et un piston, des chimes en haut, en bas, et ça coulisse, et puis terminé. Tout. Puis c'est masqué, tu ne le vois pas. Maintenant, la vraie valeur ajoutée d'un vélo, c'est quand il y a la suspension machin, le frein, un truc, le pneu. Donc c'est vraiment un produit qui, visuellement, quand tu achètes un vélo, on est là, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ben, on est parti sur des bases de 50-60 mm, puis tout doucement, on est allé vers la technologie jusqu'à aller. Et d'ailleurs, regarde, dans tous les domaines, le cross-country, l'enduro, les débattements ont augmenté, mais la Triple 8 ou la Monster, c'était toujours 200. Il n'y a qu'en descente que ça n'a pas augmenté. On est toujours à 200. La qualité des 200 a énormément augmenté, mais on n'est pas allé plus loin. Il y a Santa Cruz avec 240. Oui, on était arrivé. Mais alors, dans tous les domaines, ça a augmenté, mais pas la DH. Bah d'ailleurs, on est allé jusqu'à effectivement des extrêmes type le Santa Cruz V10 à l'époque avec le premier VPP qui était 275 mm. Ouais, 240 je crois, parce que 10 c'est 10 pouces et le pouce est à 2,54, donc ça fait, il doit avoir 254. Ouais, 254, mais il y avait du sag. Après, ouais. Ah oui, il y avait du sag, donc en fait, il disait que c'était du 200 plus tout ça. Mais effectivement, on est revenu. Il y a eu un standard qui était un peu autour de 220 oui, à un moment donné. Longtemps, et maintenant, on est 200. Maintenant, la norme, c'est 200. Mais par contre, c'est 200 bien exploité. Ah ouais. Là, il y a une gestion des hautes vitesses, des basses vitesses. Enfin, je le dis, c'est très compliqué dans le sens où il y a vraiment le poids et de la technologie. S'il y a une technologie de malade maintenant des fourches de suspension, c'est un truc de fou. Bon, alors si on revient un petit peu en arrière, parce que à l'époque, Marzo, c'était la Zox, et Astomer. Et la Stomer, avec cette espèce de petit arceau tubulaire et tout ça. Bon, après la XC500, des choses comme ça qui rappellera des souvenirs aux plus anciens. Est-ce que tu peux nous... Parce que, mine de rien, quand tu arrives chez Marzo, donc en 96, tu mets les pieds dans cette entreprise qui se lance dans le vélo. Dans le vélo. Mais c'était effectivement pas les débauches de technologie comme on a aujourd'hui, petits débattements et tout ça. Ça ressemblait à quoi quand tu arrives chez Marzo? Ça ressemblait surtout à un gros bureau d'études et une production, parce que 100% des fourches moto à l'époque et un petit peu de vélo, sauf la Zoc, tu l'as précisé, c'est pas eux qui la fabriquaient. En fait, c'est un produit qu'ils ont acheté comme ça et ils ont jamais fabriqué cette fourche. Il y avait 2 stickers Marzo, parce que peut-être qu'ils sentaient que le marché... À l'époque, Marzo, ils avaient un gros distributeur qui s'appelait L'Arme, et ce distributeur, c'était aussi le distributeur de Formula. Donc, il y a les Italiens, tu sais, c'était une zone, la Bologne, c'était une zone qui était très, très riche industriellement et intellectuellement. Marzo, Ducati, Formula, Magneti Marelli, les carburateurs Weber. Enfin, il y avait plein. C'était vraiment Ferrari qui était pas loin, tu vois. Il y avait vraiment ils travaillaient tous ensemble un peu, tu vois. Il y a toujours eu un peu des liens comme ça. Par exemple, une question qu'on m'a toujours posée, juste une petite aparté. Nous, on a sorti des Z1 avec 2 pattes de fixation des disques. Je me rappelle de celle-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils étaient allés voir Becocci, le boss de Formula, il avait dit, l'étrier, tu le mets à gauche ou à droite ? Je sais pas.
nous, on mettra une patte à gauche, une patte à droite, comme ça, tu le mettras où tu veux. C'était les seuls en plus. Bah ouais, mais parce qu'on savait pas, il n'y avait pas encore de normalisation, de standardisation, disons le met à gauche ou à droite. Comme Becocci ne savait pas trop, se dit, nous, on en fait une de chaque côté. Et puis comme ça, tu le mettras à gauche ou à droite, peu importe, au moins tu pourras le monter. Donc, alors que ça n'a jamais voulu, on n'a jamais voulu mettre de frein à disque. Non. C'est parce que c'était pas normalisé. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, c'est un bureau d'études moto, effectivement, qui est puissant, qui a des titres, qui a un vrai bagage hydraulique et qui se dit, dans la suspension en vélo, il y a de quoi faire. Et allons-y, on va commencer à bosser, on va faire la Z1, on va faire la Z2, on va faire la série des bombers. Et puis ça part comme ça, mais finalement, au départ, des Gianluigi Gandolfi, des Umberto Orsini, qui maintenant travaille chez c'est lui le créateur de la Triple 8, Umberto, il travaille chez Suntour maintenant, depuis déjà 5-6 ans. Ils utilisent un peu leurs collègues sur la partie hydraulique, parce qu'il y a une vraie connaissance. Par contre, sur la partie structurelle, c'est pas pareil. Et eux commencent à dessiner les castings, les plongeurs. On part en 32, peut-être même en 28 au début, puis petit à petit, la DH3, ça commence comme ça, puis on commence à fabriquer des fourches. Nous, on fabriquait pas les castings. Marzocchi n'était pas capable de fabriquer des castings. C'était sous-traité en Italie. On fabriquait les cartouches, etc. C'était assemblé sur une ligne de production. Puis petit à petit, on commence à écrire l'histoire. Et puis, il y a quand même un acteur incontournable chez Marzo, c'est Bryson Martin, le fondateur de DVO là, et de Marzocchi USA, qui lui, de son côté aux États-Unis, je disais, il y a des gars, ils font plus de dénivelé en vertical qu'en horizontal. Ils sautaient des falaises. Donc lui, il arrive, il dit, attendez les gars, là, il nous faut du débattement. Et c'est lui qui a poussé petit à petit, tout doucement, Marzocchi avec John Pellino, son bras droit, qui a poussé tout doucement Marzocchi vers la partie, on va dire, DH, freeride, parce que aussi Marzocchi était super connu en enduro. Ils équipaient tout le team Husqvarna. Enfin, il y avait moto, bien sûr. Oui, à l'époque c'était moto. Bien sûr, voilà. Vélo maintenant. Moi, je suis arrivé, je l'ai dit, mais à l'époque de Chambon avec les 510 Husqvarna en super motard, des shivers en 300 mm de débattement. Enfin, et puis finalement cette culture hydraulique, je pense qu'ils arrivaient mieux à l'exploiter dans la partie DH, dans la partie gravité. En cross-country, les gars, ce qu'ils demandaient, c'était un blocage. Donc, tu es fabricant de suspension, tu vas avoir des pilotes de cross-country, on voudrait la bloquer. Quand tu conçois des suspensions, la bloquer, déjà, ça va pas bien, quoi. Ça devient un peu antinomique. Tu te dis, il y a un problème là, tu vois. Et puis, chercher du poids aussi. Le poids, exactement, voilà, ouais. Okay. Donc, finalement, par leur passé, par leur histoire, c'était plus facile pour eux, à mon avis, de fabriquer des suspensions type Gravity, descente, etc., que vraiment le cross-country. D'ailleurs, Marzocchi, à part avec Jean-Christophe Perrault, Alison Sidor et Anne-Marianne Prémont, quand on est allé au JO avec la marathon, ça a été la seule fourche de cross-country qui a vraiment eu une aura. Le reste, on n'est jamais arrivé à percer le marché du cross-country, mais par contre, le marché de la DH... on a mis la fessée à tout le monde. Ouais. Mais alors justement, Bryson Martin, parce que donc tu dis DVO, de ce que j'ai pu voir de l'histoire effectivement de Marzocchi et du lien entre Bryson et Marzocchi, c'était il a créé la structure Marzo US, mais du coup il a aussi poussé pour équiper des pilotes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie ? Je crois qu'à un moment donné, je crois que les pilotes connus, il les a tous eus, je crois. Enfin, on les a tous eus. Hein. Les Richie Schley, les Wade Simons, les Brad Tippy, le team Frorider, les Tarek Razzouli. Après, alors ça, c'était la partie freeride, parce qu'on était vraiment, Momo l'explique bien dans le podcast que tu as fait avec lui, toute cette partie, le team Planetix, les Lionel Segara, Momo, Dangerous Momo, qui était adoré chez Marzocchi parce que c'est un cascadeur, quoi. Adoré de tous. Adoré de tous, ouais. Et puis parce qu'on était dans une nouvelle mouvance, une nouvelle discipline qui arrivait. Les gens qui découvraient ça, ils se faisaient plaisir en DH, ils faisaient plaisir en descente. Ils aimaient pédaler, mais pour accéder à un point, pour avoir plus de plaisir derrière. Donc voilà, c'était quelque chose de nouveau qui arrivait. Marzocchi avait les compétences hydrauliques. Avait Bryson qui, aux États-Unis, c'était quand même un peu la tendance. Voilà, c'est
comme je dis, c'est un peu l'alignement des planètes. Tu vois, il y a plusieurs choses qui font. Ben voilà, on est parti là-dedans. Et puis après, tout doucement, il y a eu l'ADH au début, la compétition de l'ADH qui est arrivée. Alors Donc, attends, pardon, mais excuse-moi de te couper, mais quand même, il faut quand même, par rapport au freeride, j'ai quand même l'impression, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai quand même l'impression que les produits, les technos offertes par Marzocchi à ses pilotes freeride leur ont quand même permis de faire des trucs qui étaient inaccessibles jusqu'ici. Ah oui, tout à fait. Parce que Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais on a commencé vraiment à mettre de l'hydraulique, à enlever les élastomères et à mettre des ressorts hélicoïdaux ou de l'air avec une vraie gestion de l'hydraulique. Ah bah oui, Ouais. non, mais te balancer comme Bender d'une falaise à faire l'ascenseur comme ça, s'il n'y a pas à un moment donné, il n'y a pas de l'hydraulique, il n'y a pas de la charge hydraulique, t'as les épaules, elles sont à la place de tes oreilles. Hein, En fait, mon point, c'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas souvent des ruptures technologiques ou techniques qui permettent de faire évoluer ou progresser le sport, je pense, de manière aussi significative que ça a été le cas avec le domaine de la suspension. Bien sûr, ouais. Oui, mais comme l'a bien précisé Momo, il l'a bien dit, il y a un moment, les chronos, lui, il s'en foutait, c'était le fun en DH. S'éclater. Et ben, Marzocchi était vraiment dans ce concept-là. C'est-à-dire offrir de la performance en suspension et ce qui te permet, toi, rider lambda, avec finalement un bon réglage et une bonne fourche, de faire des trucs qui étaient complètement impensables avant, quoi. Et même maintenant, enfin, je veux dire, tu prends un vélo de cross-country de maintenant, tu le mets en Coupe du Monde de DH il y a 30 ans, mais tu gagnes. Mais voilà, c'est le propre de l'industrie du vélo, c'est ce qui est magique. C'est que comme dans le monde de l'automobile, tout a fait évoluer et finalement a facilité l'accès à pas mal de gens. Le vélo électrique en est un cas. Tu n'étais pas sportif, tu achètes un vélo électrique, tu peux faire du vélo quand même. Je dis pas que tu vas aller, mais ça c'est propre à chaque industrie. C'est d'essayer finalement de rendre accessible un sport et que la personne derrière ait du plaisir. Si tu te mets à sauter des falaises avec un vélo rigide, enfin tu sautes une fois, puis donc ça voilà. Et on était vraiment dans cette mouvance via les États-Unis avec Bryson. Parce qu'aux États-Unis c'était vraiment le truc, via Momo avec le Team Planetix, enfin le French Colorado, etc. Et puis comme je le dis, il n'y a pas un acteur, c'est une multitude de choses. Et Marzocchi, avec son savoir et sa connaissance qui venait du motocross, etc., du Dakar, où ils avaient vraiment développé de la technologie hydraulique. Quand tu mets tout ça dans le même saladier que tu secoues, ça fait toute la story de Marzocchi, quoi. Parce que c'est vrai qu'en face, il n'y avait quand même pas non plus grand-chose. Si, il y avait quand même RockShox avec l'acide qui était présent quand même, mais ils étaient dans un domaine bien particulier, ils étaient dans le cross-country. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai que dans la partie freeride DH, moi j'appelle ça, ta règle générale, Gravity, non, il n'y avait pas grand-chose. Non. Ouais. Ouais. Il y avait Manitou quand même, Manitou il était déjà là, avec le système TPC+, là il y avait déjà, il y avait des gens. Il y avait Bossard, parce qu'à l'époque, le Radical avec de Nico, mais nous, on est passé au stade industriel. Oui, quoi. c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, on était produit en Italie, avec le Made in Italy. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que des fabricants de suspension, bon, il y a du RockShox, on a vu Olivier Bossard, il y avait Pace aussi. Il y avait Pace aussi. Mais ils n'avaient pas une culture très hydraulique, c'était de la suspension élastomère. Ouais. Donc, l'élastomère avait encore vraiment un créneau à marcher, c'était le cross. Mais à part en été. Ouais. Bon, après, voilà. Et souvent, quand il y avait une fourche élastomère, souvent, les gens confondaient un peu, ils mettaient pas trop d'hydraulique, tu vois. Alors, il le dit, Christian, et catapulta, hein, quand tu tapais, ça faisait le trampoline. Mais c'était le côté légèreté. On n'était pas dans la performance pure en cross-country. On voulait un blocage quand ça montait et du confort en DH, quand ça descendait en cross-country. En DH, là, on parle pas de l'enduro, ça n'existait pas. Mais dans la partie grave, là, on commençait à aller vite, à sauter, et il fallait vraiment avoir une qualité d'amortissement. Et c'est là où Marzocchi était en avance sur tous les autres, parce qu'ils avaient une vraie culture hydraulique. Quand je parle de culture hydraulique, ils savaient ce que c'était, comment on gérait les fluides hydrauliques, etc., quoi. Vous, t'avais testé des trucs, je sais pas, des technos, des choses un peu bizarres. Ah, moi, la première système, c'est même pas une suspension, c'est une FlexStem.
J'ai mis une Flexstem. Quand je suis arrivé en bas, j'ai dit, putain, je vais cramer tout le monde, Nicolas Vouillot, je vais le sortir, quoi, avec ma Flexstem, tu vois. Non, parce que tu te rendais compte que tu ne savais plus secouer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas plus vite. Donc, tu gagnes en performance. Et c'est ça, la suspension. C'est qu'à un moment donné, si tu arrives à faire un monde plat, quand tu descends, bah, tu vas encore plus vite. Et c'est ça, en fait. Alors, ça dépend si tu cherches le confort ou la performance. Mais à un moment donné, c'est ce que je te disais, à un moment donné, il faut trouver le bon. Parce que si tu vas aussi vite, voire plus vite, quand il y a de la bosse et que c'était plat, c'est nickel. C'est-à-dire que tu améliores tes performances. Mais voilà, c'est tout un équilibre qu'il faut trouver, quoi. Ouais. Mais non, moi à l'époque, mon premier beau vélo, c'était un Trek 8007 carbone, 3 tubes carbone, avec des freins Grafton, des moyeux Ringley, et j'avais une RS1 de chez RockShox. Et quand j'ai roulé avec ça, je suis arrivé en bas, j'ai dit, c'est la magie, ça. Et j'ai roulé une fois avec. Je suis rentré, j'ai tout démonté. J'ai dit, il faut que je comprenne comment ça marche, l'histoire. Parce que j'ai les capacités, donc voilà. Et je l'avais agrandi, on était à 50 de débattement, j'avais allongé, au bahut à l'époque, j'avais fait faire des plongeurs, on était passé à 70 et je commençais à faire mes cartouches, etc. Puis voilà, je faisais mes dessins et mes trucs. Mais voilà, c'est l'évolution et c'est bien parce que c'est vraiment le début du mountain bike au niveau de la suspension. Ouais. C'est ça qui est sympa, quoi. Alors, je reviens un petit peu à ma question et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous aviez testé à l'époque chez Marzo des je sais pas, des types de cartouches ou des trucs un peu particuliers, ou alors c'était vraiment du pragmatisme, genre à l'italienne. Attendez les gars, ça marche, on sait que ça marche. Alors, pour répondre à ta question, il y avait une grosse machine, c'était pas une DB3, je me rappelle plus comment, la MTS, je crois, elle s'appelait cette machine. C'était une machine qui servait à tester les fourches de moto. Sauf que c'était une machine hydraulique, elle devait faire la moitié la taille de la pièce et tu pouvais pas mettre de fourche de VTT dessus. Parce que la fixation des axes, non, c'était pas compatible. Donc, j'ai jamais. Après, ils en ont acheté d'autres. Mais au début, quand je suis arrivé, ils m'ont montré cette machine et on pouvait pas tester de fourche de vélo dessus. Ça se montait pas. Et puis la question, tu testes quoi? C'est quoi les vitesses? Et voilà. On en revient à l'acquisition de données. En moto, Marzocchi avait déjà de l'acquisition de données. Il savait qu'on allait entre telle et telle vitesse. En vélo, personne n'avait fait de l'acquisition de données. Tu t'imagines, on parle de suspension, là, on parle d'acquisition de données. À combien, sur un impact, la fourche, elle rentre? Quelle est l'accélération? On n'en savait rien. Donc, tu la mets sur la machine, mais tu vas mettre quoi? Tu vas la calibrer à des vitesses de moto? Non, enfin, ça sert à rien, quoi. Donc, mais on partait d'une feuille blanche, hein. Donc, non, on n'avait pas testé. Et il y a personne qui s'est dit, tiens, on va essayer de faire de l'acquisition de données en vélo? Mais l'acquisition de données il y a 30 ans, oui, il y en avoir. Je sais, Ouais, on en a parlé. Il y en avoir. Hein. Non, moi j'en ai vu sur de la moto, mais on n'avait pas mis. Moi, l'acquisition de données sur Marzo, j'en ai fait beaucoup plus tard. Et pareil, tout ce qui était potentiomètre, accéléromètre, etc., il faut que ça soit dans la range. Tu as des accéléromètres 9G, des 13G, des 25G, mais c'est quoi la range du vélo? J'en sais rien, c'est quoi la vitesse? J'en sais rien. Je parle pas de la vitesse du pilote, hein. Par la vitesse et l'accélération, on n'en savait rien. Donc, tu peux en faire, mais tu te rends compte que ton truc, il va pas marcher parce que tu n'es pas dans la range de l'accéléromètre. Donc, on se posait pas de questions. Puis, c'était pas le but. Il fallait déjà arriver à faire une fourche de vélo, quoi. Déjà, tu vois bien la compatibilité entre les moyeux de vin, enfin, ouais, c'était pas simple. La fourche inversée aussi en moto. On n'était que sur de la fourche inversée. Beaucoup. Est-ce qu'on fait une fourche inversée en vélo? Faut un axe de 20. Qui sait qu'il y avait des axes de 20 en 94? Il n'y a pas avoir beaucoup de marques qui fabriquaient des axes de 20. Hein. Pas si magique, je pense pas. Ils n'y étaient pas encore. Hein. Non, voilà. Après, tu fais aussi. On regarde un truc tout bête, l'histoire tes pattes de disque. Au début, on sortait des fourches compatibles disque. Tu avais 2 pattes de chaque côté et compatibles V-brake. Et ouais, je vois une fourche, mais je peux pas monter de frein. D'accord. Donc voilà, enfin, il y a plein de choses qui ont évolué. Au début, moi je suis pas à l'origine des premières fourches conçues par Marzocchi. Hein. Les DH3, les XC700, ça existait déjà. Hein. Moi, c'est pas moi qui les ai conçus. Hein. Mais on se rendait compte, c'est vraiment l'étape, ça a été la Z1. Pas tout le monde l'a connu, la Bomber Z1 en 30 mm. Déjà, ils sont passés de 26. Enfin, c'était des cannes à pêche, les fourches. Hein. Tu freinais, tu voyais la roue avant qui te passait derrière. Hein. Faut parler à Christian, il a connu ça. Hein. Mais où on est passé vraiment en disant, tiens, on met du diamètre 30. Moi, je suis arrivé, la Z1 existait déjà. Hein. La Z1 existait déjà, c'était Gigi qui avait fait ça. Gianluigi Gandolfi, c'était un peu trop long, donc j'ai Gigi, qui s'occupait du service course. Et je suis arrivé aussi 2 ans après, Corrado Erin, et vainqueur de la Coupe du Monde.
Et c'était sur la Mr. T. C'était une Z1. Écoute-moi bien, hein, une Z1 rallongée. Ils ont pris une Z1. Ils ont pris des tubes. Ils ont taraudé. Dans un trou, on dit taraudé. Hein, sur une vis, on dit fileté. Mais dans un trou, on dit taraudé. Ils ont rallongé. Ils ont fait un double T. Tu savais pas ça? Non. Eh ben ouais. Ben la fourche, la Mr. T de Corrado Erin, tu peux la démonter, les plongeurs. Ça te fait une Z1. Ouais, c'est une Z1 rallongée. C'est une Z1 double T. T. D'accord. Voilà. Donc, il y avait eu les T de fourche qui avaient été faits pour Voilà. pour, ils ont double fabriqué T. un T supérieur, un T inférieur. Ils ont mis la Z1, ils ont enlevé le pivot. Puis pour la relayer, ils ont fait des tubes qu'ils ont vissés dans les tubes plongeurs de la Z1 en haut. Là, en haut, là, sur les tubes. Hein. Ouais. Et puis voilà, et tu as obtenu la Mr. T. Voilà. Comme ça qu'est née la Mr. T. Et la Monster T. Ah non. Non, mais c'est justement ma question. Monster T, c'était c'est plus tard, mais Ouais. ouais. La Mr. T, on est en diamètre 30. C'est une Z1 double T. Mais la cartouche hydraulique, elle n'est pas en haut. Hein. C'est comme une Z1, elle est en bas. C'est 2 rallonges de tubes. C'est juste des rallonges de Tu vas voir sur Internet, tu te retrouveras. Ah bah ouais. Maintenant, je vais geeker. Okay. Voilà. Et il est champion du monde sur Synthesis, c'est ça? Ah bah oui. Voilà, ouais. Ouais. Donc, et à partir de là, ils se disent, bah ouais, il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Donc, à partir de là, c'est l'aventure Z1 commence. Et puis Bryson, d'ailleurs, il pousse, il dit, il faut faire du débattement, faut faire de l'hydraulique, faut faire de la technologie. Et il avait raison, parce qu'on avait besoin de technologie. Enfin, quand tu vois maintenant une manche de Coupe du Monde, tu passes pas à pied ou il passe en vélo. Donc, s'il n'y avait pas un peu de technologie et d'hydraulique, une fourche, c'est pas qu'un ressort, hein, c'est pas un trampoline. Il faut gérer l'hydraulique aussi. Hein. Ça, c'est marrant ce que tu me dis, parce que je suis arrivé, on va dire, en tant que passionné dans le monde du VTT à peu près à cette époque-là. D'accord. Donc j'avais pas, je voyais la Zox parce que en tant que gamin, je commençais à regarder, mais j'étais pas encore dans les magazines, dans le matos et tout ça. J'avais vu la Z, enfin la Zox. Ensuite, je me souviens avoir vu chez GoSport à l'époque, c'était la XC500 sur les vélos. Pareil 500, avec la FlexStem. Avec les trous là. Avec les trous, je trouvais ça déjà bizarre et intéressant. Et mais donc en fait, pour moi, la Mr. T était arrivée après la Monster T, mais parce que je ne savais pas. Non. Mais du coup, moi je pensais que c'était une déclinaison de la Monster en plus petit, en version freeride. Elle était en 30, la Mr. T. C'est une Z1 rallongée, quoi. Non. Ouais. Et puis là, c'est la première cartouche HSCV, la High Speed Compression Valve. Donc, il commençait déjà à mettre de la haute vitesse, Marzocchi. Mais ça, c'était juste, il faisait un copier-coller de ce qui existait en moto. En termes d'hydraulique, en plus petit, évidemment, avec les débattements, etc. Mais il l'avait déjà fait. Tous les gens du bureau d'études moto bossaient sur le vélo aussi, avec des gens comme moi qui leur apportaient, parce que si tu les écoutais, ils auraient fait des bains ouverts partout, puis à un moment donné le poids. Mais toutes ces fourches-là, au début, c'était des bains ouverts. Hein. Open bass, les 2 Bomber Girls dans la baignoire. L'open bass, c'était ça. Bryson, très fort en communication. Mais ouais, c'était ça à l'origine. Et puis naturellement, après, on a eu besoin pas de plus d'hydraulique, mais de plus de rigidité avec l'arrivée des freins à disque. Parce que quand tu passes d'un V-brake à un frein à disque, il y a quand même... Oui, puis une torsion. Ouais, torsion, rigidité frontale, rigidité torsionnelle. Enfin, il y a plein de choses. Évidemment, les gens de la moto me disaient, mais votre axe de 9 là, c'est de la préhistoire, votre truc là. On peut pas faire une double T avec un axe de 9. Alors pourtant que la Junior T en a eu un. Enfin, il y a eu plein de fourches avec des axes de 9. L'axe de 9, ce qui posait problème, c'est le frein à disque. Parce que quand un axe de 9, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jambages, quand tu serres ton axe de 9, je sais même plus comment ça s'appelle, enfin le levier, le QR, là, ouais. Tu mets du frottement, quoi. Hein. D'accord. Tu pinces, quoi, le moyeu. Hein. Mais si tu mets un bon freinage, en plus sur un freinage, tu as une force qui est asymétrique, tu avais des roues, moi, elles se décalaient comme ça. Des gros freinages. Donc mais parce que c'était le standard. Tu avais un axe de 9 en vélo, et c'est pareil, tu dis, OK, je mets un axe de 12, mais si tu n'as pas de constructeur de roues, tu t'en fais quoi, ton axe de 12? Donc, il a fallu à un moment donné, c'est arriver à convaincre qu'il fallait quand même un standard autre pour la DH, entre autres, d'avoir un axe, peu importe, de 20, mais voilà. Et ça, la moto, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais nous, on n'a que des axes traversants, quoi. Un axe de 9. Et moi, j'ai toujours dit, si on était resté
c'est un peu imaginé, mais il y a un moment donné, entre le vélo de Miguel Martinez en axe de neuf et des cantilevers et le vélo de maintenant, tu te rends compte toute l'histoire du mountain bike qui s'est passée parce qu'on va de plus en plus vite. Enfin, c'est la vraie évolution. Mais dans le vélo, par contre, le changement, c'est très long. On l'a vu avec le disque en vélo de route. Combien de temps ils ont mis à mettre des disques en vélo de route ou porter un casque en vélo de route. Tant que le Tour de France portait pas de casque, personne ne voulait des casques. Et des fois, on a des vraies solutions techniques, technologiques, mais on peut pas y aller parce qu'on nous dit que non, l'axe de neuf. Moi, combien maintenant, nous, Suntour, à chaque fois qu'on vend une fourche sur un vélo e-bike, on leur dit ne mettez pas d'axe de neuf, c'est un axe traversant maintenant. Il y a plein de fourches. On peut pas à la fin choisir pour le chef de produit. C'est quand il commence la commande. Mais c'est une hystérésie, mais on peut pas mettre un axe de neuf qui était fait pour des V-breaks et sur un vélo e-bike avec un moteur et un frein de 200. Et il y en a plein qui le font. Alors nous, on est en train de le dire. Maintenant, l'e-bike, c'est axe traversant. Okay. Mais voilà, mais parce qu'il y a une histoire de coût, un axe traversant, ça coûte plus cher en OEM, et donc la valeur du vélo, elle augmente. Enfin après, c'est financier, c'est un business model qui marche pas, mais on va y arriver. De toute façon, maintenant, regarde, en cross-country, on est passé sur un axe de 15 aussi, donc ça va se démocratiser. Bon, à l'époque, si on revient encore un peu en arrière, à l'époque, l'évolution des suspensions. Donc on a parlé de la Mr. T. C'est quoi l'enchaînement, la suite? Mr. T, donc première fourche double T, mais qui en fait en est une simple modifiée. C'était un proto. Ils ont fait des jambages spécifiques avec un axe traversant. Je crois que c'était du 20, je suis pas sûr, mais je crois que c'était du 20. Et ils se disent, à partir de là, ça gagne en Coupe du Monde, on est champion du monde avec Corrado et Erin. Voilà, il faut qu'on y aille. Donc derrière, ils sortent toute une ligne. Donc la Z1, la Z2, la Z3, la Z3 Superfly, fourche à air. Ils sortent la Junior T. Alors, la Junior T et la Mr. T, ils ont gardé la Mr. T. La différence, c'est la technologie dedans. Il y en a un qui a utilisé un système drop-off, tape vers le bas, donc vraiment pour sauter. Et l'autre, c'était les cartouches HSCV, donc High Speed Compression Valve, mais deux technologies différentes, en double T. La Junior T était un peu plus économique en axe de neuf, alors que l'autre était qu'en axe traversant, donc vraiment destiné à l'ADH. Et puis après, il arrive, on se met au cross-country, il arrive les marathons, toutes ces fourches-là, parce que on a des pilotes qui partent faire des Coupes du Monde, faire des JO, donc il nous faut aussi une fourche de cross-country, donc les Z1 Fly, les Z2 X-Fly. Après, ça se déroule, quoi. Je veux dire, globalement, on passe de 50, 60, jusqu'à arriver à 100, puis jusqu'à 200 de débattement. Et puis quand même, Marzocchi a quand même cette sensibilité sur la partie vraiment DH Gravity. Et là, un jour, je suis avec Umbo et Gigi, on regardait ces fourches de moto qui s'appelaient la Shiver. Et je dis à Umbo, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, une Shiver 200. C'était 300 la Shiver en moto. Alors, excuse-moi, mais avant la Shiver, il s'est quand même passé un truc. La Monster ? Ouais. Attends, oui, mais la Monster, mais la Monster, c'est une grosse Z1. Oui, c'est une grosse évolution, mais quand même. On a grossi 40. Quelle évolution ? Ouais, oui, parce que c'est gros. Ouais, mais parce que la Z1, la Monster, pardon, elle a été conçue au départ pas vraiment pour la DH. Elle a été conçue pour les benders et les flow-riders qui se balançaient de falaises et qui faisaient vraiment du gros saut. Il fallait du gros. Et l'avantage de la Monster 40. 4 kg 2, je me rappelle très bien. Je pense, ouais. Il y a eu plusieurs versions, mais celle-là, ouais. L'avantage, c'est que la cartouche hydraulique, elle venait de la moto. Ouais. On n'a pas eu à la faire. On l'a pris, on l'a mis dedans. On a juste fait le châssis. Et tu avais 1 litre d'huile dans chaque... Plus. Je me rappelle toujours mon épouse Valérie, là, quand elle était sur les Coupes du Monde, je le répétais tellement, 648 cc par jambage. Quand les gens venaient sur les assistances, moi j'étais dans mes trucs et je faisais les chims, elle disait 648 dans chaque jambage. Les mecs, ils restaient comme ça. Ouais, il fallait acheter 2 bidons d'Ippon pour remplir la fourche. Hein. Mais ça marchait, c'était fiable. Et c'était un bain ouvert. Alors c'est différent parce qu'on utilisait la même huile pour la lubrification et pour l'amortissement. Et c'était une technologie moto. Les cartouches, ça venait de la moto. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, la Shiver était plus une rupture technologique par rapport à ce qui se faisait dans le milieu du vélo à ce moment-là, alors que la Monster était une évolution. On l'a grossi. On a pris une Z1, on l'a grossi. On l'a grossi jusqu'à 40. Bon, est-ce qu'on peut parler de la Super Monster ?
Alors la Super Monster, alors là c'est encore mieux parce que c'est une Monster et là les cartouches venaient d'une Shiver 50 Husqvarna qui est démontée sur les Husqvarna. Voilà. Ok. Donc la cartouche 300. Moto elle faisait 300. Là c'était même pas on a pris la cartouche, on l'a fait bouillir pour la réduire, c'est qu'on prend une cartouche de moto. Voilà. Alors pourquoi cette fourche a existé? Ouais, c'est une de honnêtement on n'en a pas vendu beaucoup. C'était plus pour répondre à un besoin des riders et des jumpers des États-Unis. C'est tout. Mais tu l'as jamais vu en DH, très peu. En Coupe du Monde, Ah non, personne non, n'a été- non. bien sûr. Non, c'est parce qu'à l'époque, comme je te disais, les gars à la fin de la journée ils disaient putain, j'ai fait 10 000, mais comme ça. Pas à monter descendre en saut, quoi, tu vois. C'est parce qu'on répondait à un besoin du marché. Ouais, mais parce que bon, t'avais la Monster qui faisait 200, Ouais. et après t'avais la Super Super Monster Monster qui faisait 300. Ouais. Mais du coup, alors, de ce que j'ai compris en geekant un peu l'histoire de Marzo, c'était quand même donc pour répondre, comme tu dis, aux besoins des freeriders et puis des benders qui se jetaient du haut de falaise. Voilà, ouais. Mais quand même, vous vous êtes rendu compte à l'époque qu'il y a des gens qui en voulaient. Alors, il y a des gens qui en voulaient, effectivement, sauf que à un moment donné, quand tu mets 300 mm de débattement sur un vélo, la géométrie du vélo, elle devient bizarre. Et tu roules pas avec en DH. Tu peux pas tourner. Ah non, ouais. Donc, il faut aussi que quand tu sortes un produit comme ça, si vraiment tu veux le vendre et qu'il est destiné, on va dire, au grand public, il faut aussi que les constructeurs de cadres te suivent, changent leurs angles, etc. Parce que là, tu mets ça, tu as le boîtier de pédalier, mon pauvre. Et en fait, du coup, sur le marché de la DH, il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir 300 mm de débattement. Donc, les constructeurs, à l'époque, les Max, etc., non, puis on avait des exemples, Boss, quand il a fait le vélo à Nico, il n'y a pas mis 300. Enfin, tu vois, après, il y a la géométrie. Si tu es ton boîtier de pédalier à une telle hauteur, le vélo, tu peux pas tourner. Donc, en fait, non, tu jumps avec, mais tu roules pas. C'était pas fait pour rouler, c'était pour jumper. Après, une demande, bah oui, parce que les gens, ils en veulent toujours plus. Mais moi, honnêtement, je sais pas si sur toutes les Coupes du Monde, ou même les Coupes de France où j'allais, ou les méga, etc., j'ai jamais fait le service d'une fourche de 300. Ouais, non, de toute façon, c'était pas une fourche où Non. les mecs faisaient de la race avec. Non, c'est ça. Donc, je sais pas combien on en a produit. Et puis, par contre, au niveau marketing, mon pauvre, bah ouais, on a 300 de débattement, on a plus que les autres. Donc, il y avait aussi Bryson derrière, avec les Bomber Girls, 300. Tu vois. Ah ouais, il y a tout qui allait avec. Donc, c'était du marketing aussi. C'était aussi un produit de marketing. Ouais. Alors, c'est une superbe perche que tu me tends, mais j'aimerais quand même continuer sur la Shiver. Et après, on basculera sur le côté marketing et ce qui faisait que la marque était aussi mythique à l'époque. Shiver, donc, rupture technologique, on a compris. On passe sur une fourche inversée, ouais. C'est effectivement... C'est la première fourche inversée en VTT ou il y avait... Alors la première, je voudrais pas... en tout cas de descente. Ouais, de DH. Ouais. Quoi que non, il y avait Manitou, non, il y avait il y avait la Dorado. La Dorado, je pense que c'était en inversé. Ça c'est plus naturel pour le bureau technique de Marzo. En disant, en cross, en enduro, en moto, il y avait la RAC 50. Je l'ai donné à Kevin, j'en avais une RAC 50 qui était montée sur les Bimota, les Ducati Corsa, enfin que sur des motos d'exception, elle fait 50 mm de diamètre le truc. Puis en plus, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de débattement, il y a 110. Donc quand tu vois une fourche en diamètre 50 en 110, tu as l'impression que c'est... mais les mecs ils roulent à 3,40 quand ils freinent, pas que la fourche elle passe derrière. Hein. Et il y avait aussi, comme je l'ai dit, en super motard et en enduro. Et donc pour les gens du service technique du bureau d'études de Marzo, ils disent... le vélo de DH, ça commence à ressembler de plus en plus à de l'enduro, enfin à de l'off-road, quoi, tu vois. Pourquoi pas, on prend une Shiver moto, pareil, on la fait bouillir et ça devient une Shiver, et voilà. La Shiver DC, Double Crown, est née. Donc cartouche hydraulique, haute vitesse, basse vitesse, ressort, bain d'huile ouvert et fourche inversée. Alors, pourquoi fourche inversée? Les gens se posent la question. Première chose, quand tu fais une fourche inversée, tu n'as pas besoin d'ouvrir un moule. Tu peux tout faire en CNC. Ah oui. Et ça change beaucoup les choses. Parce que Marzo est plus obligé d'acheter les castings à Oseki, à Suntour. Ouais. Parce que ceux qui fabriquent des castings et des très bons castings, c'est Suntour. Le magnésium, c'est vraiment une technologie. Quand on en parlera, mais c'est vraiment notre cœur de métier. Donc déjà, ça les rend autonomes. Ils ont des centres d'usinage de fous. Ils usinent. Ils font que de l'usinage.
C'est les gens qui arrivent sur le marché de la suspension avec une fourche inversée, c'est que souvent, la partie outillage, elle est moindre. C'est de la CNC, donc tout le monde en a. Enfin, tout le monde. Une boîte de mécanique en a. Une fourche avec un casting comme ça, il faut ouvrir le moule. Il faut faire le moule. Il faut ouvrir le moule. Il faut couler le magnésium. Il faut avoir les trucs pour couler. Ah ouais, c'est plus la même mayonnaise. Un moule pour faire une fourche casting, c'est aux alentours de 200 000 €. Donc, il faut en faire après des castings. Hein. Donc, nous, on fait nous-mêmes nos moules au Japon. Hein. C'est Suntour Japon qui fait ça. Donc, c'est déjà plus évident pour eux. Ils vont maîtriser la fabrication, le process industriel de A à Z. C'est super, nickel, top. Et puis, tout le monde dit, une fourche double T, c'est hyperstatique. Ah, tu vas me dire, c'est quoi hyperstatique? Il y a 4 points alignés. Et 4 points, c'est pas une droite, c'est une courbe. En mathématiques, 2 points, c'est une droite. 3 points, c'est une courbe. 3 points ne peuvent pas, dans la théorie, être alignés. Ça, quand tu as fait des maths, on te l'explique. Si tu n'as pas compris ça, il ne faut pas faire des maths. Donc, une fourche inversée, un des avantages, c'est qu'en bas, il y a un des points qui devient mobile. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu montes une roue sur une fourche inversée, on dit « faut détromper la fourche ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas la serrer d'un côté, tu appuies, ça s'aligne, et qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Tu alignes 2 points. Et quand 2 points sont alignés, ils passent par 2 points dans l'espace, passe toujours une droite. Eh bien, elle marche mieux. C'est-à-dire que tu vas enlever tous les problèmes de frottement interne, de problèmes de parallélisme, de coaxialité, enfin des bacs de guidage, etc. Et une fourche inversée, tu as une sensibilité qui est maximum. C'est le top. Sauf qu'il reste un problème, la rigidité. Alors, il y a plusieurs types de rigidité. En rigidité frontale, c'est le top. Ben oui, parce que ta fourche, tu l'inverses. Donc, les gros tubes, ils sont en haut. C'est la plus grosse longueur. Donc, ils sont costauds. Par contre, torsionnel, moyen. Et une fourche inversée, la rigidité torsionnelle, elle passe par le moyeu. Parce qu'en fait, les jambages, ils font ça. Et là, on voit qu'on crée ce qu'on appelle une contrainte de frottement. Et là, il faut serrer fort ou il faut faire du gros axe. Mais alors justement, à l'époque de la Shiver, Ouais. à l'époque où elle avait été lancée, tu étais aussi un fervent défenseur du modèle, mais aussi un fervent défenseur face aux attaques de gens qui disaient « Ouais, mais c'est un chewing-gum cette fourche ». Et toi, tu disais « Oui, mais justement, en fait, cette fourche amène de la tolérance. » C'est ça. Là où d'autres fourches, justement, sont trop rigides. Et en quelque sorte, le fait d'amener de la souplesse et de la tolérance vous fait aller plus vite. Alors, l'avantage, et on va revenir un peu à la Monster. La Monster, Karim Amour la roulait. Alors, à l'époque, il était, je ne sais plus chez qui, mais GT, ouais. On le roulait, voilà. Karim, la Monster, il desserrait les vis de l'arceau. Il me dit, mais c'est trop rigide, je me fais taper, pam, 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 dans les ornières, etc. Parce que, tu te rappelles, l'arceau de la Monster, c'est une belle pièce, il était fixé par 3 vis. Et pour lui donner de la souplesse comme ça, Karim, ce qu'on faisait, on sortait les vis, on les collait à la petite, parce qu'il fallait quand même pas qu'il les perde, les vis. Mais on les mettait juste en contact, de façon à ce que l'arceau puisse bouger un petit peu et donne de la souplesse dans ce sens-là. Donc, du coup, quand on a créé la Shiver, on s'est dit, ben, finalement, revenons en arrière, on avait une expérience des pilotes d'enduro qui nous disaient, nous, on a besoin, quand on est dans les ornières et qu'on va vite et que l'ornière, on n'arrive pas à s'en sortir, quand la roue va taper devant, on se prend des coups de raquette, ça nous éjecte. Alors que le fait que la fourche, pas en frontale, c'est ça qu'il ne faut pas confondre, en frontale, ça doit être rigide au freinage, mais en torsionnel comme ça, il nous disait, c'est bien parce que c'est tolérant. Et quand Karim me disait, ben moi, la Monster T, là, quand j'arrive dans des ornières, là, je me prends des grands coups de raquette parce que la fourche est trop rigide. En desserrant l'arceau, on s'est rendu compte qu'on obtenait un peu plus de souplesse et que ça marchait. Ben on se dit, la Shiver, c'est parfait. Et c'est pour ça que moi, je mettais en avant ce côté-là, parce que c'était le feedback que j'avais des pilotes qui me disaient, cette fourche, elle est beaucoup... Je parle la double C, la Double Crown. Elle était beaucoup plus tolérante. Les Race Company, les Lionel Segara, les Snellou aussi, ou Momo qui roulent avec, ils nous disaient, cette fourche, elle est plus tolérante dans ce sens-là. Donc, finalement, ça correspond mieux à ce qu'on attend en descente. Surtout quand on passe dans des voies romaines on se fait taper, etc. Le but, c'est pas, même les Cédric, ils me disaient, c'est pas que la fourche fasse comme ça, tu vois. C'est que la fourche, elle reste en ligne. Mais ça gagnait beaucoup en rigidité. Après, ben, le problème, c'est que quand tu commences à mettre de l'appui, alors la DC, c'était acceptable. Mais on avait trouvé une solution
il fallait à tout prix grossir le moyeu avant. Et à l'époque, j'avais été en charge. Le chef du bureau d'études de Marzocchi m'avait dit, tu vis pas très loin de chez Marzo, de chez Mavic, Annecy, vas-y. Et moi, j'étais allé les voir, les gars de chez Mavic, et je leur ai dit, on aimerait grossir le moyeu avant pour gagner en rigidité, mais le marché de la descente, c'était peanuts. Les mecs, ils ont dit, c'est bien, hein, mais vous allez en vendre combien de fours? Le marché de la descente, on va faire peut-être 1000. On va pas. Enfin, c'était compliqué il fallait créer une roue. Et ça, à l'époque, Mavic, ils étaient bien dans les roues complètes. Ouais. Quand ils dessinaient à 7 de roues, c'était vraiment pour une discipline et l'avant-l'arrière. Donc, du coup, là, ils nous disaient, faut quand même qu'on conçoit un moyeu. Alors, on va dire 25, 30, peu importe, on s'en fout mais il fallait grossir tout ça pour augmenter la prise. Mais pour eux, c'était un projet où derrière, c'était quoi les ventes? Pas grand-chose. Donc, du coup, le projet a jamais, je dirais... et on est resté sur une fourche qui, finalement, travaillait comme ça. Enfin, bon, on a quand même Christian, il a roulé de nombreuses années. C'est la première fourche Shiver que j'ai eue, la DC, je l'ai mis sur son vélo de descente. Je lui ai envoyé, je lui ai dit, on a fait un essai avec VTT Mag. Tiens, je te l'envoie et va la rouler, dis-nous ce que t'en penses. Mais il y avait on avait fait un bond en avant, donc, ils acceptaient le fait que ça soit un peu plus souple. Voilà. Alors, ils gagnaient un peu sur les rayonnages aussi. Toi, après, tu compenses. Ils essaient de faire des roues un peu plus rigides, on va dire. Mais voilà, mais il n'y a pas de produit parfait. On aurait pu le faire, le produit parfait, mais il fallait que les constructeurs de moyeux nous suivent. Bon, Shiver SC. Alors, Shiver SC, c'est une belle histoire. La Simple Crown, donc la simpleté. Ouais. Mais entre-temps, tu as raté un épisode. Et la rack. Ah oui. Bryson, il dit, il faut qu'on fasse une fourche inversée parce que on a quand même une sensibilité qui est top. Je vais mettre les photos des fourches à l'image pour ceux qui, déjà d'une pour les nostalgiques et puis pour ceux qui connaissent pas, parce que c'était quand même la rack. Incroyable. 2000, présentation 2000 presse. On est, je sais pas si on n'est pas dans le French Colorado avec Momo ou je sais plus où on l'a fait. Bryson me dit, écoute, la fourche inversée, il y a quand même un super truc, la sensibilité. Ça s'aligne, les plongeurs s'usent pas, les bacs de guidage s'usent pas. Il y a que des avantages, tu vois. À part l'histoire de rigidité. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on gagne aussi en rigidité en haut, en faisant une simpleté. On l'a fait en carbone. Reverse, Advance ou Arch, carbone ou un truc comme ça. La rack, c'est pas Marzocchi qui la fabrique. On savait pas fabriquer du carbone. C'est Easton. Bien sûr. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a le petit... Elles sont toutes logotées Easton. Ah ouais. Projet de la rack, on fait les dessins, crac, on met les cartouches de Z1. Le reste, on fait des drop-out vachement balèze parce qu'on met des drop-out rallongés avec 2 vis de chaque côté pour augmenter la prise de serrage des drop-out sur l'axe et on balance la rack. Et on va voir Easton, qui était un fabricant de battes de baseball carbone, de cintres, super fabricant. De crosse de hockey. Fabricant de carbone. Et ils nous font les premiers prototypes de la rack. On utilise un designer, je me rappelle plus qui, mais elle est pas dessinée elle est dessinée un peu par Marzo, mais ils utilisent aussi un designer qui a l'idée d'intégrer une rack un peu plus longue pour faire un garde-boue, etc. Produit super beau. Les Italiens, de toute façon, c'est top dans le monde au niveau du design, on sait, parfait. Simplement, c'est que les technologies carbone à l'époque, je sais pas exactement comment ils fabriquaient dans le détail de la rack, mais moi, des racks chez Marzo, j'en ai coupé 200 la disqueuse. Parce qu'en fait, le problème de la rack, c'est que tu peux pas faire glisser des plongeurs sur des bacs de guidage. Enfin, tu fais glisser des plongeurs sur des bacs de guidage, mais ces bacs de guidage, faut les mettre dans la rack. Tu fais pas glisser les plongeurs, ce que je voulais dire, sur du carbone. Donc, ta fourche, elle est en carbone, mais derrière, il faut mettre des bagues alu qui sont usinées pour pouvoir mettre tes bushings. Mais parce que en fait, c'est un petit peu pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour la détromper. C'est-à-dire qu'il faut que tout se soit aligné et tout ça. Donc en fait, parce que si elle est comme ça ou comme ça, t'es mort, ça coulisse plus. Et les premières, mon pauvre, elles arrivent, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Enfin, la technologie, si on résume la rack, projet exceptionnel, mais à l'époque on l'a sorti, la technologie n'était pas là pour la faire. Et en fait, il y en a, moi j'en ai eu une qui marchait, parce que de temps en temps, c'était bon. Alors on a trouvé d'autres solutions. Après, ils nous ont inséré des bagues en aluminium, Easton, que nous on rusinait pour donner la coaxialité et le paralysme, et on mettait les bagues de guidage.
mais ça nous prenait un temps de malade, etc. Enfin, tu vois, il fallait faire les montages. Et finalement, et autre chose, on découvre aussi, parce que sur des tests de fatigue, on se rend compte qu'il y a certaines racks, il y en a, elles passent pas les tests de fatigue, puis il y en a d'autres qui le passent. Et ça, en industrie, quand tu fais un process industriel, c'est pas acceptable. C'est où tu passes pas. Mais tu peux pas avoir de la disparité comme ça. Tu peux pas dire, il y en a une de temps en temps, elle passe pas les tests. Donc, on se dit pourquoi? Et c'est là où je commence à en couper. Et on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle des rotassures. Des rotassures, c'est des bulles d'air. Quand tu travailles dans l'industrie, quand tu moules, on n'appelle pas ça une bulle d'air, on appelle ça une rotassure. Pas ma voix qui l'a inventé, c'est le terme technique. Et donc, du coup, on se rend compte que dans leur système de moulage carbone, il y a des endroits, il y a des bulles d'air, et que les racks, en fait, elles réagissent pas toutes pareilles. Et en fait, à la fin, alors ça dure des années, 2 ou 3 ans, pour finalement, à la fin, dire que ce projet-là, on n'a pas les gens, on a les gens, parce que Easton était très bon, mais ils n'ont pas l'outil industriel, la connaissance pour arriver à nous fabriquer des racks en série. Donc, pour finir, Bryson, il dit, c'est pas grave, on va la faire en alu, et c'est là qu'est née la Shiver SC. Voilà. Bon. Parce qu'on n'a pas été capable de fabriquer des racks en série. Rapide message. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre En roue libre sur YouTube, les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Mais seuls 30% d'entre vous ont fait le choix de s'abonner. En vous abonnant maintenant sur YouTube ou votre plateforme d'écoute préférée, vous montrez avec un seul clic que vous aimez En roue libre et montrez votre soutien à un passionné de vélo comme vous qui a à cœur de vous faire découvrir d'autres parcours passionnants. Je vous promets une chose, c'est que grâce à votre soutien, je vais continuer à partir d'aujourd'hui et aussi longtemps que je pourrai à vous proposer des épisodes avec des invités passionnants que vous aurez toujours plaisir à découvrir. Merci de m'avoir écouté. Retour à l'épisode. Bon, est-ce qu'il en reste des racks? Moi, j'en avais une, ouais. J'en avais même 2, ouais. Ouais, j'en avais 2. Je les ai vendus. Il y a un mec qui en voulait. Il y a des mecs qui montent des musées, là. Bien sûr. Ouais, donc moi, je les ai vendus, ouais. Il y a un mec, un jour, il me contacte, il me dit, t'es chez Marzo, t'as des racks? Je lui dis, ouais, prends-les. Enfin, bon. Je suis pas un collectionneur. Ouais, non, mais ouais, j'en avais une. J'en avais monté une sur un spé, ouais. Un spé qui m'a été fourni par Hervé Delabre et c'était joli, hein. Ça marchait bien, hein, moi. Enfin, moi, à mon niveau, ce que j'en faisais, évidemment, Karim, ou à l'époque, c'était Guincêtre aussi qui roulait avec. Karim, quand il roule en dual avec une rack, et ouais, c'est, le niveau de Karim est le mien, et quand il appuie, donc, mais voilà. Puis après, ce qui nous a surtout fait arrêter le projet, c'était la disparité dans les tests. T'imagines si on avait une qui cassait, il y a un moment donné, quand tu fais des protocoles, il faut que tout elle tienne, il faut que tu aies 100% des résultats bons. Si tu n'en as que 99, ça passe pas. Donc Marzocchi a dit, on arrête le projet. Et puis je me rappelle, on était à Bologne autour d'une pizza et Bryson il dit, allez, on arrête, on fait une Shiver SC. On a déjà la double C, on fait une SC, ça sera plus simple. On a les plongeurs, on a la technologie, et puis on est parti là-dessus, quoi. Bon, Shiver SC. Donc Shiver SC, qui était content. Hein. On en a fait des bonnes ventes avec la Shiver SC. Ouais. Puis on était encore sur une fourche. C'est là que finalement la partie un peu moins freeride engagée, freeride classique, les Roger Mandin, où les gens voulaient pas une fourche de DH, pas une fourche de cross-country, parce que la Z1, on n'était qu'à 130, mais déjà la mini fourche de DH, nous on l'a vendue comme ça, c'était une mini fourche de DH. Puis après, quand on a vu que ça commençait à faire ça, on a dit, tiens, on va revenir à une fourche double T, et on va faire une triple 8. Et il vient d'où le nom triple 8? Ah si tu vas me le dire. Et voilà. Le premier 8, c'était le 8 poids. pouces. Ah non, oui. D'abord le poids, 8 inch ou pas quoi, par environ. 8 pounds. Ouais, 8 voilà, pouces. ça va être ça, ouais. 8 pouces, le disque. Ouais. Et le travel. Ou le débattant, ouais. Voilà. Mais les 3 8. Okay. 8 pouces, le poids et les disques. Ok, d'où le nom d'un triple 8. D'accord. Voilà, ouais. Et alors là, là, tous les teams que j'ai eus qui ont été champions du monde avec, les Fabien, etc. Et super fourche. Ouvert, d'une fiabilité. Et là, on remaîtrisait une chose. On reprenait les castings chez Suntour. Et on faisait de l'usinage, etc. Et là, on maîtrisait tout le process. On faisait de l'assemblage et ça marchait bien. Et c'était top. Et derrière, on sort la 6.6 pour remplacer dans l'idée, Shiver, Double Crown, Single Crown, Triple 8, Double Crown, Single Crown, la 6.6. Entre-temps, on en a raté une, la Z1 150. On a sorti une Z1 plongeur assis en 150 de débattement pour Momo, parce qu'il sautait de... Mais c'était trop lourd, mais ça marchait bien aussi. Mais on avait moins ce côté poids à l'époque, tu vois.
Puis c'est par rapport aux demandes aussi du marché. Tout allait vite, tout le monde voulait plus de débattement. Et de plus en plus, parce que finalement, la AAA, c'était plus une fourche de freeride, c'était une fourche de DH. Voilà. Mais parce qu'à l'époque, on arrive avec le team Commensal, Anne-Caroline Chausson, Romain Saladini, Rémi Absalon, Gracia. Personne ne sait. À l'époque, on n'avait pas d'amortisseur, Marceau. En même temps qu'on sortait les fourches, il fallait sortir des amortos. On sort le Rocco. Pourquoi on l'appelle Rocco? Rocco Sefridi, Cédric Gracia. Terminé. C'est Bryson qui dit, c'est pour Cédric cet amortisseur. On va l'appeler Rocco. Et on est parti là-dessus sur un amortisseur à ressort. Parce qu'il fallait aussi fabriquer des amortisseurs ressort. Donc on a sorti le Rocco à ressort. Quoi. Voilà. Alors pourquoi pas 2 C? Pas 2 C? Pourquoi un seul C sur le Rocco? Normalement, Rocco, c'est... parce que peut-être qu'il devait avoir une patent ou un truc comme ça. Ouais, je pense. Ah oui, j'avais pas compris sur l'orthographe. Moi, je pense que sur l'histoire de... au moins, on dit Rocco, mais ça... D'accord, ok. Puis peut-être que Rocco, il y a peut-être des gens, ça leur faisait trop penser à... Voilà. Mais c'était un peu l'idée de Bryson, de dire, c'est Cédric, allez, c'est Rocco, on met l'amortisseur. D'accord. Voilà. Et puis après, on a sorti des amortisseurs. Voilà. Puis après, on a commencé à vraiment prendre des specs. Puis l'arrivée de Nico chez Lapierre, qui me fait toute une gamme de vélos, le Blue, le Red, le Black. Il utilise la 6.6, la Triple 8. Il nous faut un amortisseur à ressort. Vincent qui teste les amortos. Enfin, plein de choses où l'OIM commence vraiment. Enfin, il y a un moment donné, l'OIM, on vendait des fourches à... Tout le monde en voulait, quoi. Donc il y a aussi l'OIM qui demande des specs qu'on n'a pas. Donc, c'est notre rôle aussi, c'est de s'adapter à un marché où le gars a besoin de telle fourche avec ça. Et à l'époque, c'était Emmanuel Antonio qui était chef de produit chez Lapierre. Et il me dit, il faudra aussi à un moment donné que tu nous fasses, parce que vous avez une grosse aura dans le cross, dans le DH, le freeride. D'ailleurs, Lapierre arrive dans le DH et le freeride avec ses séries, le Black, etc. Et à l'époque, ils utilisaient toujours de la Manitou sur les X1, les X-Control, etc. Et ils me disent, Steph, il faut nous faire une fourche de cross-country. Et là, on sort la Marathon, première fourche de cross-country. Et là, on sort la Marathon. Jean-Christophe Perrault signe chez eux. Va au JO. Moi, je vais au JO avec lui à Athènes. Et puis là, on commence. Il gagne le Rock d'Azur. Puis ça y est, Marzocchi met un pied dans le cross-country. Mais en face, on avait quand même des gens costauds. L'acide, enfin tout le monde a connu l'acide, et c'était très très dur de détrôner les kings du cross-country sur leur domaine, comme eux avaient du mal à nous détrôner sur la partie freeride. Et puis voilà, puis après on sort des amortisseurs à air, etc. Et puis petit à petit, et puis l'histoire continue, quoi. Mais comme tu dis, Marzocchi était quand même vraiment connu et reconnu sur tout ce qui était alternatif, enfin Gravity. Et tout le marketing tournait autour de ça. Ouais, puis Bryson qui faisait un marketing de dingue. Bryson. Moi j'ai vu, je t'ai peut-être vu au Rock d'Azur, t'es peut-être venu me voir demander un sticker et un calendrier Bomber Girl, hein, ça c'est voilà. Mais parce que on s'était rendu compte quand même, c'est qu'on était tellement parti dans la partie, et puis parce que c'était aussi ce que les gens aimaient, hein. Enfin, il y a un moment donné, tu ouvrais des magazines, tu savais pas dans quel sens le tenir, tu voyais autant des gens à la tête en l'air, en bas qu'en haut, enfin, tu vois. Et c'était parce que c'était nouveau pour les gens. On parle de vélo, hein. Ouais, de vélo. Ouais. On parle de magazine de vélo. Ouais. Non, mais pareil en surf, maintenant en ski, c'est pareil. Le magazine, tu peux le tenir dans tous les sens. Ils ont tous à faire 2-3 backflips, etc. Mais parce que je pense que la partie, et Momo le dit bien, les gens recherchaient du fun, du plaisir. En cross, il y a quand même ce côté effort. Voilà, c'était entre guillemets moins fun, et on était dans une période où les gens, même à leur propre niveau, ils faisaient leur descente, ils descendaient. Enfin, il y avait du plaisir. La freeride arrive là-dessus, on monte les gens en haut des télésièges, on les fait descendre, etc. Voilà, il y avait vraiment. On retrouvait dans le vélo ce qui existait en ski. Les gens ne sont jamais posés en ski. Maintenant, il y a beaucoup de ski de rando, mais il y a 30 ans, les gens, c'était le plaisir de monter en haut avec une remontée mécanique puis descendre en ski. Et on a essayé, le vélo devenait un peu le ski d'été. Ouais, et puis aussi les images qu'on voyait, les vidéos de vélo. Ouais. Elles faisaient rêver. Ouais, ça faisait rêver, mais ce qui faisait rêver, c'était surtout un peu le Gravity. Exactement. Parce que les vidéos de cross-country, il n'y en avait pas beaucoup. C'est dur de créer c'est pas facile de voir des gars monter comme ça. Enfin, c'est pas facile. Ouais. C'est ça, en fait, qui pour moi est un élément important quand même de cette période, de cette culture, c'est que Marzocchi a contribué à développer
toute cette partie gravity, freeride, descente, voilà, mais des pratiques qui étaient hyper en vogue à cette époque-là, parce que c'était ça qui faisait en quelque sorte vendre aussi, quoi. C'est ça. En ski, on a un peu l'équivalent, hein, quand l'arrivée du surf est arrivée. Hein. Comme je disais, le surf, en une semaine, 10 jours, tu fais tes virages, etc. Le snow, hein. Le snow, le snow, pardon, ouais. le snowboard, ouais. Tu fais tes virages, etc. Alors que pour être bon skieur en ski, il te faut des années. Et là, avec l'arrivée des suspensions comme ça, des vélos à gros débattements, des gros pneus, des freins à disque, un gars qui avait jamais fait de la descente, il montait aux Deux Alpes ou à Morzine, etc. Il se faisait sa piste bleue, il trouvait du fun, il arrivait en bas, il avait la banane et finalement tout le monde était content. Et c'est ça finalement. C'est un peu comme le ski parabolique. Pareil. Ouais. Exactement. J'allais te le dire. Pourquoi après, à un moment donné, le snow s'est un peu arrêté? Les gens, ils ont pris des skis paraboliques, ils ont tourné les épaules, ils ont tourné. Parfait, c'est ce qu'on leur demande. Et voilà, et c'était ce côté-là sympathique et fun qui faisait plaisir aux gens. Ouais. Finalement, on démocratise un peu, on apporte le vélo à des gens en faisant de la DH, etc., qui, avec un vélo, s'il n'y avait pas eu tant de suspension, tant de débattement de frein à disque, ils n'y seraient jamais arrivés, quoi. Ou ils auraient pris peur, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi un des gros avantages. Après, le côté Marzocchi, Coupe du Monde, là, c'était autre chose. Là, moi, j'ai mis en place le programme M-Works avec Fabien, etc., pendant de nombreuses années. L'Espagnolo, etc., tous les gars que j'ai eu en DH. Là, on était vraiment sur la recherche de performance. Mais c'est différent. Là, on essaye de faire une suspension qui va leur permettre d'aller plus vite. Donc là, on n'est pas sur le... Enfin, on est sur le fun aussi, mais c'est pas le même fun. Le but, c'est le chrono. Il y a qu'une chose qui parle en bas, c'est le chrono. Donc ça c'est ce côté sympa aussi du développement de la suspension qui a amené... Et finalement, tout ce qu'on développe sur le haut, petit à petit, ça descend vers le bas. Justement, tu as dû côtoyer un peu donc tu nous as parlé des Cédric, j'en ai côtoyé un paquet. mais aussi les Fro-Riders à l'époque. Richie, Webb Simons, Tarek Razzouli, on les a vus, Oui, je les ai tous côtoyés. Moi, j'ai vu des gens, ils m'ont fait rêver, quoi. Hein. J'ai vu des Brian Lopes qui a roulé à Marceau. Brian Lopes, il y avait un poster dans ma chambre, tout le monde le dit, quand il fait un table là, pour la pub au clé, là, je l'ai encore, ce truc. C'est le poster, c'est un truc de fou, quoi. Oui, dans mon métier, là, dans mes 30 ans de suspension, j'ai eu de la chance. Je suis allé sur tous les continents du monde, je crois, faire de l'assistance, faire du développement, aider des pilotes, parce que mon rôle, c'était d'aider les pilotes à aller plus vite. Et puis j'ai rencontré des gens fabuleux, les Anna, Mikana, mais c'est un truc de fou. Mikana, l'année où Couscous signait avec eux, moi, on me dit, Steph, t'as une mission. 2 ans avant, hein, le prochain championnat du monde, c'est Cairns. C'est chez eux. Il faut qu'ils gagnent. Ah bon, tu fais ce qu'il faut. Tu as 2 ans. T'y vas. Je suis allé, la même année, je suis allé 2 fois en Australie et 2 fois en Nouvelle-Zélande. Sur la même année, hein, mon compte Air France de points, je l'ai explosé. Mais j'étais dévoué à ces gens-là pour les faire gagner. Alors, on va switcher sur Sun Tour. Pourquoi je passe de Marceau à Sun Tour? On va faire un petit résumé. Au départ, Sun Tour devait racheter Marzocchi. Voilà. Il devait faire l'image. Alors, pourquoi il devait racheter Marzocchi? Parce que sur les dernières années, moi, j'ai vu la production de Marzocchi à Bologne, 100%, puis tout doucement partir à Taïwan. Parce que c'était pas une volonté de Marzocchi de faire ça. Mais il y a un moment donné, les cadres, ils étaient fabriqués à Taïwan. T'imagines, tu fabriquais une fourche en Italie, tu l'envoyais à Taïwan pour qu'elle soit assemblée sur le cadre, et des fois, elle revenait en France. Parce que c'était un constructeur français qui l'achetait. Il dit à un moment donné, ça va plus le truc. Donc, petit à petit, Marzocchi a demandé par quelqu'un qui bosse encore chez Sun Tour. On est beaucoup de chez Marzocchi à être parti chez Sun Tour. Fabio, le boss Europe, qui lui a monté une structure, Marzocchi, chez Sun Tour. C'est-à-dire que Sun Tour, ils nous ont carrément fait, dans leur immeuble, un étage, et c'était la production Marzocchi. Et petit à petit, on a fait fabriquer des fourches là-bas, parce qu'elles étaient assemblées sur les vélos là-bas, comme je l'ai dit, et ça revenait. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était plus simple finalement. Puis à un moment donné, je rencontre les gens de chez Sun Tour, parce que moi, je suis allé chez Sun Tour voir les productions de Marceau pendant des années, etc. Puis bon, pour des raisons politiques, ça se fait pas, la vente, etc. Et moi, je monte l'office ici, Marzocchi. Et puis un jour, je reçois un coup de fil de Fabio. Il me dit, Marzocchi, on arrête. Mais Tanaka veut te voir. Tanaka, c'est le big boss. Et il me dit, il a besoin de toi. Alors moi, il vient là. Puis il me dit, ici, on enlève le M, on met Sun Tour. Et on va faire ce que on voulait faire avec Marzocchi, c'est-à-dire Sun Tour va faire du haut de gamme. Je dis d'accord, très bien.
tu as une connaissance de la suspension. T'inquiète pas, de l'autre côté de l'Atlantique, là-bas, on a pris Bryson, on a pris John Pellino, on a pris le monde qu'il fallait. Mais toi, tu es le premier ingénieur qu'on prend dans la suspension parce qu'on te connaît. Et je leur dis, d'accord, mais on va développer les produits comment? Bah, tu connais tous les pilotes. Demande à des pilotes s'ils veulent te suivre dans l'aventure. Alors, c'est 2012. Hein. C'est 2012. C'est 2012. Voilà. Et à l'époque, quand même, Suntour avait pas, on va dire, l'aura, si on peut parler d'aura, mais non, il pas fabriquait... Pour revenir, parce qu'il faut qu'on discute un peu de Suntour, là, comment... Suntour, en fait, c'est une marque qui est née au Japon, au même endroit que Shimano, à Osaka. Et en fait, Suntour, moi, j'ai roulé, alors ça, c'est le hasard, sur mon Trek 8007 carbone, j'avais un Suntour XC Pro. Ça, c'était du très, très haut de gamme. Mais attention, quand je dis du très haut de gamme, le Shimano XTR n'existait pas. Donc, on parle d'un groupe, donc des railleurs cassettes transmission. Manivelle, etc. Ouais. C'est eux les inventeurs du microdrive, du 22, 32, 42. C'est eux, sur le Suntour XC Pro, XC Comp, qui avaient fait ça. Et l'histoire, c'est qu'à l'époque, et je te le dis, ça s'appelait pas SR Suntour. Ça s'appelait Suntour. Donc là, on parle de Suntour. Okay. D'accord? Ouais. Ils font des groupes. D'accord? Donc, mon Trek, je l'ai eu, je sais pas trop la date, ça devait être 96, un truc comme ça, le Trek carbone, le 8007 carbone, enfin voilà. Monté avec des freins Grafton, moyeu Ringley et toute la transmission Suntour. Et Suntour, donc, fabrique le XC Pro qui, dans la gamme, tu avais le DX, Suntour XC Comp, XT, Suntour XC Pro. L'XTR n'existait pas. Donc, le Suntour XC Pro était au-dessus de l'XT. Ils n'avaient pas l'indexation, mais ils avaient déjà une petite bille avec un ressort qui faisait tac, 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 tac quand tu passais tes vitesses. Et c'était du très, très haut de gamme. Et là, banqueroute. Pourquoi? Shimano, à l'époque, faisait le XT, mais faisait le DX, et le marché du VTT avait besoin de volume. Et donc, ils se sont mis à faire des groupes de bonne qualité, mais du volume. Et Suntour, eux, avec leur haut de gamme, la preuve, l'XTR n'existait pas. Ils en vendaient à personne. Si, Trek, ils en avaient vendu, parce que j'en avais un. Mais c'était le marché du haut de gamme, c'était une niche. Et là, banqueroute. Ils se disent, mince, pourquoi Shimano y arrive? Parce qu'ils font du volume. Ils ont créé l'hyperglide, le superglide, l'indexation. Ils ont de la technologie. Mais ces technologies, tout de suite, ils essaient de la décliner vraiment vers le bas de gamme, l'entrée de gamme, pour, comme je l'ai dit, les gens, ils savent pas passer des vitesses, clac, clac, ils font des crans. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais du coup, ils font du volume. Et Shimano... Et donc, Suntour est racheté par un industriel, SR, Sakeringe, voilà, qui lui, sa spécialité, boum, boum, j'estampe, je moule, un vrai industriel qui fait de la vraie, enfin, de l'emboutissage, etc. Et là, il fait une étude de marché. Tu dis, mais pourquoi vous en êtes là? Parce que nous, on faisait des groupes haut de gamme, mais on n'en vend pas. Ok, mettons, il y a Shimano. Moi, j'ai toujours dit, dans le monde du vélo, il y a Shimano, le reste du monde. Hein. Quand tu veux t'attaquer à faire des dérailleurs contre Shimano, faut déjà avoir l'air insolite, quoi, tu vois. Et ils disent, on va faire de la suspension. Mais attention, on va faire du suspension. Maintenant que tous les gens ont une indexation, etc., c'est quoi le VTT va faire de la suspension? Donc, du volume. Et ils sont partis à faire du volume. Et là, ils sont partis en flèche. Donc, en fait, ils ont fait un peu ce qu'a fait Shimano au début du volume. Maintenant du haut de gamme, du volume, et maintenant on va dans le haut de gamme. Et c'est pour ça qu'ils viennent me voir, ils me disent, Stéphane, on a besoin d'un gars qui a vraiment des compétences, qui connaît les Coupes du Monde, qui a fait qui a ton CV, parce que on veut aller dans le haut de gamme, parce que on a la pyramide, mais on a la base de la pyramide. Et pour choper le milieu de la pyramide, faut aller en haut. C'est quand même ambitieux à l'époque, parce que la marque, donc comme je disais un petit peu avant, était pas parmi les plus en vogue sur le segment du haut de gamme. Ouais. C'était un objectif, on va dire un vœu pieux, mais de là à se dire. Mais ils fabriquaient déjà pour Marzo, donc ils avaient déjà les machines, ça faisait déjà. Je peux pas dire de bêtises, mais 5-6 ans qu'ils fabriquaient déjà pour Marzo. Donc à la fin, ceux qui fabriquaient la AAA, ceux qui fabriquaient... Enfin, voilà, on partait pas non plus de rien. Okay. Mais on partait pas de rien, mais pas de tout non plus. Hein. Mais comme tu dis, il y avait certains... Il y avait les tauliers de chez Marzocchi qui sont passés chez Suntour. Donc j'imagine que ça permettait de se dire... Voilà. Donc, du coup, le truc, c'est que je dis, OK, on va fabriquer des fourches haut de gamme, mais qui c'est qui va nous les tester? Tu veux rouler, toi, Suntour en 92? Non. Et moi, je prends mon téléphone. 2012.
2012. Ouais, Oui, 92. 2012, pardon, ouais. Ouais. Je prends mon téléphone et à l'époque, Marceau, on sponsorisait déjà le team Wool Patrice, avec Marine, avec Rudy, etc. Patrice Aflatet, qui est Ouais, aujourd'hui Scott exactement. Factory. Avec Patrice, on a noué le programme Hemsworks, etc. Enfin, voilà. Après, tu vois, c'est une histoire d'hommes et de relations. Rémi, qui avait roulé. Rémi Absalon. Ouais. Je dis, Patrice, Rémi, je pars chez Suntour. Ah, mince. Vous voulez me suivre dans l'aventure? Vous voulez être un peu les testeurs de... Bah ouais. Eh ben allez, c'est parti. Allez, ils disent, tu nous envoies des fourches et on commence à rouler. Et je me rappelle, il n'y avait pas encore Flo Paillet à l'époque dans le team Wool. Il y a Rudy et Marine, ils m'ont envoyé la fourche. Puis ils me disent, une fourche. La Rux existait, hein, mais c'était pas comme on la voyait là, un cartouche. Enfin bon, ils me disent, Steph, la fourche, là, elle est asthmatique. Je dis, ça veut dire quoi votre truc là? En fait, ils avaient fait une cartouche à l'époque, Suntour, qui existait déjà. Tu avais de l'air et de l'huile. Il n'y avait pas de bladder, il n'y avait pas de piston compensateur. Alors attends, bladder, est-ce que tu peux... Alors, le bladder, en italien, on dit pomole. En fait, le bladder, c'est la technologie d'une membrane qui, en fait, va gonfler pour compenser le volume rentrant de la tige. D'accord. Voilà, c'est donc en une fait, membrane en caoutchouc. En s'enfonçant la fourche, en fait... La cartouche, il y a une partie en pomole, donc un poumon en italien, qui c'est une pattern de Claudio Caporelletti qui va gonfler, en fait. Voilà. D'accord. Alors, l'avantage du bladder, c'est que par rapport à un piston compensateur, avec comme dans un amortisseur, ou moi, le système que j'ai inventé, là, le PCS, piston compensateur système, où tu as un ressort avec un piston et qui va compenser le volume de la tige, là, tu as du frottement. À bladder, il n'y a pas de frottement. Donc, il y a un threshold, un seuil de déclenchement qui est beaucoup plus bas. Donc, ils me disent, Steph, faut créer. Et donc, là, pour revenir au début, la cartouche. L'asthmatique. Voilà, asthmatique, c'est-à-dire que quand il roulait, l'huile et l'air, elles se mélangeaient. Donc, du coup, ça faisait catapulte à la cartouche. Et bam, il me disait, putain, quand on arrive dans les pierriers, là, dans les voies romaines où ça tape, on faisait les essais derrière la maison, il me disait, on contrôle pas la fourche, quoi. La cartouche, il y a des fois, elle marche très bien, puis il y a des fois, elle se met à rebondir. Évidemment, quand l'huile était en haut, la cartouche, elle aspirait de l'air, donc elle avait plus de détente, donc la détente était stratosphérique, puis 3 mètres derrière, elle ramorçait, donc la détente revenait normale. Enfin, c'était pas constant. Moi, je pars à Taïwan, je vais rencontrer Shonasen, l'ingénieur-chef du bureau d'études, et je discute avec lui et je lui dis, voilà, on a ces problèmes-là, etc. Puis je suis accueilli par Takamura, c'était le responsable de l'office à Taïwan, qui fabriquait pour Marzocchi. Et il me dit, Steph, on a un gros souci, c'est que là, on a perdu 800 000, pas vente de fourches, mais production. Lui, il parlait production. Marzo, ils sont plus là, on les a mis dehors. Les Japonais, faut pas trop les énerver. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont pris les machines, ils ont dit à Marzo, terminé, on arrête. Basta, terminé. Donc, il me dit, Taïwan, on a un problème. C'est que tout le marché d'haut de gamme, on n'en a pas, on va fermer Taïwan. Donc, ta mission, c'est de fabriquer des produits haut de gamme. Putain, on te dit ça, les mecs, je suis pas responsable. Non, mais on t'a embauché pour ça. Il faut que tu fasses des produits haut de gamme. Avec le savoir que t'as côtoyé les Coupes du Monde, les machins, t'as le CV qui correspond. En avant, t'y vas. Moi, je m'occupais pas de la partie structure, c'est-à-dire le corps, les plongeurs. Moi, je fais pas de la RDM. Moi, c'est la partie hydraulique. RDM, résistance des matériaux. Voilà. Donc moi, je m'occupe pas de savoir si la fourche elle va tenir à des charges, etc. Moi, je m'occupe du cœur, la partie hydraulique, partie air, partie hydraulique. Donc je leur dis ok, très bien. Puis je démonte les produits, je fais tester à Patrice, enfin au team, je fais à Rémi. Puis ils ont tous un peu, justement, en enduro, pour avoir différents sons de cloche, ils me disent tous, la partie structurelle, elle est bien, hein. C'est rigide, ça marche bien, ça coulisse bien. Enfin, tu l'as vu, la fourche, elle coulisse bien. Par contre, l'hydraulique, évidemment, on savait, Suntour n'était pas un magicien d'hydraulique. Et donc, je discutais avec Shona, je dis ça, et puis je dis, on me donne des amortisseurs. Les amortisseurs, on les démonte, on pouvait pas faire de service. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais pas les démonter. Ils avaient une philosophie d'économie, de produire comme Shimano l'a fait à un moment donné, parce qu'il fallait faire du volume. Et quand tu fais du volume, tu vas pas t'amuser à mettre des shims, des pistons usinés CNC, tu vois, il y a un moment donné, il faut faire du volume. Donc, tu t'essayes de faire des choses qui marchent, mais simples. Et je fais une analyse des produits et je dis, mais là, les gars, on va pas y arriver, quoi. C'est pas... Et Patrice, lui, il courait quand même, hein. Championnat de France,
Ah ouais, à l'époque, Marine était même en Coupe du Monde. Et il me dit, faut qu'on fasse un contrat. Mais il me dit, Steph, on peut pas rouler un vieux produit en Coupe du Monde, à se faire laminer. Ben, je lui dis, écoute, c'est pas grave. J'ai fait avec toi pendant 4-5 ans le programme M-Works avec les Triple 8. Comme c'est Suntour qui les fabrique, je te laisse l'autorisation de rouler pendant 1 an sur les Coupes du Monde, jusqu'à temps que nos produits soient prêts, avec les produits que tu veux, les Triple 8. Il me dit, en plus, toi, tu les connais, c'est toi qui nous faisais la préparation, etc. Donc, en fait, il y a eu du donnant-donnant. On savait qu'on ne pouvait pas arriver la première année. Puis, attends, il faut le temps de développer les cartouches, les amortisseurs. Donc, je lui dis, écoute, vous roulez le temps que vous voulez avec le temps qu'il faut pour faire les meilleurs résultats goût. Et puis, en off, c'est-à-dire à l'entraînement ou dans des séances d'essai, on commence à mettre en route la machine. Je vais améliorer la cartouche, je vais peut-être en fabriquer une, etc. Et puis, on va essayer d'avancer comme ça. Et puis, au bout d'1 an, j'arrive avec le système PCS où justement, je trouve la solution de séparer l'air de l'huile. Je fais une vraie cartouche R2C2 et là, on la met dans la fourche. Alors, R2C2. Rebond et compression. Ouais. Haute basse vitesse. Voilà, donc 4 voies. Voilà, 4 voies. Et je voulais pas faire ça au début. Je voulais faire quelque chose de plus simple. Mais un de mes boss, là-haut, il me dit, non, mais il faut que nous, Suntour, on montre au reste du monde qu'on est aussi capable de faire une 4 voies. Parce qu'une 4 voies à régler, c'est quand même compliqué. Donc, on fait la 4 voies. J'invente le système PCS et nous, la partie. Et là, évidemment, le casting était bon, les bacs de guidage. Ça, c'est vraiment le métier de Suntour. Ça, ils savent faire. Des castings, comme je l'ai dit, c'est eux qui font leur propre moule. Ils fabriquent leur moule au Japon. Donc, ils maîtrisent le process complètement. Ils fabriquent le moule, ils achètent l'euro, ils moulent, ils crac, ils usinent. Enfin, c'est ça le métier de Suntour. C'est vraiment un maker. Moi, je dis toujours, mais quand je suis arrivé chez Suntour, Tanaka, il m'a dit, Steph, si un jour, nous, on est un maker, il faut que tu comprennes, notre marché, c'est l'OEM. Nous vendre quelques fourches en aftermarket, ça nous regarde. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais nous, on répond à un besoin des chefs de produits. Les chefs de produits, tu vas les voir, ils veulent une fourche cargo en 100 mm de débattement parce qu'ils veulent le monter sur un vélo cargo. Nous, on leur fait. C'est ça notre métier. On est un maker. Il me disait, si demain, il rigolait, il est très marrant, Tanaka. Il disait, si demain, tu as un constructeur qui te demande de faire des sièges en magnésium amidon, tu les fais. Il voulait pas les faire, mais c'est pour te montrer un peu l'idée. Et donc, du coup, on attaque le développement et on fait une cartouche, la R2CD, et je la donne au pilote qui roule avec moi. Et puis, il me dit, ça marche bien. Et puis, ça y est. Il passe sur la RUX, et puis on commence à développer, etc. Et puis, on lance cette histoire. Mais le truc, c'est que maintenant qu'on a les pilotes, maintenant qu'on a des produits qui commencent à marcher, on se dit, ça sert à quoi? Faut quand même qu'on arrive à les vendre. Sauf que ils n'avaient pas d'amortisseur. Et quand tu vas voir les OEM et que tu veux viser le milieu de la pyramide sur des vélos, on ne parle pas d'e-bike pour l'instant, sur des vélos à 3-4 minutes, tu leur dis j'ai la fourche, mais vous allez mettre un amortisseur de la concurrence, et il n'y avait pas d'amortisseur. Et me voilà reparti à concevoir des amortisseurs, le Unair, le Duair, le Triair, etc. Et donc finalement, on était vachement en retard, tu vois, par rapport à l'image, mais par rapport à la technologie hydraulique. Et ça, voilà, il fallait mettre en avant ça. Par contre, une des chances, c'est que là-haut, ils sont réactifs. Moi, je faisais des dessins, je les envoyais une semaine après, enfin, allez, j'exagère, mais 15 jours après, ici, je recevais l'échantillon. Mais ils sont incroyables. Alors, justement, tu nous parles de différents aspects de l'entreprise, mais je pense que pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est Suntour, parce que moi, je connais les chiffres, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, que tu nous permettes de comprendre un petit peu la dimension. On parle de quelqu'un qui fabriquait finalement 100% de la production Marzocchi à un instant donné, à la fin. Aujourd'hui, c'est quoi Suntour? Ça représente quoi? Tu peux nous donner un peu quelques chiffres? Ouais, alors donc Suntour, en gros, le headquarter, donc ils viennent comme Shimano du Japon, c'est des Japonais. Le headquarter maintenant est à Taïwan, donc la maison mère est à Taïwan, et on a 4 usines, 2 en Chine, une au Vietnam, et donc l'unité de production haut de gamme pour Suntour et DVO qui est à Taïwan. Derrière ça, on a des offices comme le SSF, mais on a différents offices européens qui s'occupent du service. Parce que la priorité de Suntour, c'est le service, vu le nombre de fourches qu'on produit. Et en termes de quantité, pour donner des valeurs, quand on était au top chez Marzo, c'était 800 000 fourches. Là, j'ai à peu près des chiffres des concurrents, on va dire qu'on faut mettre entre guillemets, mais en gros, on va dire Fox, c'est 1 million de fourches, RockShox, c'est à peu près 2 millions. Nous, à l'après-Covid, on était à 13 millions. Donc, c'est énorme. On est
seul et unique fabricant de fourches. Quand je dis fabricant, on fabrique nos plongeurs, nos castings. Enfin, il y a peut-être les joints qu'on fabrique pas, mais nous, on n'est vraiment pas un assembleur. On est un fabricant. D'ailleurs, à l'époque, on a fabriqué des castings pour la fourche Specialized, la double T. C'était nous qui fabriquions le casting. Bah ouais, parce que fabriquer un casting, faut payer le moule, etc. Donc, nous, on est vraiment le plus gros constructeur de suspension au monde. Dans le vélo, ça, c'est sûr. Donc, en termes d'application, donc tu as le vélo, donc tu as quoi? Tu as du VTT, tu as du urbain, tu as du... Urbain, alors on a une très très grosse présence évidemment dans la mobilité. Ouais. Parce que Suntour se veut, comme je l'ai dit, veut être par la suite un des acteurs qui a aidé la mobilité. Donc ils ont vraiment cette chose-là de dire OK, le haut de gamme, OK, on est champion du monde de cross-country, médaille olympique, etc. On a gagné des manches de Coupe du Monde avec Fayol à Lourdes, avec la Rux. On fait 2 à Cairns avec Mick, à 9 ou 8 ou 9 centièmes de Lolo. On est monté sur les podiums. Il y a un moment donné, on avait de la Suntour sur les podiums. Mais on se sert de ça pour créer de la suspension, mais vendre dans le très, très haut de gamme. On sait que le marché, il n'est pas super important. Mais par contre, être un acteur de faciliter les gens à prendre leur vélo, à mettre de la suspension facile à utiliser, etc. Ça, on veut vraiment être un acteur de ça. Et ça on veut pas sortir de ce créneau qu'on a là. Je sais pas mais je pense qu'on représente au moins 70% des fourches de mobilité. Quand je dis mobilité, cargo, mais déplacement. Hein. La NCX, la XR. Nous, il y a une fourche comme la XCR, XCT, XCM. C'est même pas des fourches qu'on vend, c'est des fourches qu'on nous achète. On en produit 11 000 par jour. Et comme me le dit toujours mon boss, Steph, c'est facile d'en produire une. Mais d'en produire des millions, c'est pas le même métier. C'est le bureau des méthodes qui doit être fort. C'est pas le bureau d'études. Moi, je l'ai toujours dit, à SolidWorks, dessiner un pont entre la Terre et la Lune, c'est facile. Mais quand il faut le réaliser, c'est autre chose. Puis l'industrialisation, c'est un autre sujet. C'est l'industrialisation. On le voit au niveau du SAV. Quand on balance depuis des années plus de 10 millions de fourches sur le marché, si ton process industriel, tu ne maîtrises pas, mais c'est la catastrophe. C'était une grande force, enfin plutôt une grande faiblesse de Manitou à l'époque, qui savait faire des super pré-séries qu'on testait et génial. Voilà. Sauf qu'en grande série... On est tous capables de fabriquer une seule fourche qui marche bien. Enfin, si on n'est pas capable de le faire, faut pas être dans la suspension. Tu veux dire qu'on peut tromper 1000 fois une personne? C'est compliqué. Mais non, mais voilà, okay. C'est un autre métier, hein, c'est vraiment... Et finalement, pourquoi, pour continuer l'histoire, pourquoi Suntour est venu me chercher? Parce que moi, j'avais une vraie connaissance de l'engineering, mais dans le bureau des méthodes, c'est Shonal, là, il est super fort, ce mec. C'est-à-dire que moi, mon piston de R2C2, un jour, il m'appelle, Shonal, il me dit, Steph, faut arrêter, là. Le piston, on achète la matière aluminium, on l'usine. Tu te rends compte que je jette du copeaux? Bah, j'ai dit, oui, mais je vais te montrer une technique de fritage. Avec des angles de dépouille qui vont bien, le truc boum, 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 tu fabriques des cakes. Et le piston, il est aussi dur, il est aussi bien et va même mieux parce que tu as les angles de dépouille qui facilitent le flux hydraulique. Mais si tu n'es pas au courant, et là, finalement, tu te rends compte d'un truc, c'est que Steph, quand tu dessines des trucs, faut pas dessiner ce que tu veux faire, c'est comment tu vas les industrialiser. Faut que tu penses bureau des méthodes et pas engineering. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris parce que quand on était chez Marzo et Kumbo, quand ça allait pas, on descendait en bas. On changeait les process parce qu'ils étaient en bas, mais là, c'est à chaque fois que tu dois aller à Taïwan, bonjour. Et donc, du coup, j'ai commencé à fabriquer le Unair, du R, à faire des amortisseurs pour en revenir, parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, si on fait du haut de gamme, faut qu'on en vende. Mais quand on va voir les constructeurs, qu'on n'a pas d'amorto, comment on va faire? On en a des amortos, me disaient, ouais, mais je leur dis, on peut pas les régler. Enfin, je veux dire, on peut pas faire les setups internes parce qu'ils sont pas démontables. Mais ils me disaient, mais pourquoi ils ont besoin des démontables? Attends, les cinématiques entre le ratio de 2, le ratio de 3, le ratio de 4, etc. Il y a un moment donné, tu prends l'amorto, tu le mets sur un vélo, il marche pas. Donc, il faut qu'on ait des amortisseurs, qu'on puisse démonter, qu'on fasse des setups. Okay. Ils me disent, allez, vas-y. Et puis, me voilà reparti. Et puis, du coup, on a commencé à toucher. À l'époque, il y avait Karim qui roulait pour BH. Je suis allé voir le chef de produit. J'ai dit, Karim, essaye-moi l'amorto. Il essayait l'amorto. Il me dit, putain, Steph, ton amorto, il marche bien. Il en parlait au chef de produit. Il disait, attention, Suntour, ils ont des amortos qui marchent très bien. Et du coup, Nicolas, le chef de produit de BH, il me disait, OK, on va peut-être pas faire le setup de Karim parce que c'est un setup de race. Mais si déjà on a une bonne base, on fait un setup. Et hop, on le monte sur les gammes. Et en fait, le fait d'amener des amortisseurs, je leur ai fait comprendre au management que j'allais pas leur faire vendre des amortisseurs. Non, j'allais leur faire vendre des fourches à l'avant. Parce que c'était le combo qui allait ensemble. Tu vois? Et voilà, c'est toute une démarche.
C'était différent comme philosophie, mais c'est une philosophie finalement que je respecte parce que Suntour, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est pas le meilleur produit du monde. C'est ce que tu mets sur la table, le meilleur ratio. Ce que tu mets sur la table, est-ce que tu obtiens? Parce que finalement, faire une fourche à 4 000 €, on peut le faire. Tu as 4 000 €, tu as de la marge, tu peux mettre de la technologie. Mais faire une Aion à 600, prix public, 600 €, qui a un bon fonctionnement, qui marche bien et qui correspond à 99% des gens, ce qu'ils ont besoin, un réglage de compression, un réglage de détente et une précharge, bah ça, c'est une autre mayonnaise. Mais pour autant, on a quand même besoin du haut de gamme et de la compétition Toujours. pour de la visibilité, de la crédibilité. Est-ce que c'est ça, du coup, qui fait quand même aujourd'hui vendre des suspensions, et notamment aux OEM? Alors, OEM, c'est moi, c'est le seul. les assembleurs, Voilà, les marques en direct. Alors, pour les OEM, oui et non, mais moi, c'est le seul dénominateur que j'ai trouvé. J'ai dit à Suntour, pour le management, il faut aller en Coupe du Monde, il faut aller faire de la compétition pour développer des produits haut de gamme, pour pouvoir par la suite le vendre. Développer de la technologie. Comment tu veux développer de la technologie si tu vas pas en compétition? Bah, c'est vachement dur. Alors, bien sûr, on donnait des fourches à gauche, à droite, mais il y en a un, ça fait clic-clic, l'autre, ça fait cloc-cloc, l'autre, quand je mets deux rebonds de compression, ça remonte plus vite que mon collègue qui en a mis 3. Enfin, il y a un moment donné, c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut mesurer. Et donc, du coup, la compétition, ça te permet d'abord d'avoir des pilotes qui vont vite, mais vraiment vite. Et puis, c'est la partie R&D, c'est là où tu peux mettre de l'argent parce que tu leur expliques que si tu arrives à faire marcher des fourches en Coupe du Monde de DH et faire des podiums, bah, ces technologies, si tout doucement on la met, on va dire, au commun des mortels, bah, on va y arriver. Moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de les emmener en compétition pour arriver à développer du produit. Ouais, puis il y a aussi un truc quand même, c'est que les pilotes qui roulent en Coupe du Monde, à ce niveau-là, ils sont fins, ils ont du ressenti, et ils peuvent te faire du feedback. Ce qui n'était pas d'ailleurs tout à fait capable de faire les Fro Riders à l'époque. Non, bah exactement. Oui, Bander, que tu lui mettes de la haute vitesse ou de la basse vitesse, je pense pas que ça lui aurait changé l'atterrissage, évidemment. On était sur des domaines et où on a énormément progressé, et ça, je l'avais pas quand j'étais chez Marceau, mais quand on a récupéré le team BMC avec Jordan Sarrou, etc., j'ai dit à Jordan, j'ai commencé à mettre de l'acquisition. Alors, l'acquisition de données, elle est arrivée chez Suntour parce que j'ai eu la chance. Suntour est une entreprise qui a de l'argent. Et c'est-à-dire que quand tu leur dis, il me faut une acquisition de données pour mettre sur vélo, parce que lui, il me dit tac-tac, l'autre, il me dit toc-toc, et à un moment donné, il faudrait peut-être, les gars, qu'on mesure. Qu'est-ce que tu as besoin? Acquisition de données. Acquisition de données, ça valait à l'époque 15 000 €. Je dis, ben ouais, ça vaut ça. Achète. Si ça va t'aider dans ton développement, achète. J'ai besoin d'une DB3 parce que quand on a fini les cartouches... DB3, c'est les machines, c'est les bancs d'essai. Ouais, les bancs d'essai. Quand vous allez recevoir une cartouche d'un OEM, je lui fais un setup. OK, je mets une chips de 15, machin. OK, il me dit, on la valide. Moi, je la passe à la machine, je sors une courbe. Parce que si à Taïwan, vous vous trompez et que vous mettez pas les bonnes chims, le gars, il reçoit la fourche. Il me dit, mais attends. Alors, les chims, c'est les amplimum clapets. Voilà, les clapets. Okay. Par lesquels passe le flux. Tu gères le flux hydraulique. Voilà. OK, on fait une cartouche pour un OEM. Il me dit, moi, je veux l'amortisseur comme ça. Voilà. Moi, l'amortisseur, comme il est. Moi, quand je vais voir les OEM et que je fais du développement, c'est pas moi qui veux l'amortisseur comme ça, c'est le chef de produit. Donc, on fait le setup. Voilà. Le setup te va, chef de produit? Oui. L'amortisseur, je le passe sur la machine. Je lui envoie les courbes et je lui dis, voilà, c'est une radiographie de l'amortisseur. C'est ce que tu m'as demandé. Imagine, maintenant, à 22 000 km, à Taïwan, ils se trompent, ils mettent pas les bonnes clapets, etc. Le chef de produit reçoit l'amortisseur ou pas, il se trompe pas, mais il me dit, là, l'amortisseur, il marche pas pareil. Et faut le mesurer, ça. Toi, tu peux trouver qu'il marche bien, mais lui, il peut trouver qu'il marche pas bien ou moi, moins bien. Enfin, il y a un moment donné, c'est comme la bouffe. Toi, t'aimes le vin rouge. Le ressenti. Ah ben ouais, mais c'est super personnel. C'est une histoire de goût. Tu peux pas dire, on s'est trompé en production parce que l'amortisseur marche bien ou pas bien. Donc, qu'est-ce que tu fais? L'amortisseur, tu le mets sur la machine et tu dis, ah bah tiens, la courbe, c'est la même, donc il marche pareil. Et donc, j'avais besoin d'outils aussi pour l'OEM, pour les pilotes, parce qu'à un moment donné, oui, ça marche bien, mais moins bien. Enfin, il y a un moment donné, il faut mesurer. Enfin, moi, à un moment donné, il faut mettre des courbes. Et tout ça, Suntour me l'a fourni.
quand on a eu besoin d'un camion pour aller visiter, la première fois que j'ai utilisé le camion, c'est quand c'était chez Suntour. Nico il me dit on a entendu parler de ton Unair et du R. J'ai fait des essais avec Nico pour pouvoir les mettre. Nico il a voulu tester l'amortisseur. Pareil, on y va avec le camion. Enfin, tu vois, tous les outils que j'avais besoin, Suntour, ils me les fournissaient parce que ils avaient compris que je leur demande de l'argent, mais pour faire avancer la boîte. Et là, ils sont open bar. C'est top. De bosser avec une boîte comme ça, c'est open bar. Autant ils ont du mal à mettre de l'argent dans du marketing, ce que j'appelle direct, où tu payes, mais autant quand il faut faire avancer les choses, alors là, c'est... Quand on a commandé le camion, 280 000 €, le semi-remorque, et je dis, là, maintenant, on va sur des Coupes du Monde. On avait le crafter pour aller poursuivre le team Polygone, les ANA, etc. Puis je dis, à un moment donné, quand même, les autres... ils me disent, mais ça sert à quoi? Je dis, sur les Coupes du Monde, on va faire évoluer les produits. C'est du marketing quand même, mais c'est du marketing que tu tiens. 2 jours après, j'avais le versement de l'argent. Ils m'ont dit, acheter un semi-remorque. Terminé, l'histoire, c'était réglé. Et tu vois, et ça, faut... Moi, je le dis toujours, quand tu rentres dans une boîte, faut comprendre la philosophie de la boîte et il faut être en équation aussi avec ça. Si tu n'es pas en équation avec ça, ça ne sert à rien de bosser avec la boîte. Et moi, j'ai compris qu'ils étaient là pour être efficaces, pour faire avancer les choses, et on va reparler par exemple de la suspension électronique, mais ils te donnent les moyens. Et ça, moi, j'ai adoré chez eux. C'est aussi, alors je connais de loin la culture, mais c'est aussi le pragmatisme japonais. Oui, c'est-à-dire c'est qu'on ça. te fixe un objectif et du coup, il faut délivrer. Voilà. Toi, à partir du moment où tu amènes des solutions et qu'on te fait confiance, puisque tu as quand même un track record, un historique qui est quand même assez velu, on te fait confiance et on te dit on y va. Et les résultats montrent que. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de résultats, il faut que tu nous expliques. Une petite anecdote, quand j'étais chez Suntour, je vois une MTS, la même que chez Marzo, là, c'est une bécane, c'est plus gros que la DB3, hein, c'est un truc hydraulique, c'est monstrueux, hein, ça fait la moitié de la taille de la pièce, c'est une machine hydraulique qui va te permettre de faire de l'alternative, de la basse vitesse, de la fréquence très élevée, surtout de la fréquence très élevée. Ça marche en 380, et je lui dis, mais elle sert à quoi cette machine? Ça, c'est l'ancienne machine Marzo. Ils faisaient les tests là-dessus, donc chez Suntour. Et je lui dis, mais vous en servez pas? Non, t'en as besoin? Ils m'ont dit, on te l'envoie au CSF. Non, mais le truc, j'ai dit, mais vous êtes malade. Ah non, mais ça vaut des sous. Et simplement, je n'ai pas prise. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand ils m'ont mis en route, tout le software, c'était en japonais. Donc, je lui dis, non, mais là, il me le faut en anglais ou... Ah ben non, on peut pas. Donc en fait, mais t'imagines, ils étaient prêts à prendre la machine, à l'emballer. Alors ils m'ont dit, ça va être long, hein. Peut-être qu'en bateau, ça mettra 3 mois, hein, mais tu l'auras. Parce que j'avais besoin de ces tous les... Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné le budget pour en acheter une plus petite. Mais vraiment, c'était dans le côté, tu as besoin, on t'a dit de monter là-haut, on va t'aider à monter là-haut. Et ça, comme tu l'as dit, je pense que c'est la mentalité japonaise. C'est la mentalité japonaise. Comment est-ce que Suntour s'est retrouvé sur le vélo de Tom Peacock et Pauline Ferrand-Prévot a gagné un titre olympique? Pour revenir à ta question, tu m'as demandé tous les titres qu'on a eus. Alors, je sais pas, on a gagné Rémi avec la cartouche R2C2, la deuxième année où elle existe, il gagne la méga. Donc, toujours Rémi Absalon. Toujours Rémi Absalon. Il en gagne plusieurs. On met Fayol, qui était du team UR. Il gagne à Lourdes. D'ailleurs, petite mini parenthèse. Ouais. Dédicace à Couscous et puis à Alex Fayol, qui est de retour d'ailleurs dans le team UR. Et qui va rouler Suntour. Et qui va rouler Suntour cette année. Team NS UR. NS UR, voilà. Donc, dédicace au team. J'avais eu l'occasion à l'époque de faire le test du parking de la fourche d'Alex Fayol après son run victorieux à Lourdes. Donc la Rux. La cartouche R2C2, c'est inroulable. Non, mais pour quelqu'un comme moi, bien sûr, c'est inroulable. Oui, mais parce que là, c'est pas le même niveau. Excuse-moi, mais c'est pas le même niveau. Mais alors, oui, évidemment. le but, c'est qu'il gagne. Oui. Alors, on va finir après. On va en parler après. Parce que je voudrais faire un petit focus sur la suspension. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de toi en matière de suspension. Donc ça, on va garder ce sujet pour la suite. Pour répondre à la question sur Pauline et Peacock, on commençait déjà à avoir de l'expérience puisque on prend le team BMC avec Julien, qui était le manager, Julien Absalon. On fait pas mal de tests avec eux et c'est la première fois
qu'à un moment donné, on était dans le Midi, là, au centre où ils font pas mal d'essais, là, j'ai oublié le nom, c'est un Crêpes, on se met toujours là-bas. Boluris ? Ouais, exactement, voilà. On va là-bas, j'emmène Kevin, parce que Kevin commençait déjà à travailler avec nous. Puis Kevin, je le connais depuis longtemps. Et j'ai dit, Kevin, c'est le gars qu'il nous faut. C'est un type qui est super. Donc, je dis, Kevin, je vais commencer à t'emmener sur les courses. À un moment donné, avoir besoin. Moi, je peux pas aller de partout. Il m'a envoyé former les distributeurs, faire les Kevin teams. qui était mécano pour quelqu'un, non ? Bah, Kevin, il avait monté sa structure. Ouais. Alors, Kevin, il en a eu aussi des pilotes de Coupe du Monde. Mais il était mécano indépendant. Oui. Il proposait sa structure. Voilà. Oui, pour Formula, il a aussi bossé Formula, mais toujours en indépendant. Et puis, je me rendais compte que les teams grossissaient, on commençait à avoir pas mal de pilotes, et qu'à un moment donné, le Steph, il peut pas être à la conception, il peut pas former les distributeurs, parce que chez Suntour, la culture hydraulique, il n'y en avait pas. Tu allais aux États-Unis, tu leur parlais de Shimstack, etc. Ils ne savaient pas. Donc, en même temps, Oshim disait, tiens, tu vas aller tu vas aller à la Cioteur, emmener le Big Boss, voir ce que c'est le marché du VTT. Mais en même temps, tu passeras à Madison, former notre centre Suntour. Puis après, tu iras à Vancouver, former l'achat. Puis après, tu iras en Australie, former le distributeur. Enfin, à bout d'un moment, l'engineering. Mais il y avait que moi qui savais faire ça. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on prendre un peu des gens aussi chez Marceau qui nous aident, Umbo, Lisa qui est arrivée, etc. Et puis Kevin pour le service course, parce que je me rendais compte, je ne pouvais pas aussi m'occuper que du service course. Et pour revenir au cross-country, il y a un moment donné, je vois ces gars là qui forcent dans des côtes et pour gagner 4 secondes dans une côte, les mecs ils se mettent des entraînements de malades. Mais je me dis, il n'y a peut-être pas un moment où on pourrait peut-être gagner en DH, enfin en descente, en cross-country. Ouais. Je dis, comment on va faire ? C'est tout simple. À un moment donné, on va mettre le timelapse, les chronos, mais on va mettre de l'acquisition de données aussi sur les vélos de cross-country. Et là, j'attaque avec Jordan, qui est quand même un très bon descendeur. Jordan, en champ de boss, pas lui en promettre. Hein. Et je discute avec lui et on me dit, Jordan, c'est quand même un fin pilote en DH, donc tu devrais commencer à bosser avec lui. Et me voilà parti à mettre l'acquisition de données sur un vélo de cross-country. Et puis, comme d'habitude, on met le chrono en route, etc. Puis je lui dis, tiens, on va faire ça. Tac, crac, sur un tour, il me dit, putain, mais là, en descente, c'est plus sécurisant, je vais plus vite. Et on se rend compte qu'en fait, finalement, gagner 2 secondes sur une descente qui n'est pas très longue en cross-country, mais gagner 2 secondes en montée, il faut t'en mettre des charges d'entraînement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, finalement, le matériel permettait de gagner du temps. Ou de gagner, parce qu'en cross-country, il y a une chose qu'il fallait comprendre, c'est que tu peux gagner du temps. Mais à un moment donné, si ça te fatigue, et c'est là où on va rentrer dans le détail entre la performance et la fatigue. Si tu gagnes en performance, mais ça te fatigue, dans la côte, tu repères du temps. Donc, il faut gagner du temps, mais pas les mettre dans la zone rouge. C'est-à-dire pas leur mettre de l'hydraulique trop chargée qui font qu'ils le tiennent, mais ça leur demande beaucoup d'efforts. Et cet effort-là, ils le payent dans la montée. Donc, il faut trouver, et c'est ça qui est super dur en cross-country. En descente, ils savent que 0, 2 minutes, 3 minutes, passer les 3 minutes, c'est fini. La course, elle est finie. Donc, il faut qu'ils tiennent 3 minutes. C'est à eux de tout faire pour tenir 3 minutes. Cross-country, il faut arriver de la descente, il faut remonter. Et si tu t'es fatigué dans la descente parce que tu as des suspensions trop performantes qui te font aller vite, mais que tu t'uses, finalement, ton gain, il est de rien parce que dans la montée, t'es cramé, tu vois. Et donc, on a essayé de trouver un bon équilibre pour dire, en cross-country, on va commencer à faire de l'acquisition de données, mais on va toujours se référer par rapport à un temps et des valeurs. Le pilote, c'est important parce que s'il dit j'arrive en bas, c'est confortable, c'est vachement bien, mais c'est confortable, mais tu as gagné du temps ou tu en as perdu ? Parce que moi, j'ai eu fait des suspensions à des pilotes qui me disaient ah non, mais ça, Steph, c'est trop dur, j'arrive pas à gagner. On va pas oublier qu'on a eu aussi plein de pilotes qui maintenant sont dans le top 10. Hein. On parle de Marine, on parle de Rudy, mais il y a aussi les Flo Paillet qu'on a eu qui était 3e champion d'Europe. On a notre pilote des Monts du Lyonnais, j'ai perdu son nom, le français qui roule très fort. Et Louis Reboul ? Non, qui va chez Scott. Attends. Comment il s'appelle ? Pardon, Benoît Coulange. Benoît, qu'on a eu aussi. Oui. Et tous ces gens-là, ils ont tous une philosophie de la suspension qui est différente. Il y en a qui veulent que ça soit plus confort parce qu'ils se disent ils sont moins physiques. Donc, il faut que... Voilà. Bon, bref, quand tu mets tout ça dans un panier puis tu secoues, chacun finalement a... Et nous, je leur dis à la fin, en tant que compétiteur, la seule chose qui parle, c'est le chrono. On est d'accord ? Vous êtes là pour gagner, donc c'est le chrono. Et donc, par rapport à ça,
pour revenir à Jordan, on a commencé à comprendre que en cross-country, on pouvait aussi gagner du temps en améliorant les suspensions, alors que personne s'était vraiment penché sur la question, tu vois. Et donc, petit à petit, on a construit ça avec les amortisseurs et toute cette équation fourche, amortisseur, etc., cinématique des vélos, parce que c'est vachement important, la cinématique du vélo. Petit à petit, on est arrivé tout doucement à faire progresser. Alors, pas tout seul, il faut les pilotes, il faut les vélos, il faut des bons managers, voilà. Et puis, beaucoup, beaucoup d'essais. Et c'est pour ça que tu as vu une des machines. Il y a une machine, on ne pouvait plus prendre des pilotes, les mettre sur des terrains dangereux de Coupe du Monde et dire là, on est là que pour faire de l'essai, parce que quand tu fais de l'essai, il ne faut pas que le mec il se blesse, tu vois. Donc, c'est, comme je dis, la réussite, c'est, Momo l'explique bien, il y a un moment donné, tout seul, tu ne peux rien faire. Il te faut l'aliment des planètes, il te faut les bonnes personnes au bon moment, la confiance de la marque, et puis tout ça, quand tu mets dans un panier, tu arrives à gagner des Coupes du Monde, à être champion olympique. Et pour répondre à ta question du début, on s'est un peu éloigné. Pauline, alors pas Pauline, mais Pidcock, sa philosophie au départ, quand il gagne, qui nous ramène la première médaille, moi j'ai cru comprendre qu'en fait, il avait essayé des vélos, différents vélos. Différents équipementiers de freins, etc., différents équipementiers de suspension. Et à la fin, le team Ineos, qui a un budget colossal, lui l'ont dit « Tom, tu prends ce qui, toi, va te faire gagner, aller vite. » Et il a choisi Suntour et le système TAC. Voilà. Donc, en fait, Pidcock, on ne l'a pas sponsorisé. C'est lui qui est venu à nous en disant « Le système Suntour, je l'ai essayé. » Alors, il y avait autre chose, c'est qu'à l'époque, les teams Ineos, sur les Coupes du Monde de cross-country, ils n'avaient pas d'infrastructure, ils n'avaient pas de tente, etc. Et comme nous, on venait d'acquérir le semi-remorque, on leur a dit, si en plus, vous choisissez Suntour, on peut vous allouer le semi-remorque. Quand on défait la structure, il y a 180 mètres carrés au sol. Donc, on peut vous allouer aussi une partie dédiée à vous. Kevin leur avait fait un espace vraiment réservé à eux. Et puis en plus, on sera à côté de vous. C'est-à-dire que vous allez être quasiment un des seuls pilotes à rouler avec le système TAC. Il y aura l'ingénieur, il y aura Pierre-Jo, il y aura moi, il y aura Kevin. Enfin, on peut avancer là-dessus. Parce que le système TAC, maintenant, il a 4 ans, 5 ans. Mais au début, il marchait pas aussi bien que maintenant. Donc voilà, c'est pareil. Si ça marche pas ou que ça te convient pas, ou qu'il y a des bugs, tu peux aussi revenir en mécanique. Enfin, il faut toujours trouver un plan A et un plan B. Parce que si tu restes dans ton plan A et que ça marche pas... Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que il n'y avait même pas de deal, donc argent, sponsoring et tout, pas au début. Comme d'habitude d'ailleurs, parce que en fait, tous les teams fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire que ils choisissent des équipementiers en fonction pas seulement de est-ce que ça leur convient, mais aussi de combien est-ce que l'équipementier est prêt à payer pour faire partie des sponsors du team. Exactement, exactement. Alors que là, en fait, il n'y avait pas choix de matériel. Choix matériel. Choix matériel. Alors, je crois, je n'étais pas dans son contrat, je crois par contre quand même qu'à l'époque, le team Pinarello, il roulait Shimano ou un truc comme ça au niveau route, donc du coup, Shimano était presque une évidence. Voilà. Mais le reste, non, je crois que il a choisi. D'ailleurs, au début, même avant, il roulait pas Pinarello, il roulait BMC, je crois. Il a roulé à BMC. Ah, je me souviens plus de ça. Il me semble qu'au début, et parce que le vélo lui convenait. Et il a des rayons Baird, des rayons en tissu. Après. Au Rock, quand on a exposé le vélo, les gens regardaient que ça, la suspension et les rayons. C'est fou. Et quel est l'impact d'un titre olympique pour une marque comme Suntour? Est-ce que tu as vu, toi, ou est-ce que vous, chez Suntour, vous avez vu un impact sur les ventes, déjà, la notoriété? C'est le Graal, c'est-à-dire c'est quand même le fruit. Il utilise la cartouche PCS que j'ai faite, alors qui a été repris après derrière par Umbo et puis par la partie électronique de Pierre-Jo, mais la base elle est là. Et alors déjà on est content parce qu'on se dit finalement on fait des produits, mais ils sont capables aussi de gagner en Coupe du Monde. C'est pas ils gagnent pas grâce à nous, c'est lui qui pédale, c'est pas moi. Ce qui pour une marque qui commence à dire on aimerait bien faire des suspensions haut de gamme, alors que ça partait de pas bien, d'un truc qui n'était pas
incroyable. C'est quand même effectivement gagner un titre olympique, c'est cool. Ouais, 2, oui, 3. Pardon. Pauline. Pauline, ouais. Voilà. Okay. Donc, oui, déjà, c'est un résultat, c'est une vraie satisfaction. Et puis, parce que maintenant, il y a un moment donné, évidemment, on n'a pas la notoriété qu'ont les autres marques de suspension. Mais quand on dit, on est quand même double champion olympique, on est la première marque de suspension à avoir fait gagner déjà un pilote, Pidcock, en Coupe du Monde, avec une suspension électronique. Ce qui nous avait posé des problèmes parce qu'à l'époque, c'était pas homologué par l'UCI. Donc, il a fallu... tu leur parles d'un moteur et une batterie. Les mecs, ils te font des yeux comme ça, hein, c'est normal. Hein. Donc, après, il a fallu leur montrer que c'était la suspension à part gérer un câble. Enfin, voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça... Moi, j'ai une fierté, c'est qu'à Cairns, Mick, qui finit 2e, j'ai des gens de chez Rockshot et Fox qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Steph, en 2 ans, mettre une Rux sur un podium de Coupe du Monde, 2e, bravo. Parce que la cartouche et tout, ça prend du temps. Ils m'ont dit bravo. Et ça, c'était quand même content parce qu'à un moment donné, on voyait pas mal de Suntour sur les podiums de Coupe du Monde de DH. Hein. Et voilà. Et ils m'ont dit bravo parce que tu as quand même fait un travail de fou. Quoi. Tu pars d'une feuille blanche où tu as quand même des caractéristiques qui sont quand même pas vraiment dédiées à faire gagner et tu y arrives. Donc bravo. Ouais. Mais ça, c'est des heures et des heures de voyage et de tests, etc. Bien sûr. Alors, impact sur les ventes ou pas? Non, tu le vois plus ou moins directement. Une Rux. Non, Rux ou même fourche de cross-country. Oui, alors non, sur les fourches de cross-country. Alors on a aussi une chose, c'est que nous la Axon Carbone, la Works, on est encore les seuls à fabriquer le pivot et le T-carbone. Et on en produit très peu. Et par exemple, quand Julie Bresset, une petite anecdote, et j'arrive chez Suntour et médaille olympique. Nicolas de chez BH me dit on va faire une série spéciale, on va faire 200 vélos. Julie Bresset, il prépare le vélo, il prépare tout. Nous on prépare les boîtes. Oshib fait une super boîte. Les fourches, on n'est jamais arrivé à les livrer. On fabriquait 2 thés par jour carbone. C'est nous qui fabriquons le thé. On a la machine, tu vois. Et tu te rends compte que finalement, on est capable, et c'est là on en revient au même, entre en fabriquer 2 et 200, ils n'avaient pas passé le cap. Suntour de dire la machine à étuver, il faudrait peut-être en acheter. Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, après voilà, c'est et finalement sur le marché du très très haut de gamme, on n'est pas présent. Mais des Rux, je t'ai cité la XCR, XCM, XCT 11000, la Rux c'est 700 par an et les 700 on les donne, on n'en vend pas. Enfin, c'est du co-factoring. Okay. Mais est-ce que Suntour a besoin d'être là? Je vais te répondre non. Suntour, c'est pas sa philosophie. Je le répète, pour moi, la meilleure fourche dans la gamme, c'est une Aion. Ça marche super bien. Ça vaut 450, 500 ou 600 €. Je ne sais pas exactement le prix public vente, mais c'est juste parfait parce que tu as réglage de compression, de détente et 99% des gens qui vont rouler avec, tu leur mets à la place la même en Durolux R2C2, ils ne vont pas sentir la différence. Nous, notre philosophie, c'est pas de faire le meilleur produit au monde, c'est de faire le bon ratio rapport qualité-prix. Tu vois ce que je veux dire? Tanaka, le big boss, il disait on veut être le Sony. C'est pas c'est du haut de gamme quand même, mais le bon rapport qualité-prix. On est tous capables de fabriquer une fourche qui vaut 4 000 € et qui est top. Mais c'est pas ça. Tu vas en vendre combien? C'est faire le bon ratio rapport qualité-prix. Okay. Voilà. Donc, pour reboucler sur la question, toi aujourd'hui, l'effet olympique, en termes même d'OEM, aftermarket, ça n'a pas plus d'impact que ça sur les ventes? Sur les ventes? Sur les ventes ou la notoriété? Sur générale. La notoriété, si, quand même. Si, sur la notoriété. Alors, quand les gens ont pas connaissance que c'était sur des... Parce que, mine de rien, quand même, sur le vélo, on retient quand même le vélo. Enfin, quand tu gagnes, c'est quand même le vélo et le pilote. Ouais. Heureusement, d'abord le pilote et après le vélo. Mais quand on leur dit, on est double champion olympique avec Tom et Pauline, ah ouais, c'était vous les équipiez, oui. Bravo. Donc, ça a du poids quand même. Oui. Ça a quand même de la conséquence.
Très bien. Voilà. Sur les ventes directes, bah non, on vendait pas bien mais on sait pourquoi on n'en vend pas bien, parce que le pivot carbone, demain, tu es un OEM, tu fabriques tes vélos, Antoine, tu nous en commandes 200, on va te les livrer, je sais pas combien. Donc, voilà, c'est pas aussi notre premier target, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément être en haut, c'est être au milieu. Je l'ai dit au début du podcast. On avait la base, on veut être au milieu. Le haut, il faut qu'on y aille pour créer des produits haut de gamme, mais ce qui nous permettra d'être au milieu. Et d'ailleurs, tu connais comme moi actuellement l'industrie du cycle, que ce soit dans le e-bike ou dans le musculaire, le très très haut de gamme, heureusement qu'on n'y est pas, parce que nous, l'argent n'en perd pas là. Donc, dans la mobilité, on n'est pas comme ça, hein. Mais tout va très bien pour Suntour, hein, t'inquiète pas. On fabrique une autre usine à Taïwan, hein. Tu connais dans l'industrie, là, ils ont lancé une deuxième usine à Taïwan pour encore fabriquer du plus haut de gamme. Tu connais des gens dans l'industrie, là, qui fabriquent des usines en ce moment? Des Japonais qui lancent des nouvelles usines, il n'y en a pas beaucoup. Non, ben voilà. Ouais. Nous, le premier étage est fait. Okay. Et on va pour la partie TAC. Okay. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, on en vende et qu'on en produise. Il y a des ambitions. Exactement. Voilà. Ouais. J'aimerais ouvrir un chapitre pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, sur la partie suspension, d'une manière générale, puisque on a la chance d'avoir au micro un expert de la suspension avec 30 ans d'expérience, peut-être pour revoir un peu quelques fondamentaux qu'on a un peu traversés, peut-être rapidement ou pas suffisamment en profondeur, ou en tout cas c'était pas le sujet, mais ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses presque un petit cours sur ce qu'est la suspension. D'accord. En gros, pour bien comprendre, parce qu'aujourd'hui on a le marketing fait vachement bien son travail. On nous vend des hautes et basses vitesses, on nous vend plein de trucs, mais moi ce que j'aimerais comprendre, c'est aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour moi on se met à la place d'un consommateur. Prenons quelqu'un qui vient de s'acheter un e-bike. Mettons un GLP3, puisque c'est un vélo que tu aimes beaucoup et que d'ailleurs qui est reconnu pour être l'un des meilleurs vélos à assistance électrique du marché. Il a un GLP3, il a soit une RockShox Zeb ou une Fox 36 ou 38, il a plusieurs réglages. Qu'est-ce qu'il doit faire sur son vélo pour tirer le meilleur parti de ses suspensions, alors qu'il a à sa disposition une multitude de réglages, éventuellement une pompe haute pression. En gros, comment apprendre à régler sa suspension pour en tirer le meilleur parti? Alors, petit astérix, parce qu'on parlait de la compétition et là, on parle du passionné qui va rouler. La suspension, le principe fondamental d'une suspension, c'est d'assurer un contact permanent entre la roue et le sol, donc de l'adhérence. Voilà, c'est ça le principe fondamental d'une suspension. C'est pas d'apporter du confort, c'est l'adhérence. Si t'as beau avoir des freins, des très bons freins, si t'as pas d'adhérence, ça glisse, donc tu freines pas. Après, dans la partie, on va dire performance de la suspension, Coupe du Monde, etc. Là, on doit amener le pilote à aller vite. Et c'est souvent au détriment du confort. C'est tout un équilibre. Comme un lit. Un lit mou, tu es confortable, mais tu peux avoir mal au dos, tu vois, ou un lit plus raide, si tu vois. Et pareil. C'est-à-dire que d'un côté, pour le pilote lambda, on va essayer de lui apporter du confort, du grip. Pour le pilote de compétition, recherche de vitesse. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que la fourche d'Alexandre Fayol, avec laquelle il a gagné Lourdes, c'est ça. Moi je monte dessus, j'appuie dessus comme un sourd. Tu fais secouer comme un prunier, tu vois la vie en diapositive. Mais tu peux pas rouler avec cette fourche. Tu peux pas rouler avec, c'est pas possible. Impossible de rouler avec. Non, c'est impossible. Donc c'est quoi? Il faut les bras. Il faut le physique. Et la vitesse. Parce que quand tu roules à 10 km/h sur une voie Romède, moi quand je suis allé faire les premières reconnaissances avec Mick à Cairns, il y a un endroit, ils appellent ça le Rock Garden. C'est des pierres, mais mon pauvre, elles sont grosses comme la table. Il dit à Mick, mais vous passez où là? Ben, au-dessus. Non, mais d'accord, mais votre roue, quand elle va... Ah non, mais il faut pas qu'elle aille en bas. Hein. Si elle va en bas, j'ai dit, non, mais c'est un truc de fou. Et pourtant, j'avais vu les Coupes du Monde. Hein. Ben, en fait, il passe avec une telle vitesse, mais si la suspension, elle est trop molle,
ben en fait, ça les freine. Ils perdent de la vitesse. Donc, en fait, la suspension, là, dans la performance, c'est pour garder de la vitesse. C'est garder de la vitesse. Si tu mets une suspension trop molle, bah, tu vois bien quand tu arrives dans un virage et que ta suspension et qui t'appuie, tu as toute une partie de l'énergie cinétique, elle part dedans, puis tu sors du virage, tu es à l'arrêt. C'est pas la même philosophie. Donc, pour répondre à ta question, quelqu'un qui achète un vélo et qui va faire les premiers setups de la suspension, la règle de base, c'est régler le sag. D'accord, le sag. Le sag. Le sag, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut sag. dire? Ah, quand je le fais dans les formations, Vas-y. les jeunes qui arrivent, je dis c'est quoi sag? Ils cherchent suspension. Non, to sag en anglais, fléchir. C'est un verbe anglais. Okay. To sag, le fléchissement, l'enfoncement. S-A-G. S-A-G. Ouais. To sag, c'est un verbe anglais. Alors c'est peut-être pas un verbe Ouais. un verbe irrégulier, hein, Ouais. mais tu regarderas, ça veut dire s'enfoncer, fléchir. Okay. Voilà. Donc on règle le sag. Donc c'est un pourcentage du débattement. Alors, en fonction des disciplines de cross-country, l'ADH, tu as des pourcentages. Hein, ça, on fait des tableaux, Rochox, Fox, les fesses, on tour aussi, il n'y a pas de problème. Mais déjà, ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre de régler ta pression à l'intérieur. Parce qu'en fonction de la pression que tu vas mettre à l'intérieur, nous, on parle de façon générale du tarage. On parle du tarage d'un ressort. Mais tu peux, tarage d'air, c'est une différence de pression. Ouais. Eh bien, tu vas... Les gens, ils ne savent pas, je mets 80, je mets 60, je mets 40 en fonction de mon poids. Vous mettez la pression qu'il faut pour avoir, par exemple, 25% de sag. D'accord. En fonction des pratiques, par exemple, on va dire en cross-country, il faut quoi? Tu vas entre 10 et 15, 20 de sag. D'accord. 10 donc en cross-country, entre 10 et 15% d'enfoncement, voilà. Donc d'enfoncement de l'amortisseur. Du débattement total de l'amortisseur. De ta fourche. Ouais. Ou de la fourche, ok. Pas de l'amortisseur, faire attention, l'amortisseur, il y a le ratio du vélo derrière. Il y a le ratio un amortisseur qui fait par exemple 210 par 55, tu as 55 de stroke. Nous, justement, on dit stroke et travel. Okay. Faut pas qu'on confonde. Stroke, c'est la course de l'amortisseur. Travel, c'est la course de la roue. D'accord. 55, tu n'as pas 55 de débattement à la roue arrière. Hein. Tu peux avoir 200. Hein. Donc, comment on calcule ça à l'arrière, du coup? Nous, on a carrément des petits abacs, on a des petites jauges qu'on met et on en tient compte, en fait. Donc, si tu as 55 de débattement à l'arrière de l'amortisseur... De course, tu veux dire? Oui, de course, tu vois, de stroke, de débattement de l'amortisseur. Tu vas pas mettre 20%. Les 20%, c'est à la roue. D'accord. Tu vas mettre moins à l'amortisseur. Donc, comment on peut faire? On peut faire un petit ratio, une petite règle de 3, un petit truc, pour calculer le sag qu'on doit mettre par rapport à l'enfoncement de l'amortisseur versus le débattement. Tous les constructeurs de suspension donnent des tableaux. Hein. Okay. Ah ouais, dans toutes les docs techniques, je sais que les gens ne les lisent pas, hein, mais dans toutes les docs techniques, tu as les sags. D'accord. En fonction de ta pratique. Nous, on fait même carrément, par exemple, pour la Durolux, on fait varier la sag. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et c'est justement là, en Coupe du Monde de DH, la sag, ils s'en foutent complet. Hein. Ils en mettent pas. Hein. Enfin, ils en mettent ou ils en mettent, mais ils s'en servent plutôt pour l'assiette du vélo. C'est-à-dire que des fois, par exemple, quand il y a beaucoup de pentes comme à Val d'Isole, on mettait très peu de sag pour que le vélo reste haut. Par exemple. Faut pas le faire, mais la compète, c'est autre chose. On cherche la performance. Alors, si on revient à notre réglage du sag. Tu regardes ton tableau, on te dit, par exemple, en 160 de débattement, en utilisation normale, tu vas mettre, par exemple, en enduro, 25% de sag ou 20% de sag. En DH, on peut monter jusqu'à 30% de sag. Il faut savoir que Nico, il roulait en DH avec 50% de sag. Oui, mais c'est Nico. Eh oui, voilà. Mais Nico Vouilloz. Hein, et voilà. Donc, très bon pilote et clac. Oui. Ça sert à quoi, le sag? Parce que finalement, on met du sag, ça sert à quoi? Malheureusement, le sol, il n'est pas plat. Il y a des bosses, on sait, mais il y a des trous. Et ça sert à la roue à aller chercher au fond. Pourquoi on dit le débattement négatif? On considère que 0, c'est le sol. Une bosse, c'est positif. Négatif, c'est le trou. Donc, tu as déjà soulevé une fourche de motocross? Mais tu la décolles pas, la roue, hein, à l'arrêt. La fourche, elle s'allonge. Il y a un sac de malade. Et voilà. Okay. Donc, ça permet vraiment d'aller assurer le contact permanent. Plus tu mets du sag, plus tu as un contact permanent entre la roue et le sol. D'accord. Nicolas avait bien compris ça. Par contre, attention, plus tu mets du sag, plus ta suspension, elle est molle. Donc, plus tu veux aller au bottom out. Donc, il faut charger en hydraulique. Il faut mettre du support hydraulique. Parce qu'alors, autrement, tu mets un coup de frein et tu es au fond. Et voilà. Donc, tu commences à comprendre que plus ton tarage de ressort, il est dur, moins tu as besoin d'hydraulique. Tu peux mettre les deux aussi. Hein. Et plus ton tarage de ressort, il est souple,
plus tu vas aller dans le sag, mais plus il va falloir que tu mettes un support hydraulique. Autrement, tu vas mettre un coup de frein, tu vas sauter un trottoir, tu vas aller au bottom out. Bien sûr. Alors après, il y a d'autres choses. Il y a la progressivité. Parce que les gens, moi je vois des pilotes, ils arrivent, ils me disent « Ah, la fourche, elle n'est pas assez dure ». Ils prennent la pompe, ils mettent. Puis après, ils reviennent, ils disent « Ah non, mais là, je me fais secouer comme un prunier ». Ben oui, parce que quand tu as changé la pression, le rate de ton ressort dans la fourche, que tu as mis plus de pression, un ressort plus dur, tu changes aussi le threshold, le seuil de déclenchement. Donc, si tu vas au bottom out trop rapidement, faut pas changer ta pression. Faut changer le ramping en mettant des cales. Et là, D'accord, donc les tokens. Ça c'est le nom commercial de chez RockShox, mais voilà. spacer. Tu mets des spacers et voilà. Et là, tu changes que le ramping. Tu changes pas la sag. Donc la courbe de progressivité. La courbe de progressivité, exactement. Donc, on a parlé de la courbe de progressivité, du réglage de la pression, du sag. On n'a même pas encore parlé d'hydraulique. Alors, juste le sag, quel est le meilleur moyen de le faire ? On a vu sur des événements où ils ont un petit stand, tu mets le vélo, tu t'assois dessus. Voilà. C'est quoi le mieux ? C'est d'avoir quelqu'un qui te tient devant ? Qui te tient, tu pompes. Ok. Tu te mets en compte. Enfin, tu pompes comment ? Sur ton vélo, debout, tu pompes 2-3 fois. Tu te rassois sur ton vélo. Et puis là, le gars, il remonte. En général, on a mis ce qu'on appelle, nous, des mouchards. Oui, donc les O-rings. Voilà, c'est des mouchards. Ils t'indiquent. Ils te disent. Donc le petit joint rouge, de n'importe quelle couleur. Bleu chez nous. Chez vous. Voilà. On le monte. Et puis après, tu descends de ton vélo et tu regardes l'enfoncement et tu mesures. Et puis après, tu ajustes. Et ça, le sag, il est important pour les gens qui font du vélo, comme moi, parce que ça leur permet d'avoir déjà une bonne base de réglage. C'est quelque chose, quand tu quittes ton magasin, le vendeur, il aurait dû te faire le sag. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais c'est la base. C'est au moins la référence. Et donc, du coup, ça te donne ta pression. 80 PSI, tu auras un sag de 25%. Voilà, dans ta tête, tu sais que ta fourche, à 80 PSI, tu as un sag de 20 ou 25%, il est bon. Tu as ta référence, comme ta pression de pneu. Après, tu peux le faire varier. Tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins. Mais tu as déjà une référence. Et une fois que tu as réglé ça, parce que à quoi sert le ressort dans une suspension ? Un ressort hélicoïdal, un élastomère, de l'air. Ça sert à une chose, à ramener la fourche dans la position initiale. Je prends un exemple. En mécanique, on nous a toujours dit, quand tu cherches la fonction d'une pièce, tu l'isoles du système. Tu l'enlèves. Et tu regardes ce qui ne se passe pas. Si tu enlèves l'air ou un ressort dans une fourche, la compression, elle a lieu. C'est pas la détente. Oui, le ressort, il sert à rassurer, à un retour de la fourche à sa position initiale. Pas que ça, mais c'est la fonction principale, de ramener la fourche à la position initiale. Et d'ailleurs, je note aussi, je vois ou je roule parfois avec des gens qui roulent avec des suspensions souples, notamment en e-bike, et qui me disent oui, alors moi j'aime bien parce que du coup la suspension elle est souple. Elle est confort, elle est smooth, elle est dash, comme on dit. Sauf que la fourche parfois elle s'abaisse, s'affaisse au freinage. Surtout sur un e-bike. Au freinage et encore plus dans des portions techniques descendantes. Oui, donc évidemment. Ce qui les transfert de masse à l'avant. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui justement pensent que, peut-être à tort ou à raison, je sais rien, pensent qu'il vaut mieux une suspension souple? Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, compétition, on recherche la performance. Sébastien Loeb, quand il descendait de sa Citroën, là, on lui demandait pas si il est sur le rallye de Monte-Carlo, c'était confortable. On lui demandait s'il avait du grip. Par contre, pour la partie, on va dire 90% des gens, ils cherchent du confort. Donc, si la suspension elle est trop dure, ils vont se faire frapper. Donc, ils sortent de leur zone de confort. Toi, ce que tu dis, par exemple, c'est que justement, et c'est là, c'est intéressant, c'est que on enlève de la pression pour obtenir une fourche plus souple. En fait, on diminue le rate du ressort. J'aime bien prendre des images. Si tu roules avec un ressort de camion, ta fourche, elle reste en haut. Mais si tu roules avec un ressort de stylo bille, tu vas aller au bottom out. Donc, il faut trouver déjà le bon rate du ressort. Et comme c'est que des fourches à air, le bon rate, tu le trouves en faisant la sag. Donc déjà, c'est déjà super important, le sag. Tu as trouvé le bon rate de ton ressort, 80 PSI, d'accord. Après, tu roules et tu trouves qu'il y a 80 PSI. Ah putain, je me fais trop secouer. Je diminue à 60 PSI. Sauf que sur un vélo e-bike ou par exemple dans une descente un peu raide, dès que tu vas toucher le frein avant, transfert de masse sur l'avant, tu vas manger le débattement. D'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure, sur un parking,
il n'y a pas de choc, tu peux faire talonner une fourche. Hein. Tu te mets à 80, tu freines, la fourche, elle va y aller. Hein. Et pour un peu qu'il y ait une Un peu de petite pente, marche voilà. ou une petite racine ou un truc comme ça, tu arrives en bas de fourche. Voilà, exactement. Donc, dans ces cas-là, c'est là où l'hydraulique intervient. Quand tu changes le rate d'un ressort, ou de l'air, ou peu importe, la pression à l'intérieur, tu vas changer la force. C'est-à-dire que, par exemple, nous, sur une Rux, c'est 880 décanewtons. À 880 décanewtons avec 80 PSI, bien sûr, il y a un étalonnage avec un rate de ressort connu. Tu vas pousser et ça va aller au fond du débattement. D'accord ? Si tu mets 100 PSI, c'est plus 880, ça va peut-être être 1000 par exemple. Si tu mets 60 PSI, tu vas avoir main. Donc là, tu fais bien varier une force. Quand tu joues sur l'hydraulique, tu ne fais pas varier la force. Je prends le même exemple. Tu es à 80 PSI, tu as 890 kN, tu pousses avec la machine, là, avec la DB3, tu obtiens une certaine valeur. Tu fermes l'hydraulique. Et la valeur de charge, elle ne change pas. Tu vas mettre plus de temps. Tu changes le temps et pas la force. C'est capital. C'est-à-dire, tout ouvert, tu vas par exemple mettre 3 secondes, mais à la fin, le truc qui t'indiquera toujours 890 kN. Tu fermes l'hydraulique des basses vitesses, tu vas aller à la fin, il t'indiquera toujours 880 kN. Par contre, tu n'auras pas mis 3 secondes, tu auras peut-être mis 10 minutes. Donc, si je comprends bien, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas ingénieurs et qui n'ont pas les... Enfin, ça, c'est facile à comprendre quand même. Il y en a un qui intervient sur la force et l'autre le temps. Je veux quand même rendre le truc le plus accessible possible, néanmoins. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que lorsque je change le tarage de mon ressort, à savoir que je modifie la pression d'air dans ma suspension, il faut que je veille à également accompagner ce changement d'un changement en hydraulique, puisque du coup, je vais avoir moins de support en quelque sorte. Tu auras moins de support hydraulique. J'aurai moins je vais mettre plus ou moins de support hydraulique pour rattraper le moins de support pneumatique. Parce que tu vas au bottom out, si tu n'y vas pas, tu n'as pas besoin de le faire. Mais c'est en général ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils mettent une suspension moins dure, on va parler avec des termes plus classiques, moins dure, donc avec un ressort plus souple, souvent ils se plaignent parce que la fourche, elle va trop rapidement au bottom out. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, pour éviter le bottom out, tu peux aussi jouer sur le ramping. Mais la chose importante, je reviens à ta question d'origine parce que c'est très important, une fois que tu as fait le sag et que tu as défini finalement ton ressort, si tu changes pas de poids, si tu passes pas à 110 kg ou à 30 kg, normalement, tu n'y touches plus. Puisque ton poids, ta masse, elle est là. Tu es d'accord avec moi? Donc, quand je vois les gars qui n'arrêtent pas d'enlever 5 PSI c'est des névrosés, ça sert à rien. Non. Mais après, on peut faire nos tests. On peut faire les tests, voir si ce qui marche le mieux ou pas pour nous. Oui, d'accord, mais pourquoi tu vas augmenter ta pression? Parce que ta fourche, elle est trop molle. Mais joue sur l'hydraulique. Ou parce que tu vas au bottom out, mets des spacers. Ok, donc une fois qu'on a défini notre sag, une fois qu'on a défini le comportement qu'on cherche à obtenir de la fourche avec les spacers. Ouais. Non, mais avant, l'hydraulique. Avant, j'allais y arriver. Ouais. Une fois que tu as défini ta pression, ton rate, il y a un truc qui est capital. Capital, la détente. Qu'est-ce qui fait la détente d'une fourche? Qu'est-ce qui fait que la fourche, elle remonte vite, très vite ou pas vite? C'est le tarage du ressort. Il est constant. Un ressort, tu le comprimes, il pousse. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que tu as trouvé le bon tarage de ton ressort, tu dois mettre en équation la détente. Alors, c'est quoi un bon réglage de détente? C'est là où ça devient compliqué. Parce que un Flo Paillet à Val d'Isole, il roule la détente toute ouverte. Mais pourquoi? Oui, la pente, elle est comme ça. Ouais. D'accord? Il est sur l'avant de son vélo. Il nous a même demandé d'avoir une potence plus relevée parce que... On a vu cette année avec Dakota Norton qui nous met des... Le vélo, il est comme ça. Il est au freinage. Et qu'est-ce qui fait sa détente? Qu'est-ce qui gère sa détente? C'est sa masse, c'est son poids. Il est sur l'avant du vélo. Si la détente, tu l'ouvres pas, tu as déjà tout ton transfert de masse qui est sur l'avant. Le vélo, la fourche, tu reprends pas du débattement. Donc là, il te faut une détente très rapide. Bon, alors pour notre utilisateur du dimanche... il y a un truc qui est pas mal, c'est les escaliers. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Parce que les escaliers, ta fourche, elle se comprime et entre deux marches, il faut qu'elle remonte. Si tu arrives en bas de tes escaliers et que ta fourche t'a pris tout le débattement, c'est que ta détente, elle est trop lente.
Donc, faut faire un test sur des escaliers? Non, mais il n'y a pas que ça. Non, ouais, mais... Mais c'est une fréquence qui est régulière. Ok. Je prends du débattement entre deux marches, je mange du débattement entre deux marches, ça doit revenir. Je remange du débattement, ça doit revenir. Eh ben, il faut que... Parce que c'est quoi un bon réglage de détente? Il faut que tu contres l'effet du ressort, qui lui joue le trampoline, d'accord? S'il n'y a pas de détente, c'est un trampoline. Mais par contre, il ne faut pas que tu perdes du débattement. Parce que si tu mets une détente trop lente, tu vas prendre du débattement, ça ne va pas revenir. Tu vas prendre du débattement, ça ne va pas revenir. Bah, à la fin, tu es au fond, là, tu n'as plus de suspension. Okay. Tu es dur comme du béton. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un bon protocole de test. C'est ça. Il faut trouver des choses simples. Okay. Alors après, ça peut être une descente où tu as des petites marches d'escalier ou des petits sauts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comment régler une détente? Il faut régler une détente le plus rapide possible pour récupérer du débattement. Okay. D'accord? Pour pas trop en manger. Parce que si tu en manges trop, bah à la fin, tu n'as plus de débattement. Donc, tu as une fourche rigide. Mais sans non plus avoir l'effet kick-top. Okay. C'est-à-dire que éviter l'effet trampoline, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le top-out. C'est-à-dire que ta fourche, elle se comprime, le ressort, il durcit, et lui, il la renvoie en haut, et l'hydraulique en détente, il est là pour contrer cet effet, que ça ne fasse pas l'effet trampoline, l'effet catapulte. Donc, si j'essaye de rendre ça, on va dire, dans une espèce de protocole, on va dire que un bon test pourrait être de prendre un set de marches, et de dire, OK, il faut que ma fourche, elle absorbe suffisamment les marches, les chocs, voilà. et qu'en même temps, elle remonte suffisamment vite. Entre deux marches, pour qu'à la fin du set de marches, bah, ma fourche, elle soit quand même en haut, quoi. Voilà, que j'ai pas fait tout mon débattement. Okay. Exactement. Voilà, exactement. Donc, on a parlé du rebond. Ouais. Maintenant, on peut parler de la compression. Compression. Ouais. Et ben la compression, c'est après. C'est-à-dire que la compression, je l'ai dit, tu ne joues plus sur la force, tu joues sur le temps. Donc, je prends un truc basique, parking, d'accord, je roule, je mets un coup de frein, boum, je vais au bottom out. Bah, le réflexe, on a dit, on va changer les pressions. Non, je garde les mêmes pressions. Il faut aussi que ta fourche en soit équipée. Là, tu vas jouer sur la basse vitesse. C'est-à-dire que tu vas fermer l'hydraulique, donc tu vas obliger l'huile à passer par un orifice qui va être freiné, et donc du coup, tu vas aller moins rapidement au bottom out. Ça va mettre plus de temps. Donc, sur un freinage qui est assez court, paf, bah, ta fourche, on dit en fait dans notre jargon, on met de la consistance hydraulique. Tu as un petit bonhomme qui est à l'intérieur de la fourche et qui va essayer de tenir ta fourche en haut. Mais c'est ça s'appelle de la consistance hydraulique. Alors après, il y a de la haute vitesse et basse vitesse. Ok. Comment on règle la basse vitesse, du coup? Là, on fait ce freinage, ok, très voilà. bien. Sur la basse vitesse, si tu as bien réglé ta sag, que tu as le bon tarage de ressort, bah sur un bon freinage violent, bah, il ne faut pas que ta fourche est là au bottom out. Sans parler de choc, sans rien. Hein. Ouais. C'est vraiment, voilà. C'est juste en freinage sur le parking, quoi. Voilà. Ouais. Bah, oui, c'est un essai parking, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais ça permet déjà de faire de donner un étalonnage de ça, de dire, voilà, je freine, je plante, ma fourche, elle ne va pas au bottom out. Bah, déjà, j'ai un peu de consistance électronique, mais il faut que ta fourche en soit équipée. Hydraulique. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Électronique. Ah, pardon. Ouais. Et alors, ce serait quoi une valeur, une bonne valeur, par exemple, de compression sur un freinage comme ça? Il faut que ce soit quoi, 50%, 70%? Sur un freinage comme ça, il ne faut pas aller manger plus de 50% du débattement, parce que autrement. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend du bonhomme. Ça dépend du bonhomme. Mais si toi, tu as les bras pour tenir, ben, tu tiendras. Et justement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'arrive un moment donné, en Coupe du Monde de DH, pourquoi tu as essayé la fourche à Fayol et qu'elle était dure? C'est parce qu'ils ont des charges hydrauliques de malade. Bah, la vitesse où ils passent dans les rock gardens, et eux, ils ont la musculature, ils ont le corps, ils ont le physique. Enfin, ça va. Qui tient. Oui, mais je veux dire, il faut y aller, quoi. Tu vois, Nicana, quand tu le vois passer, tu dis, mais ou quand il y avait la R2C2 et qu'il gagne la méga. Et je lui dis à Rémi, il faut que tu charges en hydraulique, hein, on charge vraiment. Oh, quand il sort du pierrier, là, il arrive dans les cailloux, là. Oh, les gars, il est à plus de 80 km/h. Il arrive dans des pavasses comme ça, mais si t'as pas de l'hydraulique, mais tu te fais éjecter, t'as pas le temps d'y voir. Et là, voilà. Et finalement, en compétition, c'est beaucoup plus dur parce que moi, j'ai vu avec Mick, qui est un gaillard, à un moment donné, il y a des fois, on travaille aussi en méthode empirique. C'est quoi en mathématiques, la méthode empirique? Tu sais plus où t'en es. Tu as essayé plein de formules, il n'y a rien qui marche. Tu repars de là,
et tu fais ça. Et donc, je repars de là, je dis à Mick, allez, on cherche grave en hydraulique, mais grave. Et on regarde, on met des timelapses. Et au début, il éclate les temps. On gagne 1 seconde, 2 secondes. Mais par contre, arrivé en bas, il perd du temps. Parce qu'en fait, il y a de la charge hydraulique qui lui permet d'aller vite, de garder de la vitesse, parce qu'eux, ils veulent garder de la vitesse en sortie de courbe, etc. Mais par contre, il n'est pas capable de la tenir sur 3 minutes. Donc, il gagne du temps au début, mais à la fin, il est tellement crevé qu'il saute sur les freins, quoi. Donc, ça veut dire que ça marche, mais pas sur le run complet. Donc, il faut en enlever. Et c'est pour ça que je te dis une méthode empirique, c'est qu'à un moment donné, il faut aller aux extrêmes pour essayer. On a essayé aussi. Moi, j'ai essayé avec Ben Coulange de prendre une cartouche hydraulique, de la percer, dire tiens, on met plus d'hydraulique. On arrive en bas, putain, c'est confortable. Ah ouais, mais t'as perdu 10 secondes. Est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent d'utiliser cette méthode, c'est-à-dire de tester des trucs, comme disait un peu Jack, c'est ça, il nous disait, vous prenez votre pompe haute pression, vous testez des valeurs. Faut bien comprendre l'action. Quand tu changes la pression, on l'a dit, d'accord, tu changes la dureté de ta fourche, mais tu changes aussi le seuil de déclenchement. Donc, pour quelqu'un qui fait de la rando, c'est super important, là, une fourche qui gomme tout. Tu vois, un petit trail avec des petites bosses, petites voies romaines, tac, 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 basse vitesse, ça, c'est important. Si tu veux avoir une fourche plus dure en fin de course, tu vas changer de ramping. Ça, toutes les fourches le permettent, d'accord? Si tu veux aller vite, d'accord, faut changer l'hydraulique, donc mettre de la basse vitesse, d'accord? Et je l'ai dit, la basse vitesse, c'est le pilote qui le fournit, d'accord? La haute vitesse, c'est le sol. Et la très haute vitesse, c'est les deux. Quand tu as deux bagnoles qui se frappent de face, ça fait un gros choc, d'accord? Si elles sont derrière l'une dans l'autre, le choc, il est moindre, tu vois? Donc, et c'est ça qui devient compliqué, c'est qu'il y a tellement de paramètres où tu peux en mettre, en enlever, etc., que finalement, à la fin, les gens, ils se paument. Et on en vient à la cartouche que j'ai fait, la RC+, où finalement, on a une cartouche où on a gardé la haute vitesse en interne, avec des vrais réglages en changeant les shims, mais on a simplifié l'extérieur en mettant un réglage de basse vitesse, de compression et détente pour simplifier aux gens. Ce qu'on veut, nous, Suntour, c'est simplicity. Alors justement, c'est une question que j'allais te poser, et puis pour commencer à refermer un petit peu ce chapitre, mais est-ce que aujourd'hui tu penses qu'il y a trop de réglages dans les suspensions? Les gens, ils comprennent rien. Moi, je l'ai dit, des fois, je roule, VTT, je croise des gens, ils savent pas que je travaille pour Suntour, je leur dis, ah, vous avez une belle fourche, ah ouais, putain, marche bien, ah ouais, super. Ah vous allez pouvoir m'aider parce que moi, je suis perdu. Moi, dans ma fourche, j'y comprends rien. Comment on règle les vitesses? 99% des gens me disent, on n'y a pas touché. Ça sert à rien. Donc, du coup, il faut mieux faire des choses simples. Je le répète, une Aion RC ou une Durolux RC plus, c'est parce qu'on a quand même 4 voies. Mais 2 voies, parce qu'on n'a pas parlé de haute vitesse. Comment tu règles les hautes vitesses? Comment Payet, quand il était ou Mick, quand il est dans du... Pourquoi il réglait la détente? Alors, on va revenir à ce que... Je règle une détente supersonique, catapulta, ça revient vite. Je m'en fous tant que je suis dans de la pente, que je freine et que je suis sur l'avant de mon vélo, ma détente, c'est presque mon propre poids qui la gère. D'ailleurs, si je fais trop la détente, au bout de 3 mètres, il n'a plus de débattement. Donc ça, c'est génial, on ouvre la détente. Mais s'il y a une partie plate avec des cailloux, là, c'est la balle de ping-pong. C'est là où interviennent les hautes vitesses. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup où ils ouvrent beaucoup. Alors, je dis pas beaucoup, mais ils laissent rapide la basse vitesse en détente, donc ça remonte rapidement. Et en fin de course, c'est là comme ça que nous, on gère la haute vitesse, c'est-à-dire juste en fin de course, ta fourche, elle est ralentie pour éviter le top-out. Voilà. Donc, en fait, tu la vois, quand tu la comprimes et que tu la lâches, elle remonte suffisamment rapidement au début et à la fin, hop, elle se freine. Voilà, comme ça, tu ne fais pas secouer sur les derniers centimètres. Mais c'est pas facile. On a trop mis de technologie dans le vélo. La seule solution, c'est l'électronique qui va gérer tout ça. Donc, de manière simple, comme on voit aujourd'hui, pour le moment, on le voit beaucoup en descente avec, plus en plus, avec les nouvelles flight attendants de nos amis de chez RockShox. Qu'on voit. Alors, du coup... Non, mais je suis pas sûr qu'ils gèrent tout ça. Ils gèrent les blocages, l'ouverture et fermeture. Mais de là à gérer les capacités de finalement... Non, RockShox l'a bien fait avec le rapid recovering. Ça veut dire quoi? Je reprends du débattement dans ma phase de détente. Donc là aussi, ce système-là. C'est-à-dire qu'on réalimente, parce que les gens pensent pas... Quand ta fourche, tu l'emmènes au fond, il y a une cartouche là derrière en plexi. Toute l'huile, elle est passée en bas. Mais à la détente, il faut qu'elle remonte.
Et justement, tu lui dis, attention, on remonte, mais doucement, en freinant la détente. Donc, à un moment donné, il faut bien que l'huile, elle passe ailleurs. Donc, c'est ça le principe, c'est que tu as une autre voie qui ralimente l'huile en haut. Bah, tu vois, c'est... Ah ouais, ok. c'est un vrai métier. Hein. Ouais. Ouais. Mais voilà, déjà, pour résumer ça, réglez votre sag. La sag, vous la réglez en fonction de votre pression. Si vous allez au bottom out, mettez des spacers. Voilà. Et après, quand vous réglez votre détente, une fois que vous avez réglé le tarage de votre suspension, bah, vous réglez votre détente pour reprendre du débattement suffisamment rapidement, mais sans avoir de top out. D'accord? Et puis après, il y a la gestion de la compression. Et en règle générale, il faut penser une chose, c'est quand vous mettez de l'hydraulique sur les basses vitesses, c'est penser à un petit bonhomme qui tient la fourche en haut, qui va être un support hydraulique qui va vous éviter de prendre du débattement trop rapidement. Voilà, c'est déjà après les hautes vitesses et basses vitesses, même sur les pilotes, des fois, tu vois, on les fait nous-mêmes sans qu'ils comprennent tout par rapport à un besoin. C'est ça aussi mon métier, c'est d'écouter et de traduire ce qu'ils me disent en hydraulique. De faire une traduction en me disant, il me dit ça, ok, je sais ce qu'il faut que je fasse sur la fourche. Il faut que je mette de la haute vitesse. Quelqu'un qui s'achète un vélo aujourd'hui, alors je vais te demander de le faire de manière un peu rapide, puisque on commence à être dans des durées d'enregistrement qui arrivent vers les extrêmes, hein, mais qui sont passionnants. Enfin, moi, je m'éclate, et j'espère que ceux qui nous écoutent encore se délectent de ça, parce que en fait, on va vraiment au bout. Quelqu'un qui aujourd'hui achète un vélo équipé d'une suspension, quel est le basique du basique qu'il doit faire en termes d'entretien sur sa suspension, sans aller dans des gens qui font de la compétition? C'est quoi, moi, toujours sur notre pratiquant du dimanche qui vient de s'acheter un e-bike avec des super suspensions, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'assurer que son vélo, ses suspensions marchent bien le plus longtemps possible? Si ce message que je pouvais faire passer me rend heureux, ce serait bien. Ça fait 30 ans que je le répète. Quelqu'un qui fait déjà une révision, par an, mais c'est le Graal absolu. Personne ne le fait. Au moins une par an. Pour quelqu'un qui roule normalement. C'est-à-dire, il en renvoie sa fourche, on lui fait changement des joints, on révise l'air, on change l'huile dans l'air, on change l'huile dans la cartouche, etc. Mais je l'ai dit, des milliards de fois. Personne ne le fait. Les mecs, ils nous renvoient des fourches. Ils nous renvoient les fourches parce que, ma fourche, l'anodisation, elle est usée. Les mecs, ils ont usé d'anodisation parce qu'ils n'ont jamais fait. Vous l'avez, ça fait 4 ans que je l'ai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est avant, quand il n'y avait pas de témoin d'usure sur les plaquettes de bagnole. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de plaquettes. Vous êtes en train de ruiner vos disques. C'est trop tard, les gars. Ouais, mais voilà. Un an. Au bout d'un an, si tu fais une révision d'une suspension, mais c'est parfait, mais c'est le Graal. Mais vous allez me rendre heureux, les gars. Vous allez me rendre heureux, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Alors, on l'a dit, il y a une chose qui peut changer, c'est que maintenant, Bosch a mis un système avec une petite clé qui apparaît. Si déjà, vous pouvez vous caler, alors je sais pas, c'est au bout de combien de kilomètres, j'en sais rien. Disons, une révision par an, c'est bien. Mais c'est le top. À partir de quand est-ce que je peux me dire que je me lance dans la préparation de mes suspensions? Quand tu cherches la performance, le chrono. C'est qu'une affaire de performance, ou il peut quand même y avoir aussi un peu de confort? Tu vois, on parle de bagues aussi, de travail sur les bagues, que ça coulisse bien, oui, mais etc. un bon constructeur de suspension, ça te l'offre. Tu n'as pas besoin de faire préparer ta fourche. Tu prends RockShox, tu prends Fox, tu prends nous. Nos fourches, elles sont déjà, par rapport au consommateur normal, au VTTiste normal, on est déjà, mais laisse tomber, quoi. À des niveaux de performance, mais t'imagines pas. Moi, les gens, enfin, je le dis, hein, une Rux de Coupe du Monde ou la fourche de Pitcock, c'est une fourche d'origine. On a changé les setups, mais c'est pas une F1, hein. C'est un truc que tu peux acheter dans le commerce, hein. Donc après, parce que le gars, il roule en Coupe du Monde, parce que le gars, il passe des Rock Garden à 80 km/h, où il va vite. Donc, on a besoin de lui faire des réglages, des setups spécifiques. Mais la fourche en elle-même, c'est la même. T'achètes pas une R1 ou je sais pas, une Ducati du service course. C'est la même. Et c'est ça la magie du vélo.
c'est que je l'ai toujours dit, il y a des gens qui roulent avec des vélos qui sont peut-être même plus légers que ce que utilisent les gens au Tour de France ou qui sont plus performants que les mecs qui gagnent en Coupe du Monde. Voilà. Mais une fourche d'origine bien réglée, mais mon pauvre, tu peux déjà aller en Coupe de France et voir. Il y a des trucs, nous, il y a des fourches, il y a des réglages, c'est quasiment les réglages standards qu'on a. Après, on peaufine parce que on recherche le chrono. Et je le répète et je l'ai dit, quand tu cherches le chrono, c'est au détriment du confort. C'est pas le même objectif. Ce qu'on demande aux gars, est-ce que tu vas vite ? C'est pas est-ce que ça a été confortable ? Est-ce que tu vas vite ? Mais il y a un moment donné, si ça devient inconfortable, bah tu sautes sur les freins. Donc il faut vraiment trouver le ratio. Et c'est pour ça que je disais en cross-country, c'est super dur. Parce que tu le fatigues, le gars. Si tu le fatigues, il pédale pas. Alors qu'en DH, il part de là, à 3 minutes, il faut que quand il passe la ligne d'arrivée, il soit mort. Avant, non. Après, oui, il a le droit. Mais avant, non. Donc, c'est la performance à tout prix. Mais dans un temps qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en cross-country, c'est vachement plus compliqué. Faut pas que tu l'uses trop, le gars. Voilà. En DRH, tu as le droit de l'user. Mais à 3 minutes 1. Quand il a passé la ligne d'arrivée. Si tu gagnes en 3 minutes, 3 minutes 1 seconde, t'es usé. Mais avant, non. C'est à toi de... Ou alors, on met moins d'hydraulique et on la rend plus confortable, mais au détriment de la performance. Mais c'est comme dans la voiture. Une GT3 RS sur un circuit, les mecs, quand ils sortent de la bagnole, on ne demande pas si elle a été confortable. On s'en fout complet, quoi. Est-ce que tu as du grip ? Est-ce que quand tu passes sur les dribbleurs, ça passe ? Est-ce que tu as de la tenue de route ? De la tenue de route. C'est pas du confort, c'est de la tenue de route. C'est différent, c'est pas le même domaine. Alors on pourrait, comme on l'a vu, je pense qu'on peut passer encore quelques heures de plus c'est clair, là-dessus. Je te propose de refermer gentiment le livre de cet épisode, non sans passer par quelque chose d'assez intéressant dont on a discuté tout à l'heure et qu'on aimerait proposer à vous, auditeurs qui êtes toujours là. Si vous êtes encore là, si on ne vous a pas endormi. Mais tu serais étonné de voir à quel point aujourd'hui les gens qui écoutent aiment les épisodes dans lesquels on va au fond des choses, parce que ce type de contenu-là, on l'a nulle part, en quelque sorte. L'épisode avec Vincent Ledieu, qui avait fait plus de 3 heures, et là, on n'en est pas loin, on est allé au fond des choses et c'est des expertises qu'on voit nulle part. Donc en fait, c'est génial. Ouais, mais moi je m'en délecte parce que je trouve que tu as amené quelque chose dans le vélo, justement, d'aller. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de journalistes qu'on faisait visiter, par exemple, les usines. Eux, ils connaissaient le marché du vélo, mais une usine. Après, c'est une usine. On modifie de l'aluminium, on l'usine, etc. Mais ils disaient ouais, mon vélo, il est fabriqué comme ça. Ça, c'était le premier truc. Moi, j'ai fait beaucoup visiter les usines quand il y a le Taipei Show à Taïwan. J'essaie d'inviter justement à l'usine. On le fera d'ailleurs avec la nouvelle usine, justement, montrer les process industriels, maintenant le shaving qu'on fait, tous ces trucs qu'on fait sur les fourches, c'est important. Et je trouve que toi, par tes podcasts, tu touches aussi les pilotes, mais aussi les industriels ou les concepteurs de vélos, et on a tous nos théories, on explique pourquoi on en est arrivé là. Ouais. Et ça, je trouve que c'est sympa parce que ça montre ce que j'appelle, moi, à tes spectateurs, l'envers du décor. Et ça, c'est super. Ouais. Merci. C'est ce que j'essaye de faire, évidemment. Et puis, c'est grâce aussi à des gens comme toi qui m'ouvrent les portes d'entreprises comme Suntour. Et moi, je suis un passionné de vélo, mais je suis aussi un passionné de matériel, de technique et de comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Mais également, ma passion, c'est aussi de partager les choses. Et je pense que c'est... les gens qui je voulais rajouter une petite chose. Oui. L'académie, ce que je vous ai expliqué là, ça sert à ça aux revendeurs, aux distributeurs. C'est leur expliquer les principes fondamentaux d'une suspension, comment les régler, comment faire du service. Parce que, ok, t'es particulier, tu dis, tiens, je vais dans tel magasin réviser ma Durolux. Mais si le gars, il sait pas faire, et tu te retrouves là, voilà. Donc l'académie, pour rebondir, c'est quelque chose qu'on ouvre pas aux particuliers. Ou alors il faut qu'il passe par un plan ACPO, etc., plan de formation, etc. Mais c'est ouvert aux magasins, c'est ouvert aux centres de suspension, c'est ouvert aux OEM. On est là justement. Alors là, on va parler
des principes fondamentaux de la suspension, ce que je fais dans cette salle, et après on passe, parce que c'est bien le blablabla, mais à un moment donné, il faut mettre les mains dedans. Et là, on leur explique justement la technologie, pourquoi un ressort, pourquoi de l'air, l'équaliseur, qu'est-ce que c'est l'équaliseur? L'équaliseur, c'est un truc, c'est RockShox le fait, Fox le fait, c'est on équilibre maintenant le positif et le négatif. C'est-à-dire que c'est presque une autosag. Tu vois, on n'a pas parlé, mais c'est... Attends. Voilà, il y en a beaucoup à dire. Pour un autre épisode. Voilà, mais ça veut dire qu'on offre maintenant la possibilité à des professionnels de venir se former sur les suspensions, parce qu'on se rend bien compte que c'est quand même un domaine, pour beaucoup de gens, c'est super vague. Tu vois là, et justement, on a fait ça parce que on veut que justement les gens règlent bien leur suspension, ou que les magasins le fassent bien, ou l'entretiennent bien. Et quand tu dis, par exemple, tous les ans, mais il y a plein de magasins qui ne savent pas faire l'entretien des suspensions, on les invite à venir là et justement à dire, nous, on est là pour vous apprendre à le faire. Si personne leur a fait passer le message, ils sont pas nés en disant, tiens, on va, voilà. Donc, c'est aussi le rôle de l'académie, justement, de faire partager notre connaissance et de leur proposer, de leur montrer que finalement, sortir un casting de Rux ou de Durolux, changer les 2 joints spi, graisser, faire un entretien basique, mais c'est un jeu d'enfant. Et en plus, on a des vidéos, on a plein de choses comme ça. Moi, je travaille beaucoup sur SolidWorks Composer, où on voit des vidéos. Moi, j'appelle ça la méthode Ikea. Dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tirer le casting, faire ça, pleurer avec les 17. Enfin, voilà, on a tout ça, on a mis tout ça en place, et ça sert à ça, l'académie. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu montrer un peu l'envers du décor et puis pouvoir comprendre un petit peu tout cet univers de la suspension. Aussi, moi, on le voit, je pense que les gens l'ont entendu, la passion que tu mets aussi dans tout ce dont tu parles, la suspension, mais aussi l'histoire, les marques et tout ça. On a manifestement affaire à un passionné. Rien de beau s'est fait dans ce monde sans passion. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, un philosophe. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que tout le temps qu'on consacre à ce qu'on fait, s'il n'y avait pas de passion, ça ne marcherait pas. On a la chance en plus de travailler dans un... Moi, j'ai travaillé dans l'industrie, quand tu es à la Spitrindel ou à Alstom, dans les bureaux d'études où tu as 40 mecs qui dessinent des trucs pour le TGV. Moi, j'ai dessiné des caténaires pour le TGV là, à Lyon-Paris. C'est pas très marrant. Non, ouais. Tu as un câble, tu fais de la RDM. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de bosser dans le vélo, quoi. Et tout pareil. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu passer quelques heures avec toi et puis d'avoir pu également partager ce qu'on fait ici. Mais avant de se quitter, avant de se quitter, quand même, il y a un truc qui est assez important, c'est qu'on donne la possibilité à une personne de remporter un lot qui est un set de suspension Suntour. Ça pourrait être du cross-country, ça pourrait être de l'enduro, ça pourrait être de la descente. Peu importe la discipline. Donc, peu importe la discipline, vous avez la possibilité de remporter un set de suspension Suntour. La seule condition étant, et ça c'est à toi. Alors on a mis sur le marché, donc on vous l'a dit, la suspension TAC, qui qu'utilise Pidcock et Pauline. Et le TAC, en fait, c'est un système intelligent qui ne fait pas que ouvrir et fermer la suspension. Ça tient compte de l'assiette du vélo, ça tient compte de plein de paramètres, justement. Il y a un échange d'informations monstrueux. C'est d'ailleurs, pour faire la petite parenthèse, c'est pour ça que ce système n'existe pas sans fil, parce qu'on l'a fait sans fil et le système buguait. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, tellement d'échanges, qu'en non filaire, ça ne marche pas. Donc Pierre-Jo a décidé de mettre un fil parce que là on peut, voilà. Et la question c'est que Pidcock utilise ce système et on a mis de l'acquisition de données, c'est-à-dire qu'on récupère du feedback, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait, voilà, de la data. Et la question c'est Pidcock l'utilise donc à Nové Mesto et ils font, je crois, 3 tours, il me semble. Nové Mesto, étape de la Coupe du Monde VTT. Et la question est combien de fois le système TAC change, c'est-à-dire ne passe pas forcément d'ouvert à fermé, mais avec toutes les positions intermédiaires, 80%. On nous change d'état.
C'est-à-dire 80-60%. Il fait tous les systèmes. Combien de fois il change d'état sur un tour? Sur un tour. Sur un tour uniquement. Sachant qu'ils en font 3 ou 4, je ne sais pas, etc. Qu'on a appris que le tour faisait 4 km, je crois, hein, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, ouais. Mais combien le système TAC change d'état? C'est-à-dire, en gros, combien d'informations sont prises et échangées entre la cartouche, qui va gérer l'hydraulique, et le CPU, qui est l'électronique, le cœur du système, sur un tour. C'est ça la question. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous, dans la rubrique commentaires, vous indiquez la valeur que vous estimez être la bonne et on ira sélectionner. On fixera une date quand même et ça, ce sera dans la description. On fixera une date limite jusqu'à laquelle vous pourrez indiquer en commentaire la valeur. Et en fait, celui qui remportera la fourche et l'amortisseur le combo, sera celui ou celle qui aura indiqué en commentaire la valeur la plus proche de la valeur de la réalité. De la réalité. Voilà. Et donc, on vous donnera toutes les infos dans la description. Et donc, ce jeu de suspension sera adapté ou à l'utilisation. Si l'utilisateur, si le vainqueur il a un vélo de DH, on lui mettra une Rux. Et s'il a un vélo de cross-country, etc. L'idée quand même, par contre, pourquoi on lui offre le combo, c'est qu'en fonction du vélo qu'il a, nous on lui fera les setups en tenant compte de la cinématique du vélo, etc. Voilà. Et après, on lui remettra en main propre. Ça peut être soit à l'académie s'il est dans la région, soit sur un événement de Coupe du Monde, soit un Rock d'Azur, etc. Parce qu'il faut d'abord qu'on ait l'information quel type de vélo il est, quel segment de vélo il est, et puis surtout après, il faut qu'on se renseigne sur la cinématique du vélo. Parce que si on met un amortisseur comme ça standard, voilà, il faudra faire tout le setup. On va faire ça. On lui offre en plus un setup, on va dire race, enfin une préparation, une vraie préparation. Tu me parlais tout à l'heure des suspensions. Les préparateurs font beaucoup de travail sur les amortisseurs parce qu'il faut vraiment mettre les amortisseurs en équation avec la cinématique du vélo. Ça, c'est plus important. Eh bien, voilà, vous avez toutes les infos pour participer et c'est à partir de maintenant, vous pouvez indiquer en commentaire la valeur et tenter de remporter ce set de suspension. Bonne chance à tous. Merci Stéphane. De rien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'Académie. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Me souhaiter, j'ai compris que maintenant il fallait, avec mon équipe, que je commence à déléguer, sauf que je suis dans un truc où il faut que je monte j'améliore l'office à Düsseldorf. J'ai moins faire d'engineering, moins de d'OEM. Je vais plus passer global service directeur, c'est-à-dire faire un peu un clownage de ce que j'ai fait au niveau de l'académie, du B2B, etc. Pour offrir encore plus de services finalement aux magasins, aux consommateurs et toujours avoir, je dirais vraiment, c'est le maître mot de Suntour, d'avoir des offices dans les gros pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, où c'est vraiment géré par Suntour. Et ça, c'est le mot de la fin. Mais moi, quand je suis rentré chez Suntour il y a 13 ans, on m'a dit c'est un maker, c'est un fabricant de fourches. Et là, on se rend compte qu'en 12 ans, on a un service course, on a des académies et que même nous-mêmes, maintenant, on vend de la pièce détachée. Donc, c'est pas qu'on est passé à la place du distributeur parce que vendre des joints, etc., c'est pas notre corps de métier. Mais on le fait surtout parce qu'il y a une demande. On se lève pas le matin en disant je vais acheter des joints Suntour. C'est qu'on en a besoin. Et quand on voit le volume de joints et de DAX, par exemple, quand on a sorti notre culotte, là, mais il y a un moment donné, on en envoyait 300 par mois. Mais je dis, les gens, ils en font quoi ? Ils les oubliaient dans le coffre, ils les oubliaient sur le toit de la bagnole, parce que tu sais, ils mettaient leur vélo dans le coffre et puis ils enlevaient la roue avant et ils l'oubliaient sur le parking. Enfin, si t'as pas ton culotte, tu roules pas. Donc c'est vraiment dans l'idée, voilà, de rendre satisfait les gens par un service qui est vraiment là et Suntour, c'est vraiment le maître mot. On veut, vu le nombre de fourches qu'on vend sur le marché, que le gars il se retrouve pas pendant 6 mois à rouler parce qu'il lui manque un joint ou j'en sais rien, un plug ou qu'il a une fuite d'air, quoi. Voilà. Okay. Dernière question, toute dernière. Si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En Roue Libre, ça serait qui ? Moi, je veux entendre Nico. Nico, c'est la légende quand même. Il y a Nico. Après, je les ai pas tous. J'en ai vu pas mal quand même des tiens, mais je les ai pas tous vus. Après, ça dépend où tu veux aller. Si tu veux aller côté industrie ou parce que par exemple, je pense que côté team, côté etc. Il y a des gens comme Patrice. Patrice au niveau du team. Enfin, au niveau
le côté race, Ouais. il est là-dedans. Donc, je pense que c'est des gens, si tu veux parler vraiment race, etc., ça peut être sympa. Sur le côté vélo, j'en ai vu pas mal. Donc, moi, j'étais étonné on le sait pourquoi, mais que t'aies pas vu encore Nico, quoi. Mais ouais, c'est la personne à voir quand même, Nico. Ouais. Sur des disciplines un peu moins gravity, cross-country, par exemple, si je devais aller m'aventurer sur cette discipline-là. Ouais, ça dépend si tu veux avoir le côté race ou le côté industrie. Plutôt côté... Allez, race industrie. Si je race, vais faire, tu peux aller voir des champions du monde, notre Pidcock, hein, tu peux discuter avec lui, lui dire pourquoi il a choisi ce tour, pourquoi il a choisi ça. Enfin, il va peut-être aussi te donner une version que nous on a eu un aperçu, mais c'est ce qu'on nous a dit. Après, on a juste répété. Au niveau de l'industrie. Les constructeurs de vélos, t'en as fait des constructeurs de vélos, ouais, pas mal aussi. Ouais, bon après, pas tous, hein, pas évidemment. tous, ouais. Après, tu peux pas tous les faire, donc c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a l'envers du décor de la race, il est quand même sympa. Ouais. Des gens qui gèrent des pilotes, qui gèrent aussi des marques, qui gèrent aussi des sponsors. Enfin, là, on rentre aussi dans un business, quoi. Donc, sur l'OIM, des gens très intéressants. Il faut que tu ailles voir Manu, quoi. Ouais. Emmanuel Antonio, quoi. Ouais. Ah bah, Manu, Serge Lopez, c'est des chefs de produits. Ils ont une connaissance du marché Alors là, on est vraiment sur le produit. Ouais, bien sûr. Mais c'est des chefs de produits. Ils sont incontournables. Serge et Manu, c'est quand même des gens. Enfin, et puis, bah, notre Pierre-Jo. Pierre-Jo, au niveau de l'électronique, c'est lui qui a fait le iShock chez Lapierre. Pierre-Jo, c'est quand même facile chez nous. Il y est bien chez nous. Puis ça, c'est quand même aussi un ancien pilote de cross-country de très haut niveau. Donc lui, alors c'est aussi c'est pour ça qu'on est plusieurs sur le système TAC. Pierre-Jo, si tu l'écoutes, il va te faire un TAC qui gagne toutes les coupes du monde. Mais si tu mets un mec comme moi sur un système TAC réglé à la Pidcock, je suis pas sûr qu'on ait les yeux en face des trous. Enfin, tu vois. Donc voilà, c'est aussi des gens incontournables. Pierre-Jo, c'est comme une sacrée monture au niveau électronique, c'est un calé. Hein. Ouais. Ok. Eh ben, je prends. T'as du boulot, hein. Il y en a du taf. Mais bon, c'est du bon boulot, quoi. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot. C'est encore une fois, c'est une affaire de passionné. Et moi, je m'éclate. Enfin, voilà, là, on vient de passer. Pas loin de 3h10. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ah bah ça fait plus de 3 heures. Allez boire le café, hein. Ouais, peut-être aller boire le café. Un immense merci. De rien. Merci de nous avoir reçus ici. Merci de nous avoir tout ouvert et partagé ça. Merci pour ta passion aussi, parce que c'est ce qui fait que, comme tu dis, les choses avancent. Les choses avancent, mais surtout qu'on passe 3 heures comme si ça faisait une demi-heure qu'on était ensemble et qu'on a cet échange qu'on pourrait en plus poursuivre. Continuer. Non, mais on pourra poursuivre, voilà. Mais c'est ça aussi. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Enfin, et ça se voit. Enfin, c'est pareil pour toi. Je veux dire, si on est là en train de se parler, c'est parce qu'on est des passionnés, qu'on compte pas notre temps et que toute l'énergie qu'on met, bah, on la met parce qu'on fait ce qu'on aime. Donc voilà, toi tu me disais ce matin, ça fait 30 ans, j'ai pas l'impression de bosser. Non, 30 ans que je bosse pas. Enfin, moi non plus. Moi non plus, c'est pareil. Donc voilà. Et donc je voulais partager ça avec toi. Je voulais partager ça aussi avec vous qui nous écoutez, toujours plus nombreux et qui nous faites part de comment vous aimez en roue libre. Et donc voilà, un grand merci pour et nous suivre toujours plus nombreux, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Voilà. Merci. Un mot de la fin peut-être que je vais te laisser. Non, écoutez, faites-vous plaisir, hein, c'est ça. Comme l'a dit si bien mon pote Momo, enjoy, quoi. Je veux dire, le vélo, le vélo, c'est une grande famille. Alors maintenant, en plus, il y a quand même une chose, c'est que la mobilité est arrivée quand même. Où Suntour est vraiment présent et veut vraiment être un acteur. Mais maintenant, j'ai une petite anecdote parce que c'est toujours marrant. On était à Épinal sur le vélo de la mobilité. Nous, on exposait nos fourches comme là. On a des amortisseurs, des fourches. Il y a un gars qui arrive avec un beau vélo, là, un Rasé Muller, et c'est quand même des vélos haut de gamme. Et le gars se met devant ses fourches, et au bout de 10 minutes, je vais le voir, je lui dis, il me dit, mais c'est quoi ça? Bah, je lui dis, c'est des fourches. Il me dit, ouais.
mais ça se met où sur son vélo? Et je regarde son vélo, il avait une Mobi Suntour. Bah, je lui dis, monsieur, vous êtes équipé parce que à Épinal, tu pouvais pas circuler en vélo, il fallait marcher, donc il le tenait, tu sais, comme ça. Et je lui dis, vous avez la même là? Alors, le mec, il regarde, il fait, ah bah ouais, et c'est bien ça? Bah, je lui dis, c'est ma marque, donc oui, c'est forcément bien. Mais ça me sert à quoi? Bah, je lui dis, là, je vais pas parler de performance. Et là, j'étais avec Arnaud et ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, là, Steph, il faut que tu changes. T'es plus dans le monde du mountain bike. C'est comme si demain, tu vas acheter une Volkswagen et on te montre des amortisseurs dans la concession Volkswagen ou des volants ou des... Ça n'a pas de sens. Et je lui dis, bah, en fait, c'est une suspension et elle est là pour vous apporter du confort. Et je dis, vous avez vu, vous avez un blocage. Alors, le mec, il regarde, il me dit, ah non, j'avais pas vu. Alors, il met le blocage. Bah, là, c'est dur. Là, ah bah, vous m'avez appris quelque chose. Et je me suis dit, là, on rentre dans la mobilité, parce qu'on parle de mobilité quand même. Donc, on a la mobilité, on n'en verra peut-être pas le bout, hein, nous. Hein. Mais il y a encore autre chose, c'est-à-dire qu'il va falloir, nous, encore, qu'on se remette en question et qu'on adapte notre discours aux gens qu'on a en face de nous. Enfin, ces gens-là, ils ont acheté un vélo pour se déplacer. Et c'est ça aussi, et je suis content de bosser pour Suntour, parce que c'est vraiment une marque qui, au départ, était vraiment dans la mobilité. Je les ai emmenés dans la partie technologie, race, etc. Ils sont super contents parce qu'ils apprennent, ils découvrent, etc. Mais il ne faut pas oublier que le gros du business du vélo, c'est le vélo passion ou le vélo déplacement. Et là, le vélo déplacement prend un essor de malade. Les vélos cargo, enfin, t'achètes pas un vélo cargo par passion, quoi, tu vois. Et il faut faire attention parce que ces gens-là, je pense que dans le VTT, il y a un moment donné, les gens, on les a perdus. On a tellement mis des réglages que moi, j'ai des potes, ils m'ont dit, on arrête. Hein. On a acheté des baskets, un camelback et des bâtons de carbone et on grimpe dans la montagne. On arrive en haut, on est rincé, mais parce que dans ton vélo, les réglages, les axes... Oui, mais il faut redescendre de la montagne avec un vélo. Ouais, mais non, mais moi, on a des vélos tests ici qu'on monte sur les salons, ça sera vraiment le... Et il y a un des vélos, j'ai un pote qui a fait Oxford en rugby, donc un ancien international de rugby. Il m'a dit, je veux t'acheter un vélo électrique parce que je voudrais bien continuer à faire du sport, mais maintenant, enfin, tu vois, les rugbyman, ils m'appellent, ils me disent, Steph, vous êtes trompé dans le vélo. La roue avant et la roue arrière, c'est pas la même. Ben oui, il y avait un 29 et 27,5 derrière. Mais il me dit, mais c'est quoi le but? Je lui dis, non, mais il me dit, mais moi, ça me posait un problème. Quand je pars avec ce vélo, il faut que j'emmène 2 chambres arrière. Il me dit, t'as déjà vu une voiture, toi? Il n'y a pas les mêmes roues devant et derrière. Tu vois où on en est? C'est-à-dire que c'est bien, hein, on met de la technologie, on met du 27,5, du 26. Tu as vu le nombre de castings et de plongeurs que j'ai. Parce que, alors, comme l'a dit Momo, il est bon. Ah bah maintenant, on va mettre le 26 devant et puis le 29 derrière. Non, mais ok, c'est super, mais il y a un moment donné, surtout dans l'habileté, faites attention, les chefs de produits, nous aussi, il faut faire des choses simples où les gens comprennent. Par exemple, un blocage, le mec, il m'a dit, mais le blocage, jamais je vais m'en servir. Je lui dis, vous avez raison, mais la fourche, elle est faite comme ça. Et nous, il va falloir maintenant notre discours, on s'adapte à des gens qu'on a en face de nous, qui venaient acheter des voitures et qui viennent acheter des vélos et des choses simples. Plutôt qu'un blocage, le gars, il met ses 2 enfants ou sa caisse de patates, et ben on va lui dire, quand c'est chargé, vous faites ça, vous mettez en mode charge, et puis comme ça va vous aider. Mais il faut arrêter de leur parler de haute vitesse et basse vitesse. Il faut faire attention, parce que là, la mobilité, on y va, mais si les gens, tu les noies dans la technologie, ils s'en foutent. Enfin, t'as combien de débattements sur ta voiture? Voilà. Tu vois? C'est un amortisseur, c'est de l'air, c'est une barre de torsion, tu vois. Ouais, c'est on s'en fout. Non, non, mais voilà, là, on va apporter, d'accord. Là, on va apporter de la sécurité, du confort, du easy to ride. Est-ce que le gars il me dit, mais moi, je m'éclate sur mon vélo, j'ai découvert le vélo et tous les jours, je vais au vélo, au boulot en vélo et je m'éclate. Donc, il a autant de passion que quand on va jumper ou rider. Mais il ne faut pas le perdre dans de la technologie, parce que là, autrement, le gars, il va être perdu, quoi. Voilà, c'est mon mot de la fin. On a encore un bel avenir devant nous, mais il faut gérer ça. Faut faire attention à pas trop les noyer dans de la technologie, quoi. Voilà. Bon, je sens qu'on a encore un peu de marge et qu'il suffirait que je remette une pièce dans le jukebox pour qu'on reparte encore pendant un moment. L'électronique apporte. Mais il n'est pas complètement exclu qu'on se refasse un épisode de ces 4 pour faire une petite mise à jour. Mais tu vois, je vais vraiment fermer le chapitre, parce que la première question que tu m'as posée, tu m'as dit l'électronique. Et ben, je referme. Comme dans la voiture, l'électronique va aider tous ces gens-là à charger leur vélo, à rouler, à freiner, à avoir un anti-plongée. L'électronique va gérer tout ça pour eux. C'est ça, l'avenir de la suspension. Amen. Amen. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt. À une prochaine. Merci à tous et à la prochaine.
Allez, salut. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Pensez également à soutenir le travail d'En roue libre sur la plateforme Tipeee et en partageant cet épisode autour de vous. Abonnez-vous également à la newsletter En roue libre pour ne rien rater de l'actu d'En roue libre. J'y poste également des offres d'emploi pour vous permettre de vivre de votre passion du vélo. Et enfin, pour donner un coup de boost à vos projets dans le vélo et augmenter vos chances de succès, faites appel à Line en réservant un appel avec moi directement sur agenceline.fr. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.